Bonjour tout le monde. J'ai le plaisir de participer au 10e congrès de la vision par le thème l'estrabisme accommodatif. Pourquoi ce thème? Parce que c'est une des formes cliniques les plus fréquentes et le pronostic, s'il est pris en charge précocement, on peut garantir une meilleure sensorialité. Donc, ça fait partie des strabismes normosensoriels si le pronostic est meilleur si la prise en charge est précoce. On va partager l'écran. Alors, qu'est-ce que c'est que le strabisme accommodatif? C'est un strabisme qui est le plus souvent convergent. Et il regroupe un ensemble d'entités qui ont une physiopathologie différente, où l'accommodation joue un rôle dans le déclenchement et l'évolution de la déviation. L'hypermétropie a un rôle certain. Le plus souvent, c'est un facteur déclenchant. Ça fait partie des strabismes acquis, donc des strabismes normosensoriels. C'est-à-dire qui survient chez des enfants qui ont déjà développé une vision binoculaire. Donc, il faut les prendre en charge précocement pour conserver cette binocularité. Il existe plusieurs tableaux cliniques et chaque forme clinique a un traitement spécifique. Donc, le traitement des différentes formes n'est pas superposable. Alors, sur le plan éthiopathogénique, donc deux anomalies à l'origine de ces strabismes accommodatifs. Premièrement, la métropie, qui est le plus souvent une hypermétropie non corrigée, source d'une suraccommodation. Ce sont les strabismes réfractifs. Deuxième cause, et la principale, c'est la rupture de la synergie entre accommodation et convergence par anomalie du rapport AC sur A qui est élevé par excès de la convergence accommodative. Ce sont les formes innervationnelles. Et à côté de ces deux causes, il y a aussi les anomalies de la vergence, en l'occurrence la vergence fusionnelle, parce que c'est cette vergence fusionnelle qui corrige les imperfections des autres convergences. Et si on a une bonne fusion, en général, en présence de ces deux anomalies, on va avoir une phorie. Par contre, si la fusion est de mauvaise qualité, ça va être un strabisme. Alors, nous allons détailler un petit peu ces deux étiologies. Alors, le strabisme convergent accommodatif réfractif. Donc là, il relève de deux principaux mécanismes, l'hypermétropie non corrigée et une divergence fusionnelle insuffisante. En effet, un œil hypermétrope, l'image va se former en arrière de la rétine et on aura une accommodation qui va être sollicitée aussi bien de loin que de près. Et l'accommodation s'accompagne de syncinésie, accommodation, convergence accommodative et myosis. Si cette convergence accommodative est très importante et excessive, en fixation aussi bien de près et de loin, ça va s'accompagner d'un strabisme si la divergence fusionnelle est insuffisante. Donc, quand la divergence fusionnelle est insuffisante, donc pour rattraper cet excès de convergence accommodative et compenser donc cette convergence, ça va se traduire par un strabisme convergence. Par contre, si cette divergence fusionnelle est correcte, donc il va corriger cet excès de convergence accommodative et ça va se traduire par une phorie, c'est-à-dire un strabisme latent. La correction positive totale dans ce cas-là va corriger totalement ce strabisme, aussi bien de loin que de près, et dans les différentes positions du regard. Le deuxième mécanisme, c'est le mécanisme innervationnel. Là, il y a une anomalie entre l'accommodation et la convergence accommodative. Cette anomalie va se pencher vers un excès de convergence et on va avoir un rapport convergence accommodative sur accommodation, AC sur A, élevé. Alors, dans ce cas, on peut retrouver une hypermétropie, mais ça peut survenir sur un œil hémétrope, voire même myope. Alors, comme on a dit tout à l'heure, si l'excès de la convergence accommodative est contrôlé par la convergence fusionnelle, ça va se traduire par une phorie de près. Si cette fusion est insuffisante, ça va se traduire par un strabisme convergent de près.
Et à partir de ces deux théories, on va avoir une combinaison entre le type réfractif et le type énervationnel, et on va se retrouver devant 6 formes cliniques différentes, dont le traitement est différent. On aura le strabisme convergent accommodatif pur avec un rapport AC sur A normal, strabisme convergent accommodatif partiel avec AC sur A normal, strabisme convergent accommodatif pur avec AC sur A élevé, strabisme convergent accommodatif partiel avec AC sur A élevé, les microstrabismes de loin avec AC sur A élevé, donc on va avoir une déviation de près essentiellement, et les strabismes divergents de loin avec rapport AC sur A élevé, donc avec une déviation minime de près ou voire une œsotropie. Donc nous allons voir sur le plan clinique les principales formes cliniques qu'on retrouve en pratique quotidienne, en pratique courante. Alors, le tableau clinique d'une œsotropie accommodative pure réfractive. Donc, nous avons dit que l'anomalie initiale, c'est une hypermétropie qui peut être d'importance variable. On peut avoir une petite hypermétropie, voire une forte hypermétropie, qui va stimuler la convergence accommodative et qui va entraîner soit phorie, soit tropie, selon que la fusion est efficace ou non. Et on va avoir un rapport AC sur A normal. Alors, dans ces cas de strabisme, on retrouve souvent des antécédents familiaux d'hypermétropie ou de strabisme accommodatif, d'où l'importance de dépistage en présence de ces facteurs de risque. Le moment de survenue, en général entre 18 mois et 3 ans, mais on peut le voir de façon précoce à 6 mois, voire après jusqu'à 6 ans. Alors, au début, ce strabisme se manifeste par une déviation intermittente. Et cette déviation intermittente, il est sans cause évoquée. Donc, lorsqu'on a un strabisme convergent intermittent chez un enfant, à côté de la cause accommodative, il faut soulever les autres causes qui peuvent, dans certains cas, qui peuvent être graves sur le plan aussi bien fonctionnel que vital. En l'occurrence, il faut éliminer, par un examen ophtalmologique et clinique, il faut éliminer une cause organique. En premier, le rétinoblasome qui peut se manifester par une OT intermittente, et c'est un diagnostic différentiel dans ce cas-là, et une autre cause neurologique. Alors, l'hypermétropie dans les strabismes accommodatifs purs, ça varie entre plus 3 à plus 10, mais on peut avoir des petites hypermétropies de plus 1, plus 1,50, plus 0,75 qui peuvent donner ce type de strabisme. Dans ce cas, la déviation de loin est égale à la déviation de près, et en moyenne, on a 30 dioptries. Cette déviation disparaît totalement avec la correction optique de loin et de près. On peut éventuellement, dans certains cas, lorsqu'on fait notre examen sous écran, on peut trouver une phorie de près. La motilité oculaire dans ce type de strabisme est équilibrée. L'amblyopie, il est possible lorsque ça persiste un microstrabisme avec le phénomène de neutralisation. Mais lorsqu'on a un strabisme accommodatif pur, la vision binoculaire elle est normale avec possibilité d'une vision stéréoscopique. Ce qui fait, dans certains cas, l'enfant, en enlevant ses lunettes, il déclare voir double, donc une diplopie notée après ablation de la correction optique, et ça témoigne d'une vision binoculaire restituée. Donc, c'est une forme fréquente, c'est une forme normosensorielle qui nécessite une prise en charge adéquate pour sauver et garder cette sensorialité. Alors, nous avons ici un cas clinique, donc une fillette native 2017, donc qui présente donc en septembre 2018, qui consulte pour une OT intermittente gauche. À l'examen, on a un hypertolorisme épicondus qui peut soulever un faux strabisme, donc par cet aspect. Mais il faut croire les parents, il faut faire un examen ophtalmologique. Et d'ailleurs, on peut ne pas le constater au début, ce n'est qu'après la dilatation, après la cycloplégie qu'on le met en évidence. Alors, la réfraction sous cycloplégie à cette époque a montré une hypermétropie de plus de 25, donc avec un examen ophtalmologique normal et une motilité équilibrée. Donc, cette correction a permis de redresser les yeux, donc vous voyez là, sans correction, avec correction. Donc, l'examen du novembre 2020, donc pour régulier de la correction optique, ortho de loin et de près avec correction, œsotropie gauche sans correction,
la réfraction a été faite sous atropine et vous voyez là qu'on a une hypermétropie latente qui a été libérée. On a plus 3 à droite, plus 3,75. Donc cette réfraction doit être répétée de façon à mettre en évidence cette hypermétropie latente et la corriger totalement, étant donné que ce type de strabisme il est lié à l'hypermétropie. Donc, un autre cas clinique, donc là, c'est une fillette qui consulte à l'âge de 2 ans pour strabisme convergent, avec des antécédents de strabisme dans la famille. Donc, la réfraction cycloplégique régulièrement contrôlée trouve une petite correction, plus 1,50 plus 2, avec une isoacuité, examen ophtalmologique normal, motilité normale. Donc, c'est un strabisme accommodatif, donc complètement corrigé par les lunettes. Donc, vous avez ici la photo sans correction et la photo avec correction. La deuxième forme de strabisme accommodatif qui est aussi fréquente, c'est la forme accommodative réfractive partielle. Alors, dans ce cas, les lunettes vont permettre de diminuer l'angle, mais il va persister un angle de base constant. Et dans ces formes accommodative réfractive partielle pure, donc on va avoir un rapport AC sur A normal, c'est-à-dire que la déviation est identique aussi bien de loin que de près, avec et sans correction. Et que cette déviation persiste au test de détente, en l'occurrence le test à l'éblouissement et l'écran translucide de Spielmann bilatéral. Donc, c'est-à-dire, si on a une détente, ça ne rentre plus dans la forme partielle, mais dans la forme pure. Donc là, il faut corriger. Alors, quelles sont les causes de ce type de strabisme? Le plus souvent, c'est un strabisme accommodatif pur, traité tardivement ou maltraité par une sous-correction de l'hypermétropie ou l'abandon des lunettes. Mais ce strabisme accommodatif réfractif partiel peut accompagner un strabisme précoce avec une part accommodative. Alors, dans ce cas de ce type de strabisme, la vision binoculaire est normale, la correspondance rétinienne est anormale, donc surtout lorsque l'installation est précoce et qu'il y a un angle de base. La motilité, dans ce cas, peut être perturbée avec syndrome alphabétique, donc des hyperactions musculaires. Alors, pardon. Alors, le troisième type de strabisme qui est aussi fréquent, ce sont les strabismes accommodatifs purs avec AC sur A élevé. Alors, ça se manifeste par, avec correction, l'angle de loin, les yeux se redressent, l'angle de loin disparaît, mais persiste un angle en vision de près. C'est ce qu'on appelle une incomitance loin-près. L'angle de près est E', est supérieur à l'angle de loin et cette différence est supérieure à 10 dioptries. Donc, dans ce cas de strabisme accommodatif pur avec AC sur A élevé, on va voir le patient va être orthodroit en vision de loin et il va garder une T en vision de près avec lunettes. Alors, l'erreur réfractive, ça peut être le plus souvent une hypermétropie, mais ça peut survenir chez des patients hémétropes, voire même myopes. Alors, théoriquement, la correspondance rétinienne doit être normale, et là, le rapport AC sur A élevé. Alors, comment on va calculer ce rapport AC sur A et dire que c'est un strabisme accommodatif? Alors, d'abord, par définition, donc, le rapport AC sur A, c'est la quantité de la convergence accommodative reliée à la correction développée pour voir l'objet net. Donc, l'accommodation, c'est ce mécanisme qui va nous permettre de voir de près, à toutes les distances, donc de près, et de mettre la mise au point de l'image sur la rétine. Alors, ce rapport AC sur A est une valeur qui est fixe pour chaque individu, en moyenne 5 dioptries. Alors, lorsque ce rapport est élevé, AC sur A, on va avoir une hyperconvergence accommodative, donc on va avoir un excès de convergence. C'est ce qu'on voit dans le cadre des strabismes accommodatifs avec AC sur A élevé. Lorsque ce strabisme est bas, lorsque ce rapport est bas, il y a une hypoaccommodation, une hypoconvergence accommodative, et ça entre dans le cadre des insuffisances de convergence. Alors, comment on va mesurer ce rapport AC sur A? Il existe 3 méthodes de mesure de ce rapport, mais cette mesure nécessite une correspondance rétinienne normale. Or, dans la majorité des strabismes convergents, on est devant une correspondance rétinienne anormale. Donc, ces méthodes ne sont pas toujours applicables.
Alors, quel est le témoin qu'on a en présence d'un rapport AC sur A? C'est cette incomitance loin près. C'est une déviation convergence beaucoup plus importante de près que de loin. Alors, le rapport AC sur A, donc on parle d'un rapport AC sur A élevé si cette incomitance loin près est corrigée par l'addition de vers positifs, donc qui va permettre de réduire de façon significative l'angle de déviation. Et là, on va voir un cas clinique. Donc, c'est une fillette donc, qui présente un strabisme convergent qui est corrigé de loin, donc ortho, et de près, on note une ET du côté gauche. Alors, cette incomitance loin près a deux causes, donc se relève de deux étiologies. Il peut s'agir soit d'un strabisme accommodatif par AC sur A élevé, ou un spasme de la convergence. Et le traitement est complètement différent dans ces deux cas. Alors, comment faire la différence? Est-ce que cette incomitance loin près est d'origine accommodative ou spasmodique? Il faut faire les mesures de l'angle de près avec correction, avec des additions plus 1, puis plus 2, puis plus 3. Alors, si l'angle de près diminue, donc on est en présence d'un rapport AC sur A élevé avec une incomitance loin près d'origine accommodative. Et dans ce cas-là, il y a l'indication de double foyer ou de vers progressif. Par contre, si avec les additions plus 1, plus 2, plus 3, il n'y a pas de modification de l'angle en vision de près, donc il s'agit d'un excès de convergence non accommodative, et dans ce cas, l'indication de vers progressif n'est pas indiquée, donc n'a pas eu lieu. Alors là, je vous présente un cas clinique de strabisme convergent accommodatif pur avec incomitance loin près. Donc, c'est une fillette native 2017. Donc, vous voyez là, de loin, l'angle est beaucoup plus important de près que de loin. Donc, avec une forte hypermétropie, plus 7 à droite et plus 4,50 à gauche. Cette petite présente une amblyopie bilatérale asymétrique, 6 dixièmes, 7 dixièmes. Et le côté droit, elle avait une amblyopie profonde qui a été rééduquée. Et l'angle de déviation, sans correction, il est 40 de loin, 60 de près. Avec correction, il est 10 de loin et 35 de près. Alors là, vous voyez vous voyez les yeux donc avec une addition plus 2, comparativement sans l'addition, on voit que l'œil se redresse. Et lorsqu'on fait le plus 3, on a des yeux presque droits. Mais là, c'est le test, donc la mesure de l'angle qui a objectivé que l'angle a nettement diminué, mais vous le constatez là sur la photo. Donc là, on va conclure que c'est une incomitance loin près d'origine accommodative par rapport à C sur A élevé, et c'est l'indication au vers progressif. Donc, c'est ce qu'elle a eu, cette petite. Alors, quelles sont maintenant les autres formes cliniques? Donc, nous avons vu les plus fréquentes. Donc, il y a l'estrabisme accommodatif partiel avec AC sur A élevé, c'est-à-dire que les lunettes vont corriger en partie la déviation de loin et de près, mais l'enfant va garder une incomitance loin-près avec correction, et donc qui va se redresser, qui va être égalisé, donc E'T va être égalisé à l'ET avec l'addition de vers positifs. Il y a l'autre type, ce sont les microstrabismes de loin avec AC sur A élevé. Donc, ce sont des enfants qui de loin paraissent ortho, donc sans strabisme, mais lorsqu'on fait les mesures, c'est un microstrabisme, et de près, on a un strabisme convergent. Donc, microstrabisme de loin, œsotropie de près. Alors, dans ces cas-là, l'anisométropie et l'amblyopie fonctionnelle sont fréquentes. Et pour régler ce problème de microstrabisme, de cette forme clinique, donc on préconise les pénalisations pour traiter l'amblyopie et l'incomitance loin près lorsqu'il y a une amblyopie. S'il n'y a pas d'amblyopie, donc on passe au vers progressif ou bifocaux selon l'âge de l'enfant. Une autre forme clinique des strabismes accommodatifs, c'est le strabisme divergent de loin avec AC sur A élevé. Alors, le patient va se présenter avec un strabisme divergent de loin, d'emblée ou secondairement lors de la croissance ou à l'âge adulte. Et donc, ceci est dû à la diminution des vergences toniques et accommodatives. Et de près, sans correction, les yeux sont peu divergents ou voire même un petit peu convergents. Alors, ce type de strabisme donc, se voit en général chez les formes myopes
et l'amblyopie unilatérale dans cette forme-là est fréquente. Alors, qu'en est-il du traitement? Donc, on insiste toujours sur la correction optique totale avec des réfractions répétées sous cycloplégie. C'est cette cycloplégie qui est répétée qui va permettre de libérer cette hypermétropie qui est un facteur déclenchant et qui a un rôle certain dans ces strabismes accommodatifs. Donc, cette cycloplégie, donc, elle va éliminer les variations et le spasme de l'accommodation. Donc, on va permettre aussi une étude objective et subjective de la réfraction et permettre une correction donc adaptée. Alors, nous avons à notre disposition deux types de collyres donc, qui sont efficaces. Il y a l'atropine avec des concentrations 0,2, 0,3 et 1% selon l'âge de l'enfant et le cyclopentolate donc, qui est un bon cycloplégique si le protocole est respecté. Donc, pour chacun de ces deux collyres, de ces deux produits, il y a les avantages et les inconvénients et les précautions à prendre. Et il faut dire que le port de lunettes doit être permanent et prolongé. Donc, et le port de lunettes permanent et prolongé libère aussi donc ce spasme accommodatif. Et ce type dans ce strabisme accommodatif, la correction par lentille donne de meilleurs résultats sensorimoteurs que les lunettes. Alors là, bon, lors de certaines activités sportives de l'enfant où l'enfant est obligé d'enlever ses lunettes, on peut préconiser par exemple dans le cadre, au cours de la natation, des lunettes de natation correctrices. Dans les autres sports, les lentilles de contact journalières pour leur permettre d'assurer ou d'effectuer leur activité sportive. Alors le traitement orthoptique. Donc, nous avons dit que dans la genèse de ce strabisme accommodatif, il y a une convergence fusionnelle qui n'est pas suffisante, qui est médiocre. On peut préconiser quelques séances de rééducation de ces capacités fusionnelles, mais à condition que la vision binoculaire soit normale. Il ne faut pas faire de rééducation de capacités fusionnelles devant une vision binoculaire anormale, car vous risquez de faire de lever cette neutralisation et d'entraîner une diplopie incoercible difficile à traiter. Le traitement orthoptique, donc c'est essentiellement pour la prévention et la rééducation de l'amblyopie. Donc, à côté de la correction optique totale, on réalise des occlusions dont le rythme est fonction de la profondeur de l'amblyopie et de l'âge de l'enfant. Et donc, il faut aussi donc la rééducation comme traitement d'entretien et prophylaxie des récidives. Et dans ce cas, il faut privilégier les pénalisations. Alors, les pénalisations les pénalisations sont indiquées essentiellement lorsqu'il y a un strabisme accommodatif associé à une amblyopie. Donc, soit dans le cadre de traitement de l'amblyopie, lorsqu'on arrive à une acuité visuelle de l'œil amblyopie qui dépasse 5 dixièmes, ou dans le cadre du traitement d'entretien. Donc, en quoi consiste? Ça consiste à faire à surcorriger l'œil dominant par addition de plus 0,75 à plus 3. L'œil dominé porte une correction optique totale. Donc, il peut s'agir soit d'une pénalisation monoculaire alternante symétrique ou asymétrique. Alors, l'avantage de cette pénalisation dans le traitement de l'amblyopie et de l'incomitance lointaine, c'est qu'à côté de son effet anti-amblyopique, il a un effet anti-accommodatif et un effet antispasmodique. Mais bien sûr, il faut respecter les règles de la pénalisation, à savoir la correction optique doit être totale, régulièrement vérifiée. C'est-à-dire, ça n'a pas de sens qu'un patient qui est un enfant, chez qui la cycloplégie a montré, par exemple, OD plus 3, OG plus 4, je le corrige avec plus 2 autres OD et plus 3 OG, et je vais faire la pénalisation. Non, il doit porter sa correction totale, et et à ce moment-là, on pénalise donc l'œil dominant. Alors, cette pénalisation, l'âge doit être au-delà de 3 ans plutôt, et il faut surveiller ces enfants pénalisés. Alors, qu'en est-il de la surcorrection optique de près? Donc, c'est indiqué dans les incomitances loin près, d'origine accommodative,
C'est-à-dire, lorsqu'on fait notre mesure, chaque fois que vous recevez un bilan orthoptique avec une incompétence loin près pour être orienté, est-ce que c'est d'origine accommodative ou spasmodique, il faut que vous ayez les mesures de l'angle de près avec les additions, plus 1, plus 2, plus 3. Et si l'angle diminue avec ces additions de près, à ce moment-là, on préconise le traitement, les verres progressifs ou bifocaux. Donc, qu'est-ce qu'on va donner? On va donner le verre le plus faible qui va faire disparaître l'incompétence loin près, soit en double foyer type Franklin pour les tout petits, les moins de 5 ans, ou en verre progressif pour les enfants qui ont plus de 5 ans. Donc, alors, là aussi, il faut qu'il y ait une isoacuité, que l'enfant doit porter la correction optique totale, qu'on ait ortho ou microstrabisme de loin. Et bien sûr, comme je vous ai dit, cette surcorrection n'est justifiée que si elle fait disparaître cette incompétence loin près. Alors, cette surcorrection, donc, on va surveiller ces enfants. Et à partir de 12 ans, donc en général, où l'accommodation, où le pouvoir accommodatif diminue, on va diminuer progressivement donc cette surcoaction pour arriver à la correction optique totale. Alors, le traitement chirurgical donc, s'adresse à l'angle résiduel avec correction optique. Donc, soit en monoculaire, donc selon l'expérience des chirurgiens, soit c'est une chirurgie conventionnelle monoculaire, recul plus plissement, ou binoculaire, recul des deux droits médiaux. Donc, il faut attendre, ça se effectue chez l'adolescent et le grand enfant. Pourquoi? Parce qu'avec l'âge, donc on assiste à une détente de l'angle dans les strabismes accommodatifs. Donc, il ne faut pas se précipiter pour opérer ces enfants. Les mesures des reculs et plissements se font sur l'angle de base avec coaction. On tient compte aussi de signes d'anesthésie. Donc, mais il faut retenir que la chirurgie ne corrige il faut corriger uniquement le strabisme qui persiste avec lunettes. Donc, l'angle corrigé par lunettes doit être respecté. Sinon, c'est le strabisme divergent consécutif. Alors, l'enfant, bien sûr, va garder une déviation quand il retire ses lunettes après chirurgie. Les parents doivent être avisés. Dans les incomitances loin près, donc non jugulées par les verres progressifs, on peut proposer une chirurgie par opération, donc pour diminuer donc, ce facteur innervationnel de l'incomitance loin près. Alors, donc, avant de conclure, on va voir quelques cas cliniques. Alors là, c'est un patient qui âgé actuellement de 20 ans, qui est suivi pour un strabisme convergent accommodatif. Donc, je l'ai vu la première fois avec un strabisme convergent, en partie corrigé par les lunettes. Et la correction optique portée était à droite plus 1 et à gauche plus 1. Je lui fais sa réfraction sous-cycloplégique. Je trouve plus 5 à droite et plus 5,50 à gauche. Donc, vu le type de strabisme, c'est la correction optique totale. Donc, il a été suivi régulièrement jusqu'à récemment. Il vient avec une correction portée au D plus 2,50, au G plus 3,50. C'est une correction qui est faite sur la base d'une réfraction faite sans cycloplégique un jour auparavant parce que le patient a cassé ses lunettes, mais ne se sentait pas à l'aise. Donc, je le revois, réfraction susciacole, plus 4,50 à droite, plus 5 à gauche. Donc, acuité visuelle 9 dixième, 8 dixième. Donc là, il faut faire, c'est la correction optique totale. Donc, son angle de déviation, sans correction, il est 20 de loin, 35 de près. Avec correction, il est 16 de loin, 20 de près. C'est un strabisme alternant avec l'œil gauche préférentiel. Donc là, vous voyez, donc sans correction, avec correction, sa vision binoculaire anormale. Alors, le message pour ce cas-là, c'est que devant un strabisme, quel que soit l'âge, la réfraction doit être faite sous cycloplégique pour permettre une correction optique totale et pour lutter contre ce facteur accommodatif. Donc, une réfraction chez un patient strabique, ça ne se conçoit pas sans la cycloplégie. Et l'âge, donc, on peut aller jusqu'à 5 ans, parce qu'on a jusqu'à 50 ans pour la cycloplégie, donc de façon à soulager l'accommodation et permettre le redressement des yeux dans le cas de strabisme accommodatif, dans tous les types de strabisme.
Là, donc, un autre cas clinique, là, il s'agit en présence de facteurs de risque. Là, c'est comme facteur de risque, on a un strabisme, une hypermétropie. Et lorsqu'on a ces facteurs de risque dans la fratrie, chez les parents, il faut insister sur le dépistage et la précocité thérapeutique, qui sont les seuls garants pour maintenir une normosensorialité normale. Alors, donc, nous avons le père qui est strabique. La fille aînée, donc septembre 2011, qui présente un strabisme convergent avec un comitance loin près, avec une hypermétropie, donc plus 4,75 plus 3,75 et une isoacuité. Donc, ça, c'est l'aîné. Puis la suivante, native 2013, donc il est ortho de près et il a une XT 14 donc, de loin. Donc, c'est une XT de loin avec AC sur A élevé, avec une correction plus 6,75 à droite et plus 3,75 à gauche. Donc, nous avons dit que dans ces formes de strabisme divergent avec AC sur élevé, on retrouve souvent une forte hypermétropie et une anisométropie. Alors, ces deux enfants, ils étaient pris en charge tardivement, d'après la maman, que lors de la consultation, on leur a dit, vous revenez jusqu'à l'âge de 5 ans. Alors, les autres, la prise en charge était plus précoce. Donc, il y a Karan, donc, natif en 2015, donc c'est sa photo. Et lui, il a une forte hypermétropie, plus 7 en ODG avec astigmatisme. Donc, et heureusement, donc, il est en isoacuité. Sa motilité oculaire est équilibrée. Donc, il s'agit d'un strabisme accommodatif pur. Et la toute dernière, donc c'est elle qui est vue pour la première fois, il consulte pour un strabisme convergent intermittent. Et lorsqu'on fait sa réfraction sous ce qui à quoi on trouve une forte hypermétropie avec un examen ophtalmologique normal. Là, c'est pour insister en strabologie, il ne faut pas faire attendre les patients. Donc, dès qu'un strabisme est constaté, il faut que la constatation soit la plus rapide possible, pour instaurer un traitement précoce. Et en présence de facteurs de risque, l'examen, il faut insister sur le dépistage. Là, on ne doit pas attendre l'apparition de strabisme pour corriger ces enfants, parce que ces enfants, s'ils étaient dépistés et corrigés précocement, on aurait évité toutes ces formes cliniques de strabisme accommodatif chez cette famille, parce que le principal facteur de risque, là, on a le père qui est strabique, donc il faut le dépistage à partir de la fin de la première année, avant l'apparition de strabisme. Alors, un autre cas clinique, donc c'est une petite native donc 1911, donc qui a été suivie pour un strabisme convergent depuis l'âge de 4 ans et demi, donc avec une forte hypermétropie, plus 6 à droite, plus 7 à gauche. Elle avait une amblyopie relative de l'œil gauche, donc qui a été rééduquée, puis pénalisation. Et donc, vous voyez, donc là c'est l'aspect sans correction et là avec correction. Et donc, il y avait une stabilisation de l'angle avec un strabisme de loin avec correction 45 dioptries et de loin et de près 50 dioptries. Donc, il s'agit avec sans correction 65 et 70. Il s'agit donc d'un strabisme accommodatif partiel sans accommodance loin près et il a été opéré sur les recul des deux droits médiaux. L'angle a diminué nettement soulagé. Et le contrôle post-opératoire, donc avec lunettes, il est bien, donc 10 de loin de déviation, 12 de près, et sans lunettes, donc il garde un angle résiduel. Là, il faut aviser le parent, on n'opère pas l'angle de déviation avec, donc sans lunettes, parce que l'enfant a besoin de ses lunettes, donc il faut en tenir compte pour éviter ce qui va se passer chez cette patiente. C'est une patiente qui porte des lunettes, plus 7,50, plus 8, plus 7,50 à droite et plus 8 à gauche. Et donc, il a un strabisme convergent qui était corrigé correctement avec les lunettes. On l'opère pour son strabisme accommodatif pur. Il se retrouve avec une XT importante, consécutive à cette chirurgie de strabisme convergent pur corrigé par les lunettes. Et donc, c'est la catastrophe, quoi. Alors, donc, je reviens sur le traitement chirurgical.
Il vise la composante non accommodative du strabisme. Il ne permet pas de supprimer la correction optique et donc un strabisme accommodatif pur n'est pas une indication à la chirurgie. Alors, en conclusion, les strabismes accommodatifs sont des strabismes convergents d'origine réfractive, hypermétropique et ou innervationnelle. Ils sont fréquents. Il existe plusieurs formes cliniques et pour chaque forme clinique, on a un traitement spécifique. Le traitement, il est essentiellement médical optique, correction optique totale régulièrement contrôlée, et orthoptique. Donc, la chirurgie ne portera que sur l'angle résiduel avec correction optique. Je vous remercie de votre attention.
Mes chers collègues, bonjour. Un grand merci à l'équipe de la Clinique de la Vision et de l'association Réseau, et notamment mon ami le professeur Mohsin Boukali pour cette invitation dont je suis très honorée. Et ça fait toujours plaisir de voir que la contactologie a une place toujours de plus en plus importante dans nos pratiques quotidiennes et surtout que de plus en plus de jeunes ophtalmologues s'y intéressent. D'où le sujet du topo que je vais traiter aujourd'hui, à savoir euh, les premiers pas en contactologie. Donc, comme vous le savez, il y a une demande de plus en plus croissante pour le port de lentilles de contact de par le monde et aussi chez nous. Et l'adaptation à lentilles de contact, on en aura peut-être assez, est un geste médical et doit le rester pour éviter toutes les complications que nous voyons malheureusement tous les jours du fait du charlatanisme qui se passe chez nous, malheureusement. Il y a bien entendu deux types de lentilles de contact. Trois sont en compte les hybrides. Donc, il y a essentiellement les lentilles souples et les lentilles rigides glace perméables. Les lentilles les plus adaptées sont les lentilles souples. Elles ont un plus grand diamètre, elles contiennent de l'eau, elles sont très confortables de port et corrigent tous les défauts visuels. Les lentilles rigides glace perméables, quant à elles, ont un diamètre plus petit que les lentilles souples pour ce qui est des lentilles cornéennes, rigides glace perméables, ou plus grand quand c'est des lentilles sclérales. Elles corrigent aussi tous les défauts visuels et elles ont un renouvellement un peu plus lent que les lentilles souples, beaucoup plus lent que les lentilles souples. Elles sont parfois indispensables, notamment en cas de pathologie de surface ou d'irrégularité cornéenne importante. Un petit mot pour les lentilles rigides. Ce sont des lentilles qui contiennent un centre rigide gaz perméable avec une petite jupe en hydrogel tout autour qui la rend beaucoup plus confortable, mais qui aussi la rend périssable plus rapidement puisque du fait que c'est de l'hydrogel, il faut se débarrasser de la lentille après 4 mois de port en moyenne. On va parler à présent des indications des unes et des autres. Les lentilles souples vont être indiquées pour un port occasionnel chez le sportif, pour un usage esthétique, donc lentilles de couleur, en cas d'inconfort sous lentilles rigides, et aussi comme lentilles prothétiques ou lentilles thérapeutiques. Les contre-indications, c'est essentiellement à chaque fois qu'on va avoir une prédisposition à faire, à avoir une infection, donc c'est les terrains immunodéprimés ou encore l'herpès. Les lentilles rigides gaz perméables sont indiquées pour toutes les amétropies. Elles permettent d'avoir une excellente qualité de vision. Elles sont particulièrement intéressantes en cas d'œil sec. Chez les enfants aussi, parce que la FDA américaine les a approuvées pour un port continu, même chez le bébé. Également pour l'orthokératologie et pour les irrégularités cornéennes, notamment le kératocone. Elles seront contre-indiquées pour les sports violents et aussi en cas de milieu poussiéreux pour les cornéennes, parce qu'on peut toujours mettre des sclérales dans le milieu poussiéreux. Elles ne sont pas contre-indiquées pour un port occasionnel, mais elles sont moins intéressantes parce qu'il va à chaque fois y avoir un temps de réadaptation qu'on devra se remettre à les porter. Donc, si c'est un port occasionnel, ce n'est pas la peine. Maintenant, comment choisir entre souple et rigide? Donc, on va prendre en considération tous les éléments que je viens de citer, mais aussi les désirs du patient. Et puis, l'examen clinique. Dans l'examen clinique, il ne faut pas oublier notamment la réfraction, parce qu'on va privilégier l'antidigitaire en cas de port et on va examiner notre patient. Si on voit qu'il y a une conjonctivite allergique, par exemple, et on ne va pas hésiter à passer faire des régimes perméables. Il est important de prendre en considération le coefficient, la perméabilité du matériau à l'oxygène qui est exprimé par le dK. Plus que le dK, ce qui nous intéresse, en fait, c'est le dK rapporté à la surface cornéenne, donc le dK sur E, qui est le coefficient de transmissibilité à l'oxygène et qui va conditionner la performance de la lentille. Le dK sur E pour une lentille souple est au minimum de 24 en général, mais bon, on n'a pas de problème avec les rigides glace perméables parce qu'ils ont tout un dK très élevé, sont ultra perméables à l'oxygène. Mais le minimum autorisé, c'est 24. Et pour un port prolongé, il faut que ce soit de 125. En réalité, toutes les lentilles de nouvelle génération ont un dK très élevé, un dK sur très élevé ne pose pas de problème. Pour ce qui est des matériaux des lentilles souples hydrophiles, à la base, ce sont les hydrogels qui ont été mis sur le marché dans les années 60. Le souci qu'on a avec, c'est qu'elles se déshydratent et ne sont pas assez perméables à l'oxygène. Et avec les nouvelles générations donc de silicone hydrogène, on a beaucoup moins de problèmes de ce côté-là. Alors maintenant, pour prescrire votre lentille souple, il va falloir d'abord déterminer le diamètre de cette lentille, il va falloir déterminer le rayon de cette lentille, donc le R0, puis la puissance de cette lentille. Alors, le diamètre du lentille souple, il doit déborder environ de 1 mm de façon circonférentielle autour de la cornée de votre patient. Donc, vous allez prendre en considération le diamètre de votre patient, éventuellement dans le choix du diamètre de la lentille souple.
Pour ce qui est de rayon de courbure, pour une lentille en hydrogène, on va se baser sur le Km plus 0,8 mm. Et pour une lentille en silicone hydrogène, ça va être Km plus 0,5 mm. En réalité, bon, il faut suivre les règles du fabricant, mais retenez cette règle-là, elle est très simple à retenir. Vous allez le plus souvent prescrire une silicone hydrogène, donc retenez le Km plus 0,5. Pour ce qui est du choix de la puissance sphérique, on va garder la puissance du verre si c'est une amétropie sphérique inférieure à 4 dioptries. Au-delà, on va se baser sur les tables de conversion que vous connaissez toutes. Il y a maintenant aussi des sites qui contiennent des formules de conversion. Donc, pour une puissance, pour un myope, la puissance de la lentille sera inférieure à la puissance du verre. Et pour un hypermétropie, ça va être l'inverse. Pour un astigmatisme, maintenant, si on a en plus un astigmatisme qui est inférieur à 0,75 dioptries, eh bien, on peut tout simplement faire un équivalent sphérique. Donc, si on a par exemple un astigmatisme de moins 0,5 pour une myopie de moins 1,50, eh bien, la puissance de la lentille sera de moins 1,75. Maintenant, si l'astigmatisme est supérieur à 0,75, on fait comment? Eh bien, tout dépend du type d'astigmatisme. Il faut d'abord savoir est-ce qu'il est cornéen ou interne ou mixte. Comme vous savez, l'astigmatisme total mesuré par la réfraction subjective est égal à l'astigmatisme cornéen mesuré par la kératométrie. Retenez cette règle de 10 centièmes de millimètre qui correspond à 0,5 dioptrie. On va y revenir plus tard. Et l'astigmatisme interne est déduit de la soustraction entre astigmatisme total et cornéen. Par exemple, pour quelqu'un qui a une réfraction plane avec moins 1,90, si la kératométrie me donne K1 à 7,80 et K2 à 7,60, donc la différence est de 0,20, donc 20 centièmes, soit 1 dioptrie. Donc ça suppose que cet astigmatisme mesuré ici, il est totalement cornéen. Si à l'inverse, j'ai un K1 à 8,30 et un K2 à 8,30 aussi, donc 0 astigmatisme cornéen, cela suppose que ce 1 dioptrie mesuré dans la réfraction subjective est entièrement un astigmatisme interne. Donc là, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à l'astigmatisme s'il est cornéen, interne ou mixte? Parce qu'en fonction, on va choisir plutôt une lentille rigide gaz perméable pour un astigmatisme cornéen, donc elle peut être sphérique ou bien torique. Interne, donc astigmatisme cornéen, donc externe, à cela va correspondre une lentille torique interne. Inversement, on verra plus tard que pour un astigmatisme interne, ça va être une lentille torique externe. On peut aussi, pour un astigmatisme cornéen, prescrire une souple torique. Donc, pour l'astigmatisme interne ou mixte, c'est en première intention une souple hydrophile torique. En deuxième intention, une rigide gaz perméable qui sera torique externe pour cet astigmatisme interne ou bien bitorique si c'est un astigmatisme mixte. Maintenant, revenons aux lentilles souples, donc toriques. Comment savoir quelle lentille prescrire et pour une forte amétropie, comment faire la conversion, comment ramener cette amétropie à la surface cornéenne, comment faire la conversion vers œil? Eh bien, ne vous embêtez pas, il y a des tables de conversion qui sont là pour vous aider, pour vous faciliter la tâche. En réalité, la règle de conversion est la suivante. Par exemple, pour une myopie de moins 10 avec un astigmatisme de moins 3 à 0 degré, donc ça nous donne donc ici moins 13 et moins 10. Le moins 13 ramené à la surface devient moins 11,75 et le moins 10 ramené à la surface devient moins 9. La différence entre moins 11,25 et moins 9 est égale à moins de 25. Donc en lentille, on va prescrire moins 9, moins de 25 à 0 degré. Mais encore une fois, ne vous embêtez pas, il y a des tables de conversion pour ça. Il est important pour une lentille torique d'observer le mouvement de la lentille au clivant, enfin la rotation que va avoir cette lentille-là. Donc les lentilles toriques vont avoir un petit trait ici en bas, avec deux autres petits traits de part et d'autre qui sont situés en général à 10 degrés à gauche et à droite. Et on va observer la rotation de la lentille au clivant. Si cette rotation se fait dans le sens des aiguilles d'une montre, SAM, sens des aiguilles d'une montre, eh bien on va ajouter, donc SAM, ajouter la valeur de la rotation à l'axe de la lentille. Par exemple, si l'axe de la lentille calculé est de 40 degrés, et bien là, on va ajouter 10 degrés. Si à l'inverse, la rotation se fait dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, donc SIAM, on va retirer la valeur de la rotation à l'axe de la lentille, donc 40 degrés deviendra 30 degrés. Donc, pour ce qui est de l'évaluation de l'adaptation de la lentille, on va observer le centrage, la mobilité au clignement. Il faut qu'on ait un léger petit mouvement de 0,2 à 0,4 mm au clignement. Et on va faire le push-up test pour voir est-ce qu'on a bien ce petit mouvement
au push-up test. Et puis, on va observer les vaisseaux au niveau du limbe et aussi la conjonctive, qui n'est pas de plis, des choses comme ça. Et une fois qu'on enlève la lentille, on va aller regarder la surface cornéenne, comment elle est à la fluo, est-ce que tout se passe bien. On peut même utiliser sur la lentille des fluorescents sauf que l'eau ne vont pas imbiber la lentille pour voir même comment se comporte le ménisque et lacrymal en dessous. Maintenant, vous allez me dire, oui, mais au Maroc, on n'a pas de lentilles d'essai pour les sous. Malheureusement, on ne nous les donne pas. C'est vrai, et ça n'empêche que vous pouvez vérifier le centrage, la mobilité, l'adaptation de la lentille de votre patient une fois qu'il les a achetées. Donc, vous faites votre prescription et vous lui dites, ne les mettez pas quand vous les achetez, venez avec vos lentilles. On va d'abord essayer pour s'assurer que tout va bien. Il vaut mieux gaspiller une boîte de lentilles plutôt que de mettre des lentilles mal adaptées pendant des mois et des années. Alors, pour ce qui est du choix du renouvellement, donc pour un port régulier, on va opter pour des lentilles journalières ou des lentilles mensuelles. Attention, les trimestrielles et les annuelles sont à bannir. On va toujours choisir la silicone hydrogène en première intention pour ce cas sur eux qui est élevé. Pour un port occasionnel, ça va être des lentilles journalières, ce qui nous donne une flexibilité de port. Et il y a aussi des indications médicales assez journalières, notamment les allergies. Aussi, quand on a peur que l'entretien se fasse mal, notamment chez les plus jeunes patients, donc les adolescents. Les journalières sont très intéressantes chez les patients atopiques, c'est quand même 20% de la population. Ce mode de renouvellement permet d'éliminer les allergènes, de diminuer le risque de conjonctivite frontopapillaire et d'éviter de sensibiliser le patient aux produits d'entretien. C'est aussi indiqué chez les porteurs chez qui les lentilles deviennent moins confortables en fin de vie, parce qu'on a une meilleure tolérance du corps, moins de dépôts. Ce sont les dépôts qui donnent les problèmes de tolérance. Et voilà, pour ce qui est des lentilles souples, donc retenez la règle d'adaptation KM plus 0,5 pour des silicones hydrogel. Et vous allez sur le site du Contaguide et vous avez vraiment, vous choisissez la marque, vous regardez quels sont les diamètres et les puissances disponibles, et puis vous prescrivez, vous faites votre prescription de lentilles. Pour ce qui est des rigides gaz perméables, donc ce sont des lentilles qui sont faites avec des matériaux de très haute perméabilité à l'oxygène, qui permettent aussi de réaliser des surfaces complexes, donc d'où l'intérêt dans les tresses irrégulières. L'adaptation va être différente de ce qu'on a fait pour les lentilles souples, puisque là, on dispose de boîtes d'essai qui ont des diamètres différents. Donc, chaque boîte a un diamètre précis. Et dans cette boîte, avec ce diamètre-là, on va avoir des rayons de courbure différents. Donc, on va choisir notre premier rayon de courbure en fonction de la kératométrie du patient. Donc, en général, on va se baser sur le cas le plus plat. Donc, on va choisir dans notre boîte le rayon de courbure qui est le plus proche du cas le plus plat du patient. Après, parfois, la règle d'adaptation peut différer d'un fabricant à l'autre, mais en général, c'est ça. Et donc, on va poser cette première lentille d'essai et on va observer son centrage, sa mobilité et son alignement, c'est-à-dire son image fluo. Donc, l'image fluo, ici, c'est une image idéale puisqu'on voit que la fluo passe partout. Ici, c'est une image qui est trop plate, parce que vous voyez qu'au centre, c'est noir, donc la fluo ne passe pas au centre, donc c'est une lentille qui appuie sur la cornée au centre, elle est trop plate. Et ici, à l'inverse, vous voyez qu'on a une espèce de réservoir de larmes au centre, donc ça reste coincé au centre, c'est emprisonné au centre, donc c'est pas bon, c'est trop serré. Rappelez-vous de ce que j'ai dit tout à l'heure sur les 10 centièmes qui correspondent à 0,5 dioptrie. Si on change le rayon de courbure, on change la puissance. Donc, si je resserre ma lentille, par exemple, ici, j'ai posé la lentille, elle est trop plate, donc du coup, je vais retourner dans ma boîte d'essai et je vais choisir la lentille qui a un rayon de courbure à peine plus serré que celui-là. Donc, je diminue mon rayon de courbure. Mais du coup, si je resserre, il faut que je garde en tête que par rapport à ma réfraction complémentaire, je vais ajouter du moins, je vais ajouter de la puissance négative. Si à l'inverse, j'aplatis ma lentille, j'ajoute du plus, donc j'enlève de la puissance négative. Alors maintenant, voici l'art décisionnel. Donc, si ma fluo est centrée, bien alignée, c'est parfait, je suis contente. Si maintenant ma lentille elle est en position haute, donc là, la première des choses que je vais regarder, c'est la fluo, justement. Si elle est bien alignée, donc le problème ne vient pas du rayon de courbure de ma cornée, il vient plutôt du diamètre. Et dans ce cas-là, je vais opter pour un diamètre plus petit. Je vais changer de boîte, je vais diminuer le diamètre de la lentille sans changer le R0. Si je n'ai pas de boîte, je vais prescrire selon la disponibilité du fabricant, avec le même R0, je vais prescrire un diamètre plus petit. Si maintenant la fluo est trop plate, je vais resserrer le R0
parce que ça veut dire que si la lentille est haute, c'est parce que le R0, le diamètre, le rayon de courbure, il est trop important, donc je vais le diminuer un petit peu. Maintenant, si j'ai une lentille qui se positionne trop basse, là encore, je commence par regarder ma fluo. Si la fluo est alignée, ce n'est pas un problème de rayon de courbure. Je garde le même R0 et je modifie le diamètre de ma lentille. Si à l'inverse, ma fluo n'est pas alignée, donc le problème vient de rayon de courbure et je vais retourner à mon BTC et choisir une lentille qui aura un R0 plus petit. Donc je vais resserrer ou je vais aplatir parce que des fois, c'est parce que la lentille est trop serrée. C'est-à-dire que si elle est en position haute, c'est parce que c'est une histoire et que c'est une histoire de R0, et ben c'est que c'est trop plat. Par contre, si elle est trop basse, elle peut être aussi bien trop plate que trop serrée, donc en fonction de mon image fluo. Donc, si tout va bien, que j'ai une lentille qui a une bonne motilité, un bon centrage, un bon alignement, je peux passer à l'étape suivante, qui est celle de la réfraction complémentaire pour savoir quelle est la puissance de la lentille que je vais prêter. Les boîtes d'essai, en général, elles ont une puissance en général de -3, bon, ça dépend du fabricant. Donc, je vais faire ma réfraction complémentaire et je ne dois pas oublier de ramener la valeur de cette réfraction à la surface cornéenne. Et ensuite, je vais ajouter ça à la puissance de la lentille d'essai pour faire ma prescription finale. Pensez au grand diamètre et au petit diamètre pour les fortes amétropies. Donc, des lentilles rigides Casperman standard, en général, c'est des boîtes qui ont un diamètre de 9 mm et demi, en gros. Donc, pour une forte myopie, je vais plutôt opter pour du 10 mm ou à l'inverse pour du 8 mm 80, par exemple. Maintenant, un petit mot rapide sur les lentilles éclairage. Je ne vais pas m'étendre dessus parce que Dr Safi va vous détailler ça en long et en large tout à l'heure. C'est essentiellement indiqué pour les astigmatismes irréguliers quand on n'arrive pas à avoir un bon centrage ou un bon alignement, une bonne stabilité des lentilles avec des rigides casse perméables cornéennes. Et c'est aussi indiqué dans les pathologies de surface cornéenne. Ce sont des lentilles qui ont une zone centrale, donc c'est la zone optique, une zone limbique et puis une zone sclérale qui est la zone d'appui. Il ne faut pas qu'il y ait d'appui ni au niveau de la zone centrale ni au niveau de la zone limbique. Par contre, c'est au niveau de la sclère qu'on va avoir un petit appui. Si à la fluorescéine en lumière bleue, vous ne voyez pas la pupille, c'est que vous avez une flèche qui est suffisante. Et si c'est une patiente qui avait une ectasie cornéenne, donc vraiment elle était à complet doigt, on n'arrivait pas à l'adapter en lentille cornéenne classique, je l'ai mis en lentille sclérale, vous voyez au niveau du dégagement, au niveau de l'appui scléral, il ne faut pas qu'il y ait une interruption du flux dans les vaisseaux conjonctifs. C'est comme ça qu'on sait que l'appui est bon, qu'elle n'est pas trop serrée. Et donc là, si la patiente elle est passée à droite à 7 dixièmes et à gauche, elle est passée à 6 dixièmes grâce à des lentilles sclérales. Un petit mot pour finir sur l'orthokératologie. Donc, vous en avez tous entendu parler. Ça a connu un regain d'intérêt énorme ces dernières années à cause de l'épidémie mondiale de myopie que nous connaissons. Donc, ça permet de lutter contre ce fameux défocus hypermétropique qui est le stimulus essentiel de l'évolution des myopies. Mais ces lentilles ont aussi un intérêt chez les sportifs, notamment ceux qui pratiquent des sports aquatiques, et elles permettent de corriger des myopies en gros jusqu'à -4,50, -5, même si certains fabricants disent qu'on peut aller jusqu'à -7, en réalité on est quand même limité par l'excentricité cornéenne. Plus cette excentricité est grande, meilleure sera la réponse à l'orthokératologie, mais bon, on est quand même limité. L'étude crânienne de 2009 et l'étude mycose de 2012 sont les deux études de référence qui ont prouvé l'effet freinateur de la myopie, aussi bien la supériorité de l'orthoca par rapport aux lentilles souples et monofocales que sa supériorité par rapport aux lunettes. Et ce sont des lentilles donc rigides casse perméables cornéennes, mais qui ont cette géométrie très particulière, quadricourbe à double inversion, donc avec une zone centrale, une zone réservoir, une zone d'alignement, une zone de dégagement périphérique. Quand on ferme les yeux, il va y avoir un jeu de pression positive et négative qui va permettre le remodelage de la cornée pendant la nuit. Et il faut un minimum de 5 heures les yeux fermés pour que ce remodelage se fasse. La zone centrale, la plus plate, c'est donc, comme je disais, c'est là où il y a la capacité réfractive de la cornée. Il faut savoir que la diminution maximale d'épaisseur de l'épithélium sera de 20 à 25 microns, ce qui correspond à peu près à 4 dioptries. Au début, on pensait qu'il y avait une migration des cellules épithéliales, mais en réalité, on sait que ce n'est pas vrai, que c'est juste un aplatissement qui va se faire. Et puis, les cellules vont reprendre leur position tout à fait naturellement tout au long de la journée. Pour ce qui est du déroulement de l'adaptation, ça va être différent des autres lentilles rigides Casterna parce que là, on ne va pas utiliser des boîtes d'adaptation, même si, bon, au départ, personnellement, quand j'ai commencé l'adaptation, j'avais des boîtes d'adaptation pour l'orthoca.
mais ce n'est plus du tout nécessaire. Maintenant, vous faites votre réfraction. C'est pour ça que je vous encourage vivement à vous y lancer. Vous avez tous de plus en plus des petits enfants myopes qui viennent de plus en plus tôt avec des myopies de plus en plus agressives qui évoluent de façon exponentielle, surtout avec le confinement, on l'a tous constaté. Donc, n'hésitez pas à vous lancer dans l'orthocar. On a des laboratoires qui sont extrêmement compétents, notamment au Maroc, hein, Biolens pour pas les citer, ils répondent, ils sont vraiment très, très présents et très efficaces pour vous soutenir. Faites votre réfraction, mesurez votre diamètre cornéen, faites votre examen de surface si vous voyez que tout va bien. Faites la topographie cornéenne et le laboratoire, à partir de la topographie des données de votre examen clinique, va vous fournir les lentilles d'essai. Et vous essayez à ce moment-là, vous faites votre adaptation pour observer l'image en fluorescéine. Donc ça, c'est l'image idéale. Donc il faut que j'ai cette zone centrale qui est la zone optique. Il faut que j'ai ma zone réservoir qui est plus serrée. Et puis que j'ai à nouveau ma zone d'alignement qui est un peu plus plate. Et enfin, la zone de dégagement périphérique qui est un peu plus serrée. La pose de la lentille se fait avec l'œil en position horizontale après avoir mis une petite goutte de larme artificielle dedans. Le retrait aussi, il faut d'abord mettre une petite goutte, cligner plusieurs fois les yeux pour faire passer les larmes et ensuite retirer la lentille pour ne pas léser l'épithélium du matin. Donc ça, comme je vous disais, c'est une adaptation, c'est une image, c'est un alignement idéal. Ça, c'est un alignement qui est c'est une lentille qui est trop serrée. Et ça, c'est une lentille qui est trop plate. Donc vous voyez ici, on a un réservoir trop important au centre. Je n'ai pas ma belle image en cible. Et là, pareil, je n'ai pas ma belle image en cible. Et on voit que là, les larmes ne passent pas, donc c'est trop plat. Dans ces deux cas, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je fais mon observation ou je prends des photos si je peux, si j'ai une caméra, sinon juste j'observe et je fais mes notes, je les envoie au laboratoire qui va modifier les lentilles en fonction de mon observation. Donc, la topographie est très importante pour le suivi des patients avec une orthokératologie. Donc, idéalement, il faut qu'on ait cette belle image en bullseye sensible. Si la lentille est trop plate, elle va être trop haute, on aura cette image en smiley face. Si à l'inverse, elle est trop serrée, je vais avoir cette îlot central, Central Island. Maintenant, quel que soit le type de lentille, l'entretien est capital et vraiment j'insiste là-dessus. Je dirais que c'est la partie la plus chronophage, mais elle est vraiment essentielle. C'est très important de prendre le temps, share time, s'asseoir, parler aux patients, bien expliquer les choses, insister sur l'importance de cette hygiène. Qui dit manque d'hygiène dit dépôt, qui favorise la prolifération microbienne, qui elle-même favorise les dépôts et favorise toutes les complications. Donc, on ne veut pas de ça. Et donc, il faut bien entretenir ces lentilles. Donc, il faut bien insister la première fois, bien expliquer les choses et avoir un bon opticien référent qui va lui-même insister là-dessus, réexpliquer les choses comme il se doit et à chaque consultation, rappeler les règles d'hygiène. Donc, les complications, vous les connaissez. Malheureusement, on en voit plein, surtout quand le patient n'est malheureusement pas adapté par un médecin ophtalmologue. Voilà. Les complications sont infectieuses, allergiques, toxiques. Les solutions d'entretien, on va toujours favoriser les solutions multifonctions, c'est très pratique, hein, aussi bien pour les souples que pour les rigides. J'insiste sur le massage des lentilles, comme le dit notre cher maître, Dr Florence Mallet. Quand on se douche, on doit se masser avec le savon. Ben, c'est pareil, la lentille, on doit la masser avec le produit d'entretien pour bien la nettoyer. Attention, topping over. Beaucoup de patients font du topping over, c'est-à-dire quand ils mettent la lentille le matin, ben, ils se disent tiens, je vais garder un peu de produit qui reste dans mon étui, puis je vais ajouter du produit dessus et ça va me faire des économies. Non, 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 c'est très dangereux. Quand je pose ma lentille, ben, je vide complètement mon étui et je le laisse en train de s'aérer toute la journée pour qu'il s'assèche bien, que je ne développe pas de moisissure. Et je rince mon étui le soir avant de bien le remplir avec le produit d'entretien, etc. Et il faut changer les étuis régulièrement, idéalement maximum une fois par mois, même plus si je vois qu'il y a du biofilm qui se forme dessus. Les oxydants, aussi surtout pour les personnes allergiques, ça permet donc de garder une meilleure tolérance, d'avoir une efficacité supérieure en termes de décontamination. Aussi les solutions déprotéinisantes qui peuvent être en comprimé ou bien en liquide pour les rigides gaz perméables. Pensez à très bien les rincer après usage parce qu'elles sont très toxiques pour la surface cornéenne. En conclusion, et avant de conclure, je voudrais insister sur le fait qu'il faut faire des ordonnances. Même pour des lentilles souples, il faut faire des ordonnances. Beaucoup de médecins me disent ouais, mais moi, les souples, je donne l'ordonnance des lunettes au patient et je lui dis bah, tu vas chez l'opticien et puis l'opticien il va vous donner des lentilles qui correspondent à ça. Non,
vous devez faire votre prescription. Quand vous faites votre ordonnance, ça veut dire que vous avez bien examiné la surface cornéenne, ça veut dire que vous estimez que le patient est apte à être adapté, adapté en anti-contact. Et vous prescrivez, vous faites votre choix de lentilles, le meilleur choix pour votre patient. Vous allez sur le site du Contaguide, c'est pas compliqué. Il y a tout ce qu'il faut dessus. Il y a même des formations en contacto. Il y a vraiment des choses très intéressantes. Et sur le Contaguide, vous avez le listing de toutes les marques de lentilles. Donc, vous choisissez une marque, un type. Vous choisissez le diamètre cornéen, comme on l'a dit tout à l'heure. Vous choisissez le R0, très simple, silicone hydrogel. Je prends KM plus 0,5. Vous faites votre puissance en faisant la conversion par rapport à la distance vers eux, en utilisant l'étape de conversion. Et vous faites éventuellement une addition. Pour la vision de presse, c'est une lentille multifocale, mais on n'a pas le temps de détailler les lentilles multifocales aujourd'hui. Et vous faites votre ordonnance, vous faites votre prescription. Donc, on ne le rappellera jamais assez, l'adaptation est un geste médical parce que la lentille est un dispositif médical. Il faut faire cesser l'anarchie qui sévit dans notre pays. Et pour faire cesser cette anarchie, il ne faut pas qu'il y ait des vide parce que la nature n'aime pas le vide. Donc, s'il vous plaît, adaptez, c'est très facile. Prescrivez des lentilles et que ça soit votre résolution 2021, Inch'Allah, avec la pleine santé. Et je vous remercie. Donc bonjour. Tout d'abord, je tiens à remercier mon ami Dr Alfès pour son excellente présentation. Elle a très bien expliqué les bases de l'adaptation en matière de lentilles souples, rigides et en orthokératologie. Et à mon tour, dans le même sujet, j'enchaîne avec l'adaptation en lentilles sclérales. Très bien. Donc, la lentille sclérale, c'est une lentille rigide, perméable au gaz, de grand diamètre. Une fois posée sur l'œil, il n'y a y avoir aucun contact entre la lentille et la surface cornéolimbique. Elle est caractérisée par un appui scléral. On définit la lentille mini-sclérale caractérisée par un diamètre allant de 15 à 18 mm et les grandes sclérales qui ont un diamètre allant de 18 mm à 22 mm. Les plus utilisées sont les mini-sclérales. Donc, cette lentille sclérale est caractérisée par une épaisseur allant de 190 microns à 600 microns. Elle est caractérisée aussi par la présence d'une flèche sagittale qui définit sa profondeur, sa courbure ou son degré de bombement. Elle est fabriquée par du matériel hautement perméable. Sa durée de vie moyenne est aux alentours de 2 ans.
Elle est 2 fois plus épaisse qu'une lentille rigide perméable au gaz. Elle couvre toute la cornée et le liquide sous la lentille reste un liquide emprisonné. Il n'y a aucun échange avec le film lacrymal. Donc, ces indications sont multiples, notamment tout type d'ectasie, le kératocone, la dégénérescence marginale pellucide, le kératoclobe, indiqué aussi pour les ectasies secondaires à la chirurgie réfractive. Elle peut être indiquée après une greffe de cornée, en cas de traumatisme avec une cicatrice astigmatogène, en cas de tropion avec une irritation de la surface cornéenne, en cas de sécheresse importante, indiquée aussi pour les fortes amétropies, en cas d'inconfort avec les lentilles rigides cornéennes. Elle est très pratique pour les sportifs. Devant tous ces avantages, ces limites sont liées surtout à son grand diamètre et aux quelques difficultés de manipulation par le patient comparativement aux autres lentilles de contact. Donc, pour bien comprendre les principes de l'adaptation en lentille sclérale, il faut d'abord connaître le design de cette lentille et notamment la lentille BioSafety de BioLens. Donc, toute lentille sclérale est caractérisée par la présence de 4 zones ajustables et modifiables par le laboratoire fournisseur selon la demande du prescripteur. On a une zone centrale, une zone paracentrale, une zone limbique et enfin une zone d'appui scléral. La zone centrale, c'est la zone optique. Elle peut être sphérique ou torique. Elle doit être alignée sur toute la cornée sans la toucher. Son rayon de base, il détermine la flèche de la lentille et donc la courbure de cette lentille. Et cette zone peut être ajustée par son micron. Donc, on peut demander au laboratoire soit de l'augmenter, soit de la diminuer selon l'image fluo obtenue à la lampe à fente. La zone paracentrale, c'est une zone de transition. Elle est ajustable par 50 microns. Son changement ne change pas l'adaptation finale de cette lentille sclérale. Elle peut être augmentée ou diminuée par 1 ou 2 pas selon la demande, selon l'image fluo à la lampe à fente. La zone limbique, elle aussi, elle est ajustable par 50 microns. C'est la zone qui est en regard du limbe cornéen. Son changement ne change pas l'adaptation. Elle peut être augmentée ou diminuée selon l'image fluo à la lampe à fente. Et enfin, la zone d'appui scléral, elle est ajustable aussi par 25 microns. Elle peut être augmentée ou aplatie selon l'image fluo à la lampe à fente et aussi réalisée en torique pour les sclères asymétriques. Donc, pour commencer l'adaptation en lentille sclérale, il faut avoir une boîte d'essai. Cette boîte d'essai de la BioSafety de chez BioLens est caractérisée par la présence de 2 types de lentilles de 2 diamètres différents. On a la sclérale A avec un diamètre de 15,1 et on a 6 types de lentilles avec 6 flèches différentes allant de 4000 microns de courbure ou de bombement de la lentille jusqu'à 5000 microns de courbure. Donc, et la lentille sclérale type B, caractérisée par un diamètre un peu plus grand de 16,3 microns, de 16,3 mm, et aussi avec la présence de 6 types de flèches, de 6 types de lentilles d'essai avec 6 flèches différentes. Donc, comment on choisit la première lentille d'essai? Il faut tout d'abord définir le diamètre. En cas d'un diamètre cornéen inférieur à 12 mm, on peut commencer par une lentille sclérale type A qui a 15,1 mm de diamètre. Et si le diamètre cornéen dépasse les 12 mm, il faut commencer par une lentille sclérale d'essai de type B de 16,3 mm. La fente palpébrale définit aussi le choix du diamètre de la lentille. Plus la fente est petite, plus on est obligé de choisir une lentille sclérale de petit diamètre, c'est-à-dire la type A de 15,1 mm. Et plus la lentille sclérale est petite, plus elle est mieux adaptée en cas de toricité sclérale et elle est plus facile à manipuler par le patient. Après, on passe au choix de la flèche.
Donc, comment on choisit la flèche de la lentille d'essai? Soit en se basant sur le tableau indicatif fourni dans le guide d'adaptation par le laboratoire, soit on commence tout simplement par la lentille par la lentille à flèche moyenne, c'est-à-dire on fait un essai empirique. Par exemple, si on a une cornée sphéro-asphérique normale, on peut commencer tout simplement par une sclérale 15-10 avec une flèche 4000 ou A40 et on évalue l'image fluo. Si on a un contact important avec la cornée, on passe à une lentille avec une flèche plus importante. Si l'image fluo est bonne, on peut procéder aux autres étapes de l'adaptation. Donc, il faut retenir qu'avec la lentille sclérale, il faut y avoir aucun contact cornéen. Cet espace compris entre la lentille et la cornée, qu'on appelle le clairance ou dégagement central, doit être compris entre 100 et 250 microns après 8 heures de port. Il doit y avoir aucun contact limbique et la zone d'appui scléral doit être alignée sur toute la conjonctive, ni trop plate, ni trop serrée. Après avoir choisi la lentille d'essai, on passe à la pose de la lentille. Donc, on commence d'abord par se laver les mains, bien sûr. On tient la lentille soit sur les doigts, soit à l'aide d'une ventouse, c'est plus pratique. On remplit la lentille avec du sérum salé et on met une goutte de fluo et on la pose sur l'œil. Donc là, je vous montre la vidéo d'une jeune patiente qui manipule sa lentille sclérale aisément dès la première séance d'adaptation. Donc, elle est très coopérante. Là, elle prend la lentille, elle la remplit de sérum salé. On n'a pas besoin de mettre une goutte de fluo parce que c'est lentille définitive. On sait déjà que la lentille est bien adaptée pour son œil, son contact cornéolimbique, avec une bonne réfraction. C'est lentille définitive. Il faut dire que c'est rare d'avoir des patients comme ça qui manipulent facilement la lentille sclérale dès le premier essai. En général, en les rassurant, en leur disant qu'il faut au minimum 1 semaine jusqu'à 2 mois pour apprendre à manipuler la lentille facilement et rapidement. Donc, après avoir mis la lentille avec une goutte de fluo sur l'œil, on observe la fluo, la répartition doit être uniforme. On analyse le diamètre de la lentille par rapport au diamètre cornéen. On évalue le dégagement central, limbique et l'appui scléral sur les 4 cadrans. On évalue tout ça à la pause et minimum 1 heure à 2 heures après le port de la lentille. Donc, macroscopiquement, si on a une bulle d'air, il faut tout simplement retirer la lentille et la replacer une deuxième fois jusqu'à obtenir une image fluo homogène sans bulle d'air. Donc, le dégagement central doit être aligné sur toute la cornée, sans contact entre la lentille et la cornée. On évalue aussi le diamètre total de la lentille par rapport au limbe, qui doit être à 1,5 mm au minimum du limbe. Si la lentille elle passe, on pense sur un kyste conjonctival ou si on a un ptérygion ou un pingégula, on peut passer à une lentille d'un diamètre moins important pour éviter cette zone d'asymétrie au niveau de la sclère. Donc, on a déjà dit que le dégagement central doit être compris entre 100 et 250 microns. Au-delà de 300 microns, il y a un risque important d'œdème et de flou visuel. Là, je vais montrer quelques images de l'adaptation centrale de la lentille sclérale. Ici, on note un espace ou une clairance centrale entre la lentille et la cornée qui est très important. Notez que cet espace du sérum salé sous la lentille, il fait pratiquement 1,2 l'épaisseur de la cornée. Donc là, il y a un risque d'œdème. Là, c'est une image fluo avec une coupe à la lampe à fente montrant un dégagement idéal qui fait pratiquement la moitié de la lentille sclérale ou le 1/3 de l'épaisseur cornéenne. Et là, c'est un dégagement qui est très insuffisant. Il faut choisir une lentille avec une flèche beaucoup plus grande, au moins de 200 microns. Il y a un risque d'ulcère cornéen ou de KPS. C'est une lentille qui est trop plate ou trop serrée, avec un contact avec la surface cornéolimbique. Donc, après avoir analysé
le dégagement central, on passe à la zone paracentrale. Donc, on peut avoir un contact avec la zone paracentrale, surtout après une greffe de cornée ou une dégénérescence marginale pellucide. Donc, si on a un léger contact paracentral, on peut choisir une lentille avec un diamètre beaucoup plus grand pour que l'image fluo soit bien alignée. Donc, si on a un dégagement limbique qui est très important, il faut choisir une lentille avec un diamètre beaucoup plus grand. Donc, notez ici, c'est le même patient avec 2 lentilles de diamètre différent. Donc, si on a un léger appui limbique sur un cadran, on peut demander tout simplement au laboratoire, noter sur l'ordonnance qu'il faut dégager la zone limbique avec 1 ou 2 pas selon l'image fluo. Donc, le dégagement de la zone limbique doit être entre 50 et 100 microns. Il ne doit pas dépasser les 100 microns. Sinon, il y a risque d'œdème limbique ou néovascularisation ou un risque de kératite par la suite. On peut évaluer cette zone soit en réalisant une coupe fine en lumière bleue, soit en réalisant une coupe OCT. La zone d'appui scléral doit être bien aligné sur toute la conjonctive et sur les 4 cadrans. On analyse les petits vaisseaux conjonctivaux qui passent sous la lentille sans compression, sans turgescence. Donc, si on a un appui scléral très important avec un blanchiment de la conjonctive et de la sclère en regard, on demande tout simplement au laboratoire de nous faire aplatir cette zone de 2, 3 ou de 4 pas selon l'image fluo ou selon l'image à la lampe à fente. Donc, si on a un appui scléral qui est asymétrique, c'est-à-dire trop serré sur 1 ou 2 cadrans, on peut demander au laboratoire de nous fournir une lentille torique périphérique, c'est-à-dire un aplatissement, un dégagement important de cette zone périphérique sur 1 ou 2 cadrans selon l'image fluo. Les avantages d'avoir une lentille torique périphérique, c'est que la lentille devient plus centrée, avec moins d'astigmatisme résiduel, moins de passage de bulles d'air, plus de blanchissement localisé sur la conjonctive. Ça augmente le confort du port avec une meilleure qualité optique. Donc, après avoir analysé l'image fluo à la lampe à fente, on passe à la détermination de la puissance de cette lentille. Donc, on prend la réfraction complémentaire ou additionnelle, c'est-à-dire on fait une réfraction au réfractomètre de l'œil du patient lentille en place. Et on fait un essai subjectif pour avoir la puissance définitive et l'acuité visuelle avec ces lentilles sclérales. Donc, si on a un astigmatisme résiduel qui est inférieur à une dioptrie, on peut le négliger. Si l'astigmatisme est supérieur à une dioptrie et que cet astigmatisme rajoute un plus pour l'acuité visuelle, on peut tout simplement le prescrire sur ordonnance et on obtiendra une lentille sclérale torique externe avec l'astigmatisme inclus. Donc, enfin, on retire la lentille grâce ou à l'aide d'une petite ventouse en ventousant la partie inférieure de la lentille sans trop tirer la lentille. Donc, on le fait doucement et on met la lentille dans une solution d'entretien sans conservateur. Donc, en résumant, donc, une bonne adaptation en lentille sclérale passe tout d'abord par un bon interrogatoire, un bon examen clinique et un bon examen ophtalmologique pour bien définir les indications de cette lentille. Donc, on choisit la première lentille d'essai, soit d'une façon empirique, en choisissant une flèche, une lentille sclérale à flèche moyenne. Donc, on remplit la sclérale avec du sérum, on met une goutte de fluo et on la pose sur l'œil du patient. Donc, après avoir bien analysé l'image fluo, il ne doit y avoir aucun contact entre la lentille et la surface cornéolimbique. Donc, avec un appui scléral qui doit être aligné, ni trop plat, ni trop serré sur les 4 cadrans, et on passe à la réfraction complémentaire et à l'essai subjectif pour définir la puissance de cette lentille. Donc, les complications sont très rares, souvent liées à une mauvaise adaptation, une mauvaise manipulation. En conclusion, la lentille sclérale a permis d'améliorer la qualité de vie des patients. Elle apporte beaucoup de solutions pour l'adaptation en lentille rigide,
en lentille en général. Donc, elle est très facile à adapter par le médecin, demande un peu de patience et un peu de temps pour apprendre à la manipuler par le patient. Il faut savoir que la lentille sclérale de chez Biolens existe en 3 diamètres pour plus de solutions. Et il faut savoir aussi que la lentille sclérale contient 4 zones qui sont ajustables par le laboratoire selon les besoins du prescripteur. Et il faut savoir aussi qu'elle est disponible en torique périphérique et torique externe pour plus de solutions en matière d'adaptation. Et je vous remercie pour votre attention. J'espère que j'ai été claire.
Bonjour les amis. Je sais pas Bonjour, si on chers amis, m'entend. chers collègues. Donc, au 5e jour et le dernier, malheureusement, de ce congrès de la vision en format virtuel, vu le contexte mondial. Aujourd'hui, le sujet est très intéressant. Donc, le sujet de la forte myopie. Tout le monde connaît la fréquence de la myopie dans le monde. Et aujourd'hui, nous avons demandé l'avis d'experts et de leaders, aussi bien au Maroc qu'ailleurs, en leur posant une question qui est simple, mais la réponse ne sera pas aussi simple parce qu'il y a un débat. Ce débat entre les partisans de la chirurgie du cristallin clair et les partisans de l'implant FAC. Les dernières innovations qu'a connues donc le monde des implants FAC et de l'imagerie a rendu cette chirurgie de plus en plus reproductible avec une grande précision réfractive. Donc le débat portera tout à l'heure autour de cette question. Et pour débattre de ce sujet, nous avons invité des experts, je dirais à travers le monde. Il y aura avec nous le professeur Alio, donc d'Alicante, l'Espagne, notre ami fidèle, docteur Anna Abinaïm de Paris, donc un grand nom de chirurgie réfractive en France, le docteur Zaldivar d'Argentine, notre ami docteur Salah Mahjoub, que nous saluons et qui va nous accompagner, que je salue avec nous ce matin, qui va rester avec nous toute la matinée, notre ami le docteur Ala Danassouri et docteur Mohamed Husni d'Égypte. Pour animer ce débat, donc il y aura avec moi mes amis, docteur Abdeltif Badawi, que je salue, chirurgien qui s'intéresse à la chirurgie réfractive à Casablanca et qui est un grand poseur d'implants FAC. Tout à l'heure, il va modérer, on aura des questions à lui poser. Mon ami Tariq Baha, chirurgien à Marrakech, était au CHU, maintenant il est dans le secteur libéral et qui s'intéresse beaucoup à la chirurgie réfractive. Nous allons, avec ce panel, débattre autour de cette question. Et je tiens à remercier vivement les laboratoires Emetro pour la personne de notre ami Aïcha Harouche, qui a accompagné beaucoup de générations de médecins dans les premiers pas dans l'implant FAC avec l'accompagnement, le conseil. Je tiens à le remercier vivement au nom de tous les ophtalmos. La parole au premier sera donnée au professeur Georges Alliot qui va donner son expérience sur cette question, chirurgie du cristallin ou implant FAC. Donc, cher ami Alliot, à toi la parole. Lens Surgery in High Myopia by Jorge Alio from Alicante, Spain. Thank you very much to the 10th Congress of Vision that happens today in Rabat, and I'm very happy to contribute to this meeting. High myopia refers to eyes with a refractive error of more than 6 to 10 diopters, but it's better if we use this term when we are dealing with elongated eyes over 26 millimeters. The reason is that these eyes with this elongated way to behave have special implications both pre and post. This is the patient with high myopia that usually has long axis and special conditions in the eye that makes the surgery in these cases special as well. Preparative implications of high myopia are several remarkable. First, mice have had earlier cataract development, and it has been estimated that every 10 diopters of myopia, the eye becomes 10 years older chronologically than an actually normal eye. Conversely, cataract surgery is usually performed in younger ages, and myopia refractive lens exchange on top of that is becoming more and more popular, with a relevant role of the vitreous as far as the presence of node of PVD makes a direct impact in the postoperative risk of retinal detachment, and also there's a role of peripheral retinal lesions predisposing to retinal detachment as well in these elongated eyes. You need a special preparative informed consent in high myopia. There is an increased risk of retinal problems, retinal detachment and maculopathy, and also residual emetropia in spite of a perfect surgery. Visual function is affected, especially contrast sensitivity, macular function, and the patient can be amplified. All these factors can affect the postoperative visual recovery, and even with perfect surgery, the visual outcome cannot be normal sometimes. What is the target postoperative refraction? This is important to be nominating the informed consent as far as there is a lack of accommodation of presbyopic lenses. In these cases, makes restoration of near vision performance without glasses difficult and in cases. And you have to remember to the patient that usually the surgery should be bilateral due to postoperative anisometropia
that you will induce in operating only one eye. The calculation of the intraocular lens involves the biometry and the formulas. Posterior staphyloma and poor fixation affects the biometry. Classic formulas fail to estimate properly the postoperative effective lens position, leading to a hyperopic shift, and this is why you need some adjustments at the one cuts. In this paper, the formulas were estimated and the comparison among the most popular was performed. And this paper of Kane, it was demonstrated that Paris Universal 2 showed to be superior to the others in axial lenses of more than 22, and especially if you are dealing with bases over 26 millimeters. 6th generation formulas do not require the one Cox adjustment. What intraocular lens to use, monofocal or multifocal? Multifocal lenses are not available usually in extreme low or even negative powers in most of the models. The outcomes of multifocal lenses are negatively affected by the quality of the macular function and low concentrative function, a reason why many companies do not offer such IOLs. Multifocal lens indeed should be used in very few cases, and you have to choose the lens always with making a macular OCT as far as this will rule out vitreoretinal traction or maculopathy that is not observed in the normal fundoscopic examination. Remember, multifocal lenses will be only indicated if macular anatomy is normal and the power is less than 10 diopters of power, and there is any extra risk of retinal detachment. Local anesthesia has to be performed in very large eye. The orbit is very full of this eye, and there is a risk of ocular perforation. So peribulbar anesthesia is preferred, and an expert professional should perform this peribulbar anesthesia always. There are some surgical peculiarities. Vitreous liquefaction and hyperelastic sonar fibers cause an increased anterior chamber depth. Surgery might be uncomfortable for the unexperienced surgeon. A typical surgical angle of the phaco tip is happening with optical distortion of the cornea, and surgical maneuvers are performed in depth. There is a risk of iris retropulsion, and pressurized infusion should be used, avoiding high fluid rates, and it is always recommended to make the surgery safer. Avoid at all levels posterior capsule disruption, as it causes a significant increase in retinal detachment. Use capsular tension ring. They are very indicated as far as they stabilize the capsular bag and decrease or delay the PCO rate. Let me remember some surgical remarks for lens surgery in high myopia. First, use subtooth 2.2 mm incision and the positive meridian, or alternatively use micro-incisional cataract surgery plus independent incision for an IOL implant. Refractive lens exchange should be performed with refractive lens incisions or opposite clear cornea incisions up to 2 diopters of astigmatism. And many times you don't have toric lenses in low power lenses, which makes the correction of astigmatism difficult. Be careful with axial measurement. Use IOL master or similar, and use 6th generation formulas or IOL calculations that are adequate for the purpose. Use 12 mm capsular tension ring to stabilize the capsular bag and to prevent PCO if possible. And remember, intraocular lenses with posterior square edge are preferred as far as they prevent PCO. Sometimes you have surgical problems. A refractive surprise is the most frequent. Be ready to handle it. In more than 4 diopters, we advise piggyback or intraocular lens exchange. But you have less than 4 diopters, you can perform LASIK and PRK in a very safe environment. Other postoperative problems are very important. Retinal detachment happens in normal eyes in less than 0.5% of the cases, while in high myopes it is reported up to 2.7% if axial length more than 26 millimeters, and this increases with axial length and decreases with age. Risk factors are age less than 50, related to PVD, axial length, contralateral previous retinal detachment, intraoperative posterior capsular break, especially with vitreous loss, aphakia, diacapsulotomy, and peripheral retinal, let's say, risky lesions. Remember, always implant an intraocular lens even with 0 power. As aphakia increases, retinal detachment risk up to 8%. And diacapsulotomy, remember, increases retinal detachment risk in high myopes.
The most problematic condition of lens surgery is refractive lensectomy in high myopia. Remember that today lens surgery is accessible for most cataract surgeons. Removing the clear lens involves a mutilation of normal element of the eye. This is not cataract surgery. The procedure is very precise, and a good refractive outcome is obtained with adequate calculation formulas in most of the cases. It is a very versatile procedure and is applicable to myopia and all the other refractive errors, and we have many types of lenses available today. For all these reasons, refractive lensectomy is more and more popular and is performed in younger ages. This is our algorithm for the indication of refractive surgery using refractive lens exchange. As you see, we advocate the refractive lens exchange only related to age in patients over 50 or 55 years of age, and in all the other alternatives, we prefer corneal refractive surgery with LASIK, or we can use phakic intraocular lenses, which are very well tolerated in high mouse as far as the anterior chamber is very deep, as far as the patients are less than 40 to 45 years of age. Refractive lens exchange is not new. It has been proposed by Fukala in 1887 in Poland, and he reported the first series of cases. This technique was abandoned because of the high risk of complication. Today, refractive lensectomy has many advantages. We have very good surgical technology. With a practice of cataract surgery is performed today in highly skilled surgeons. The technology is available for all types of defects for anterior segment surgeon. You don't require extra investment like happens with corneal refractive surgery. We can correct astigmatism and other refractive errors. The IOL calculation formulas are optimized. We have sometimes available presbyopic lenses or toric lenses if they are properly indicated. But we have contraindications and problems. Intraoperative complications, endophthalmitis, loss of accommodation, posterior capsular ossification, posterior vitreous detachment, retinal detachment, macular disease, or we can achieve an incomplete refractive outcome or even a secondary refractive procedure. The clinical environment for a refractive lens exchange in high myopia is today to be considered as very carefully. It is performed today in younger ages than cataract surgery because these patients have many times 40 or 45 years or less. Vitreous in these cases is still attached in most cases. We know that they are risky eyes. They have reduced contact sensitivity, retinal detachment risk, glaucoma risk, and macular disease frequent. Remember that it's a positive optical performance when we correct a myopia with the intraocular lens because we magnify the retinal image, which is the benefit of vision. But we have not yet the adequate optical designs for high mouse because the optical configuration of these lenses is a standard one. Special considerations in myopia refractive lens exchange are the presence of accommodation, the vitreous is detached until the 40 or early 45 years, and PCO can be developed. Intraocular lens calculation is affecting the precision of refractive lens exchange as a refractive procedure, and the indication of multifocal lenses is questionable because the preoperative concentrative function loss of many patients and the macular changes. PCO ossification happens in 61 to 78% of cases after 7 years of refractive lens exchange. The mean interval is 48.4 months, and the risk of retinal detachment following capsulotomy is increased from 3.1% in standard eyes to 8.3% if axial length is more than 26 millimeters. Remember, each millimeter increase in axial length increases the risk of retinal detachment following YAG capsulotomy by a factor of 1.5. We can have complications as retinal detachment of macular, and the incidence has been the subject of a controversy in the last years. This controversy, if you analyze the literature, is clear that the evidence in favor of an increased risk of retinal detachment is existing in high myopes, especially if you consider high myopes below the age of 50. The precision of biometry is affected in all these cases because staphyloma, as you can see here, can make even 5 millimeters distortion in the measurements if you use a B scan. In these cases, it's difficult to know where is the fovea because fixation is not always perfect. This is why you have many times eyes which are very elongated, in which you have
a kind of unprecise real axial length. Not only that, in some cases, accommodation makes a factor. Look, in this case, that the patient was without accommodation, and with accommodation, you can see how the patient was changing the anterior chamber depth, and the effective lens position will be affected by the change in the position of the lens. Sometimes you have extremely elongated eyes that leads to extremely low powers, even negative. This patient needed a -18 diopters to be emmetrope and had to be implanted with a piggy. The unprecision of biometry and the precision of the formulas makes the secondary refractive procedures frequent to the level from 16 to 35% of the cases requiring examination touch-up following refractive lens exchange in high myopia. This is why you have to use special formulas or the correction that was proposed by Wong and Co. Here you have a linear regression to compensate for average in the short refraction in long eyes. Especially if you go in axis from 36 to 34, you need this correction or to use 6th-generation formulas like the Barrett's 2. Relative detachment, remember, has important risk factors that are listed here and have been mentioned before. The risk of retinal detachment after 40 years in the series that we published some time ago was 5.6% at 48 months, but 4% if you consider patients with less than 50 years and more than 30 millimeters of axial length, which were the special risky group in which retinal detachment at 3 months happened in 4%. You can see here that the patients that were older than 50 years of age, there was a significant decrease in the risk of retinal detachment that happened after 50 months in 1.9% and after 52 months in 42% only. This is our personal experience. You can think that we have demonstrated, and this is published in 2011, that the risk of retinal detachment in the high myop is directly related to age, the younger, the more frequent, and to axial length, the more elongated, the more frequent. Please do not forget that posterior causal break happens from 2 in 100 to 1 in 400 cases in the best hands. Vitreous loss in these cases happened in 1 in 100 to 1 in 400 cases. Endophthalmitis post-cataract surgery is 0.05 to 0.68%. And this is to be remembered. All this data, you can read it in the book published by me, Jorge Alió, and Dimitri Assar, Management of Complications of Refractive Surgery, in this book edited by Springer in the second edition in 2019. Indications today, as a summary, for refractive lens exchange high myopia are early cataract or age with more than 55, useful accommodation should be less than 1 diopter, careful elaboration of local risk, special retinal detachment, and the vitreous condition. Be careful with retrobulbar injection because perforation risk is high in elongated eyes. Contraindications are patients under the age of 40, useful residual accommodation with more than 2 diopters, significant local risk of peripheral retina or suspicious active macular disease. And remember, conjunctivitis is affected negatively in the high myop, and multifocal IOLs are in most of the cases not a good option. I want to remember that we have this online course for all of you on refractive corneal lens surgery offered by the University of Miguel Hernández in Spain. You can visit this webpage and to see how you can register in this course that offers you 270 hours of teaching activities with multimedia. And I thank you very much for your very kind attention and the honor to be today in Rabat showing to you this presentation. Thanks a lot. Thank you. Thank you thank you, Dr. Aliou, for your great presentation. Je voudrais résumer la présentation qu'a faite le professeur Aliou et qui a insisté sur le fait que la myopie forte, ça commence au-delà de 10 dioptries, que il faut faire attention de ne pas opérer les jeunes parce que le plus important dans cette communication et le message qu'il faut retenir, c'est d'éviter d'opérer les gens jeunes de cataracte parce qu'il ne faut pas se jeter sur tous les cristallins clairs
à 38 ans, à 40 ans, parce que ça génère beaucoup de complications. Et comme vous le savez, nous travaillons dans un centre, je travaille dans un centre qui est une référence en chirurgie vitréo-rétinienne au Maroc, et nous déplorons malheureusement beaucoup de décollement de rétine chez les malades qui sont opérés tôt pour leur myopie. Donc, il faut être prudent, ne pas se jeter sur tous les cristallins clairs. Et entre autres, il faut retenir aussi que parmi ce qu'a dit le professeur Alio, c'est d'éviter autant que possible la rétrobulbaire, préférer une sauténonienne, voire faire de l'atopique. Et n'oubliez pas que les complications en post-opératoire, on a souvent aussi des surprises. On n'arrive jamais à corriger les malades de façon parfaite. Donc, il faut s'attendre et il faut dire aux patients, éventuellement, pour les gens qui ont plus de 50 ans, qu'il peut avoir une retouche, soit par l'intermédiaire en utilisant des piggybacks, soit en utilisant des techniques laser, type LASIK ou PKR en fonction des conditions. Autre chose, c'est les multifocaux. C'est pas très, vous le savez tous que ce n'est pas très indiqué, c'est les myopes, et qu'il faut de préférence faire des monofocaux et sous-corriger les patients. Voilà, je pense que c'est grosso modo ce que le professeur Alio a dit dans sa communication, et on aura l'occasion de revenir sur tous ces points tout à l'heure. Je vous remercie. Je voudrais aussi remercier le professeur Bkhali de nous avoir invités à cette table ronde et qui nous donnera l'occasion d'écouter des sommités dans le domaine de la chirurgie réfractive et de la cataracte. Merci à vous. Thank you, Professor Aliou. I am sure there will be many questions at the end of this session. It's a very interesting talk. Comme l'a dit mon ami Dr Abdel Badawi, on va continuer avec des experts dans le domaine et on nous donne la parole au Dr Ala Danasouri pour nous faire part de son expérience. Ladies and gentlemen, I'm Alal Danasouri, and I'm happy to participate with you in this virtual meeting. And I hope, inshallah, next time it will be a real meeting, because I really miss all of you. And I hope you're doing well, and you and your families are safe. And we hope to see an end to this pandemic very soon. I would like to thank Dr. Mohsen and his team for organizing this meeting and for inviting me to share with you with my talk on posterior chamber phakic IOLs. I was asked to have a 20-minute talk to review the current status of the ICL. These are my financial disclosures. I'm consulting to Star Surgical, who's manufacturing the ICL. And to start, I'd like to start from the end, where today in 2020, we know that the posterior chamber phakic intraocular lenses are the winner. We had a long experience with the phakic lenses for the last 30 years, and there were lots of debates on what design is best, angle fixated, iris fixated, or posterior chamber. And today it's clear that the posterior chamber lenses are the winner for many reasons. Today, if you're going to talk about the posterior chamber lenses, I would like to measure the performance of the ICL against a set of criteria that can be the criteria for an ideal phakic IOL. So an ideal phakic IOL, though I know that nothing is ideal, but let's see how close are we from the ideal phakic IOL. So an ideal phakic IOL should be biocompatible, should be stable, predictable, preserves the quality of vision. The recovery after surgery should be very fast, and it should be easy to remove and exchange. And the lens has to have a safe and long back record. If an ICL, if a phakic IOL
fulfills this criteria, I'll have no doubt that I can have it on my own eye or in the eyes of my loved ones. So let's start with the first criteria, which is the biocompatibility. There are two aspects of biocompatibility. Biocompatibility of the lens inside the eye in terms of the risk that this lens impose to the intraocular structure. And the main intraocular structure that can be damaged by phakic IOL are the endothelial loss, endothelial cells, the crystalline lens, the anterior chamber angle, and the iris. And by far, it has been proven over the years that the ICL is the least to induce damage to the corneal endothelium. The angle-supported lenses are more prone to induce endothelial decompensation, as shown in this slide that was presented by our dear friend, the late Joseph Collin, many years back, when he said that the typical presentation of a patient with angle-supported lenses is that he comes after many years of good vision, he comes complaining of transient steamy vision in the morning, and that was the start of the endothelial decompensation. And that's why these lenses have been withdrawn from the market. The iris-fixated lenses are less notorious to the endothelium. However, if the anterior chamber is not deep enough, or if the patient is rubbing his eye, or if the lens is not well fixated in the anterior chamber, it might also induce corneal edema. And we studied the long-term effect of iris-fixated lenses on the corneal endothelium, more than 90 eyes for more than 10 years. And the conclusion was that the anterior chamber depth from the endothelium, which is the aqueous depth, should be at least 3 millimeter in order to have long-term safety with this kind of lenses. Now, the second tissue that can be easily damaged by a phakic lens is the crystalline lens. And there are two possible causes: traumatic cataract, which is definitely related to the surgical technique, and metabolic cataract, which is more common, and this happens after a few months after the surgery. Surgical technique of the ICL should be very delicate. It's kind of fine surgery. It's an easy surgery, but it has, the surgeon has to observe a few tips in order not to induce damage in the eye. The anterior chamber is filled with viscoelastic, but not overfilled, because overfilling the lens with the anterior chamber with the viscoelastic will lead to difficult unfolding of the lens. And then the lens is injected through a 2.7 or 2.8 millimeter incision. This is the wound-assisted injection. And then the main tip here is to wait till the leading haptics starts to unfold. Once the leading haptics are unfolded or starts to unfold, then you can inject the rest of the lens, and the lens will not go upside down. Upside down ICL is not fun, and if this happens, then it's easy to remove the lens from the anterior chamber and then reload it and put it again, in order not to induce damage by trying to flip the lens in the anterior chamber. Now, the metabolic cataract that can be induced by an ICL, all the cases of cataract that I saw after ICL, though there are very few cases, but in every case, there was a peripheral touch between the ICL and the crystalline lens. If you see this, this is the indication to remove an ICL. It's not only the shallow vault, but it's the peripheral touch, because here the aqueous becomes entrapped between the ICL and the crystalline lens, and this will lead to accumulation of metabolites and metabolic cataract later on. This peripheral touch is due to improper sizing of the lens. We're going to talk about this in a few minutes, especially when the lens has high power, because this means that the junction of the optic and haptic are thick enough and to possibly touch the crystalline lens. Now, the second aspect of biocompatibility is the material.
with the ICL, we are using the polymer material that been used on millions of eyes for so many years, and it proved an excellent biocompatibility over the years. Now there are few new posterior chamber IOLs. These are copies of the ICL but with a different material, the hydrophilic acrylic. And we're going to see in the next few years how compatible is this material inside the eye. So the main strength of the ICL is the material. It's exclusive to Star Surgical. The polymer induces less dysphotopsia than the acrylic. Inflammatory reaction is very low, and it has a proven history over the years. With the polymer, it was proven by electron microscopy that very few protein deposits are found on the polymer after implantation inside the eye, as compared to the acrylic, as you see on the left-hand side here. The polymer, after you put the ICL inside the eye, it becomes coated with a layer of fibronectin, which is naturally occurring inside the eye, and this decreases or inhibits the inflammatory response. That's why the eye is very quiet from the first day after surgery. With the new models of the ICL that has the central hole, the V4C and the EVO and EVO Plus, the aqueous flow is more or less physiological because it goes through the center, through the central hole, through the pupil to the trabecular meshwork. So when we stop doing peripheral iridectomies with the ICL, I think the rate of cataract decreased significantly. All the cases that I had in my practice with the ICL, very few cases, 4 cases in 1700 cases, and all had peripheral touch, all were with the V4B model before the central hole, and all these cases had phaco and trifocal IOL and are extremely happy. Since I started using the V4C and the EVO and EVO Plus that have the central hole, so far in more than 1,000 cases, I did not see any cataract. And I believe that the rate of cataract after ICL is very much reduced with this central hole. Now, the second criterion for ideal phakic IOL is the stability. And when we talk about stability, it's not the refractive stability, because any phakic IOL is has refractive stability because it will not change the power inside the eye. But more important is the rotational stability. When you talk about toric lenses, the lens has to be stable and it should stay where you put it inside the eye. For many years, we were looking for the stability by using the internal optical path difference, measuring the toricity of the ICL inside the eye. Here you see the preoperatively and the post-operative, you can see the toricity of the lens inside the eye, and then 4 months after surgery and 1 year after surgery, and the lens is stable. So an ICL, a toric ICL, when it is properly sized, it does not rotate inside the eye. There is no late rotation of a toric ICL. A toric ICL can rotate inside the eye only if it is undersized. If you have a lens that is misaligned, this can be due to early rotation because of undersized ICL, or more commonly, at least in my hand, misalignment during surgery. And in this case, you will have the patient with mixed astigmatism, with a poor uncorrected visual acuity, and he, once you do the rotation and the alignment of the lens, the patient regains his uncorrected visual acuity, and it's usually a very simple procedure. If the lens rotates again, this means that it is undersized. So this is something I learned
over the years. If I have a misalignment, I rotate the lens back into the right position. If it rotates again, then this means that this lens needs to be exchanged. Today, with the modern digital way to align the axes, we can achieve much better alignment than before, than in the old days. And we can leave the patient at the end of the surgery with the lens properly aligned. The third criterion is the predictability of the lens. Again, the question is for the all phakic IOLs, the refractive outcome are excellent, should be really excellent. But the thing is, when do we start using toric lenses? Here it's a debatable issue, even internally in our hospital. Some surgeons were using toric ICL only with astigmatism above 2 diopters. Others are using with astigmatism above 1 diopter, and so on. So we did a retrospective study on more than 800 eyes, and we picked the eyes that had relatively low astigmatism, between 1 and 2 diopters, because this is the gray zone. Below 1 diopter, you can use a spheric lens. Above 2 diopter, you have to use a toric lens. But between 1 and 2 diopters, it might be a question whether to use a toric or spheric. And we looked at these patients, and they represented 26%, almost more than a quarter of these of our patients have a low amount of astigmatism. And we looked at this patient post-operative. And when we looked at the visual outcome for these patients, we found a significantly better uncorrected visual acuity with those patients who received a toric ICL. So we concluded that even if you have a small amount of cylinder between 1 and 2 diopter, it's always better to use a toric ICL. Now, if we talk a little bit about the ICL sizing, which is an unfinished business, the current status of sizing an ICL, the classical way to do ICL sizing is to use the white-to-white measurement, whether with a caliper or with a digital imaging system, and then to use the STAR online calculator to calculate both the power and the size. So here you need the white-to-white, the anterior chamber depth, the K readings, and the manifest refraction, and then the calculator will give you the suggested lens size and power. I'm still using this, and it's good for more than 95% of the cases. This is the volt that is measured after surgery. An ideal volt is somewhere between 300 and 400 or 450 microns. However, the acceptable volt is between 100 and 800 microns. And this is an advantage because the material of the lens is forgiving. So even if you have a shallow volt or a high volt to the higher side, it's not a big deal. You don't have to exchange the lens. But if you have a very high volt, like in this case, or a very shallow volt, like in this case, almost touching the lens, the crystalline lens in the center, then this is an indication for ICL exchange. In our practice, we measure the volt 1 month after 3 months after the surgery with the OCT, and this is the distribution of the volt achieved. The majority of the patients are between 300 and 600, but the whole cohort of these patients, of these eyes, 84 eyes, are between 200 and 900 volt. We looked at the correlation of the volt with different metrics. We found that the crystalline lens size is very important metric that we are not still using in our classical way. So that's why we are working now on developing a formula that in our hands can give a better sizing. Our goal is to achieve an excellent volt between 300 and 450 in all our patients. So there is still room for improvement, though the current
classical way to size the ICL is proved to be very safe and effective. There are many formulas coming, one from Nakamura, where he uses the anterior chamber width, which is scleral spur to scleral spur, measured by the OCT, and the crystalline lens rise. He's not measuring the anterior chamber depth in his formula. We tried the high-frequency ultrasound to measure the sulcus to sulcus because we thought this will improve a lot our results, but unfortunately, after 2 years of using high-frequency ultrasound and ultrasound by microscopy, we did not see an improvement in our results, and still we are at the range of 95%. And this technique is very demanding. It's technician dependent. It's cumbersome. It takes time, and the results are not reproducible. So you have to use a water bath, and it's very complicated. And I wouldn't use it in a high volume practice. It's maybe only for research purposes. So today, the classical way to size an ICL is the white-to-white, whether caliper or digital imaging, and the anterior chamber depths with an OCT or Scheimpflug imaging. And this is good for the majority of the patients, as I said, 95%. There are other ways using the anterior chamber diameter, scleral spur to scleral spur, and the crystalline lens rise, and this needs an OCT. If you have a high frequency ultrasound, you can measure the sulcus to sulcus or the ciliary body inner diameter, which theoretically can give you good results. So to finish the sizing issue, what we are doing today is white-to-white diameter with digital imaging or caliper, and the anterior chamber depth, and then we use the star online calculator, and in our hands it's good for 95% of the cases or even more. Crystalline lens rise is an important factor that needs to be studied in more depth. Our rate of exchange in the early days with the older models was 5%, then it decreased to 1% when we started using the V4 model and the digital imaging. Nowadays with the V4C, it's even less, like 0.6%, because even with, if you have a shallow vault with the central hole, there is no risk of developing cataract because of the aqueous circulation around the lens. The fourth criteria for an ideal phakic IOL is the quality of vision, the preservation of the quality of vision, and this is easy to understand because a posterior chamber lens is closer to the nodal point, so the functional optical zone is larger than anterior chamber lenses or even laser vision correction. Patients enjoy a very good quality of vision. Here we measured with the objective scatter index using the HD analyzer, and you can see the scatter index before the surgery and after the surgery is identical. So these patients did not lose any of their quality of vision. Comparing the ICL that you see here in the bottom to refractive lens exchange or phaco-emulsification and IOL for cataract patients, we found that the best quality of vision is achieved with the ICL. Those patients with clear lens extraction, whether you use a monofocal lens or trifocal lens or EDOF lens, there is a diminution of the quality of vision, which is reflected in increase of the objective scatter index. So this patient has decreased in the quality of vision. The cataract patient, because they already start with the cataract with a poor quality of vision, so they feel improvement, though their scatter is much higher than the clear lens extraction and the ICL. A fast recovery after phakic IOL is of course needed. With all foldable phakic lenses available today, we achieve very good results from day one after surgery because the wound is small, the lens is foldable, and it goes through a small incision. Most of these, the majority of these phakic lenses that we are using today are going to be removed maybe 20, 30, or 40 years down the road. So we have to keep this in mind. With the ICL removing, whether for exchange or for phaco IOL, if the patient developed senile cataract many years later, removing the lens is very easy through a 3mm incision. And again, this is because of the material of the lens,
is very flexible and very soft. The last thing that an ideal phakic IOL should have a safe and long back track record. This is available with the ICL. We have many studies showing the safety of the ICL after years. The worst case scenario is developing of anterior subcapsular cataract, which is less than 0.5% in our hands, and there is an easy solution for this. While other phakic IOLs have, if they have the worst case scenario, we go on endothelial cell decompensation, then you need more bigger and more dramatic solutions. So to conclude, the ICL today proved that the posterior chamber design is the best for phakic IOLs. The material already proved safety over many decades and millions of cases implanted. We have a very long back track record, and we have hundreds of peer-reviewed publications that make us feel very confident using the ICL for our patients. And I thank you for your kind attention. Thank you. Thank you very much, Dr. Ala Danasori. I will summarize some interesting points to describe the place to the phakic IOL in the management of high myopia. Je vais le faire en français pour tous les gens qui nous suivent. Donc, Dr. Ala Danasori a mis en place 7 critères pour la réussite d'une implantation phac, bien sûr dans la prise en charge des myopies fortes. Donc la biocompatibilité est une chose dont dispose l'ICL avec du matériel du copolymère et dont le dépôt de protéines est très très petit, ce qui fait que c'est un matériel qui est très très bien toléré. Le deuxième critère, c'est bien sûr la stabilité, et c'est un critère qui est très intéressant, notamment pour les implants toriques, les implants factoriques. La prédictibilité du résultat, on sait que la plateforme de l'ICL nous procure aujourd'hui en termes de prédictibilité des résultats assez intéressants, et donc avec des hémétropies ou des réfractions trop proches de l'hémétropie dans la quasi-totalité des cas. Bien sûr, la qualité de vision, on sait que l'ICL, avec la zone optique qui est très importante et la magnification de l'image qu'elle procure aux patients, donc bien sûr, ça améliore et on le remarque rapidement après l'implantation, même dans certains cas, des nettes améliorations de l'acuité visuelle par rapport à l'acuité par lunette, corrigée par lunette. Bien sûr, le rétablissement rapide, c'est une chose hyper intéressante avec ces implants phac. Donc, rapidement, le malade peut trouver donc son acuité et donc son bonheur. Bien sûr, c'est une procédure qui doit être réversible, donc qu'on peut rapidement enlever et échanger rapidement s'il y a un problème. Et bien sûr, c'est une intervention qui est safe et dont on a du recul. Maintenant, on sait qu'il y a plus d'1 million d'implants qui sont posés à travers le monde avec des résultats de plus en plus connus. Donc, aussi, Dr. Ala Danasori avait mis en garde de certains aléas, on va dire, aléas presque à toutes les implantations phac, comme la cataracte, et donc il a insisté sur l'intérêt de voir est-ce qu'il y a un contact ou non en périphérie. Donc c'est tout l'intérêt de faire une biomicroscopie avant bien sûr de parler d'une cataracte métabolique. La 4e génération de l'ICL avec le trou central a beaucoup réduit les effets secondaires de cataracte qu'on avait autrefois. Alors, pour la place de l'UBM dans la prise en charge du sizing de l'ICL, alors il parle qu'il n'a pas trop amélioré ses résultats. Donc,
pour les gens qui n'en disposent pas, c'est pas trop grave. Et à la fin, bien sûr, c'est toute la réduction des complications à travers les différentes générations de l'ICL qui sont passées de 5% à 0,6% aujourd'hui. Donc, pour résumer, qu'aujourd'hui, l'implant ICL remplit toutes ces conditions, donc de tous ces 7 critères pour la réussite d'une implantation FAC. Donc, c'est l'essentiel de ce qui a été dit. Et donc, je vais introduire le prochain orateur. Donc, it's a pleasure for me to welcome and introduce Professor Mohamed Hosni from Egypt. Professor Hosni is a consultant of cornea and refractive surgery. He's speak aujourd'hui, today for his vision of distinguishing between refractive lens exchange or phakic IOL. So, Professor Hosni, you can share your screen, please. So, dear colleagues, Mr. Chairman, thank you very much for the invitation to present why I do prefer ICLs, Visian Star ICLs over refractive lens exchange or PRELEX in patients with high ametropia. My name is Mohamed Hosni. I'm a professor of ophthalmology at Cairo University, and I'm really indebted and grateful to Dr. Mohsen Bakkali for inviting me to share in this prestigious meeting among heavyweights like my mentor, Dr. Aliou. So, when we compare ICLs with intraocular lenses, these are devices or lenses that we use to implant inside the eye in high ametropia. So we are not talking about low ametropia, we're not talking about hypermetropes up to +4, we're not talking about myopes up to -8, and we're not talking about astigmatism in the neighborhood of up to 4 diopters of cylinder. So these are patients that do have high amounts of hypermetropia. So ICLs is very good at some times, and IOLs are very good as well in other times, and you cannot compare them to each other. It's like comparing apples to oranges. You actually sometimes you like this and sometimes you like that. So in my presentation, my short presentation today, I will try to explain my point of view why I prefer ICLs over RELAX or refractive lens exchange. Indications of both depend on the age of the patient, the type of ametropia, and the amount of ametropia. And it is a combination of all these three that defines your decision whether to implant an intraocular implantable contact lens, ICL, or to replace the crystalline lens of the eye by doing a phaco procedure and implanting IOL. So let's take different scenarios. In hypermetropia, of course, when I'm talking about ametropia, I'm talking about high ametropia, and these are the types of refractive errors that entail intraocular solutions. So in hypermetropia, we consider anything above 4 diopters as a high hypermetropia. So high hypermetropia above 4 diopters, if the patient is in the presbyopic age above 40 years, then refractive lens exchange, preferably with a multifocal intraocular lens, will give best results. Multifocal intraocular lenses now are becoming very, very popular, especially after the generation of trifocal intraocular lenses and the extended depth of focus intraocular lenses. The ICL in these patients is not preferred, even with a good even if you have a good anterior chamber depth, which is a little bit rare in the hyperopic above +4. But even if you have that, because the accommodation is fading, and this can be performed even without an evident lens opacity. So if the patient has a clear lens extraction, you can do a clear lens extraction, or what we call an ACLE, or an almost clear lens extraction. It's a low-risk surgery with high patient satisfaction. Multifocal intraocular lenses in hyperopic patients above 40 years are always a good solution. So, in the hyperopic patients above 4 diopters, if the patient is in the pre-presbyopic age below the age of 40,
If the patient is 35 to 40 years of age, refractive lens exchange can be done if hyperopia is more than +6. And we see this every now and then. A patient with a +6 coming seeking LASIK, and the patient having an absolutely pristine and crystalline lens with no lens opacities at all. But if the patient is 35 to 40 years of age, then the best solution would be a refractive lens exchange. Again, preferably with a multifocal intraocular lens. The only thing is you have to tell the patient that he has to do the operation in both eyes, because the new generation trifocal and extended depth of focus intraocular lenses will not give the full optical potential except when implanted in both eyes. Below 35 years of age, with a clear lens, you will have an increased incidence of choroidal effusion, especially with high hypermetropia. So I actually refrain from doing surgery for patients below 35 years of age with a clear lens and with hypermetropia above +5 diopters. ICLs can be done only if the anterior chamber depth is more than 2.8 millimeters. And again, this is not something that we see every day. If you have a patient who is under 35 years of age, has hyperopia more than 5 diopters, it is unlikely that his anterior chamber depth will be more than 2.8 millimeters. But if you have that, then you can go ahead and implant an ICL. Laser vision correction for more than +4 diopters can yield unsatisfactory results, especially if the patient has high angle kappa, and we see this every now and then. You can end up with decentrations and unmasking of latent hypermetropia, which will lead to regression. In these patients, in specific, I do LASIK extra, just lock in the effect that we do on the cornea after laser refractive surgery, and the patient will not suffer from regression. We published this before, and we know that using high irradiance cross-linking with our LASIK does make a difference in the regression arena. So high hypermetropia in the pre-presbyopic age below 40 years of age. If you have high hypermetropia above +5, +6, I definitely refrain from doing surgery, and I advise the patient to wear glasses or contact lenses. So on the other hand, on the flip side, if you have a patient who is high myope, again, up to -8, there's always a chance that you can do laser refractive surgery either by doing a LASIK, a lamellar refractive surgery, a SMILE, or a PRK, a surface ablation. But if the patient is more than 8 diopters, then refractive lens exchange is the procedure of choice if the patient is in the presbyopic age group. These patients have a high incidence of lens opacities, even if they don't have it at the present. If he's like 45 years old with a -9 diopters and does not have a significant lens opacity, rest assured that he will develop a cataract, presenile cataract, much younger than other people would develop without having the same amount of myopia. Again, these patients, they have a loss of accommodation both due to the myopia and due to the age. So there's no benefit from popping in an ICL and then depending on the accommodation of the patient to read. So I know nowadays we do have the bifocal or the multifocal EVO, but it's not, again, common practice. Although not preferably in low myopes, multifocal intraocular lenses, especially the extended depth of focus intraocular lenses, can be used after proper counseling of the patient. Again, in myopia, more than 8 diopters, if you have a patient who is pre-presbyopic, below 40 years of age, I think ICL is the clear choice. This is a no-brainer. In patients below 40 years of age with myopia more than -8, I would definitely go for ICL as a first choice. Patient still has accommodation, so will be spectacle free. Most patients with this refraction will have good anterior chamber depth, and the quality of post-operative vision is extremely satisfactory for the patient, even if he has residual myopia. We see this all the time. We see patients who are like -12, -13, even with a good amount of cylinder, like 2-3 diopters of cylinder. You pop in an ICL or a toric ICL, the patient after 1 month of surgery ends up with a -1, for example, sphere, or a -0.75 cylinder, or even a combination of a -1 sphere plus and a -0.75 cylinder. And in spite of that, the quality of vision and the amount of vision is unprecedented. The patient can see 6/6 and is very happy with the quality of his vision.
So why not refractive lens exchange in these patients who are in the pre-presbyopic age and have myopia more than 8 diopters? There's been many studies reported in the literature that correlate retinal tear, posterior vitreous detachment, retinal tears, and of course retinal detachment after removal of the crystalline lens in patients with high myopia. One of these studies that was published in Ophthalmology in 2015 was a very large cohort, and these were done by all patients older than 40 years of age who underwent primary cataract surgery in France between January 2009 and December 2012. So this is a whole population of a whole country, and it had very interesting results. There was the hazard ratio of retinal detachment, which was 5.2 for age 40 to 54, 3.6 for age 55 to 64, and 1.98% for ages 65 to 74, which is basically the age that we do cataract surgery for our patients in. So if you do a patient who is 40 years of age and does not have any myopia, is an emmetrope, you do have a 5% chance that this patient will develop a retinal detachment because of his age. So what about if he has myopia also? He's young and he has myopia as well. This is another study that has been published in Ophthalmology on the regarding the incidence, risk factors, and outcomes of retinal detachment after pediatric cataract surgery. And in this study, they said we found that the risk for retinal detachment increased progressively with increasing myopia. Okay, so the risk, the hazard ratio for these patients below 15 years of age was 29.9%. That means actually that 1 in every 5 patients would suffer from a retinal detachment. So does myopia increase the incidence of retinal detachment post-lens extraction? Of course, classic teaching, we all know that yes, myopia does increase the incidence of retinal detachment post-cataract surgery or post-removal of the lens. But has this been proven with evidence-based medicine? And the answer is yes. Another study that was published in Ophthalmology about the risk factors for retinal detachment after cataract surgery, it was found, this study said that in our study, we found that retinal detachment occurred secondary to either PVD-induced retinal breaks or holes, complicated lattice degeneration, and that after cataract surgery, PVD occurred in 77% and 87% of emmetropic eyes without preoperative lattice degeneration and with lattice degeneration. So PVD happened more in patients with lattice degeneration, respectively. Although PVD after cataract surgery itself is associated with an increased risk of retinal detachment, the risk increases multiple folds in eyes having lattice degeneration, a very common finding among myopia. So again, these patients with myopia do have an extensive chance of developing retinal detachment after removal of the lens. So I'm not happy at all doing a high myope if it is in the pre-presbyopic age, just for removal of the lens. In these patients, they do have accommodation, and I'm very happy popping an ICL in these eyes. So we all know, first, do no harm, and this is our Hippocratic oath. So in a high myope, 25 years old, for example, why do a procedure that carries a risk of retinal detachment? Why take away the patient's accommodation? If you put in an ICL, the patient will have his accommodation. If you remove the lens, the patient will lose his accommodation. The risk may be acceptable if the patient has a cataract or a lens opacity, but it is definitely not acceptable if the patient has good aided visual acuity, especially when you have a procedure that offers better safety and quality of vision, namely the ICL. So a lot of doctors in our part of the world would prefer doing a clear lens extraction because of the price issues, because the EVO or the ICL is a little bit on the expensive side. But a lot of times this is actually a surgeon's perspective, and if you ask the patient, if you give the patient the choice, even if the patient looks extremely poor, he will definitely prefer doing a procedure that is much safer than doing a procedure that is much cheaper but is more dangerous. And good quality ICL wannabes are available now, and actually I have to say this, there are other types of ICLs. They're not Collamer, they are actually
I think they are hydrophilic and a hydrophilic acrylic, and they are very, very good in the quality of vision as well. Consider the price, money, and stress that the patient will pay if retinal detachment happens. So in these patients, definitely ICL is my procedure of choice. So in high myopes, 25 years of age patient, I would definitely offer ICL surgery or no surgery at all. So this is a very simplified mind map that I do. I teach my residents and trainees that it all depends upon the age of the patient. If it is a pre-presbyopic age, if he has, of course, if he has low myopia, then I will go for LVC or laser vision correction. But if the patient is pre-presbyopic and has high myopia, I will definitely do an ICL and I will not do a refractive lens exchange. But in the same patient, pre-presbyopic, if he has high hypermetropia, I will be reluctant to do any surgery at all if he has high hypermetropia. If he has low hypermetropia, I will offer laser vision correction, or if the patient wants, I can offer an ICL as well, provided that the anterior chamber depth is more than 2.8. After presbyopia, though, if the patient has high myopia, then I would definitely do a refractive lens exchange. And if he has high hypermetropia, I would definitely, again, do a refractive lens exchange. And in these two patients, these two conditions, I would implant a multifocal intraocular lenses, a trifocal intraocular lenses, or an extended depth of focus intraocular lens. So IOL and ICLs, they are two good solutions, but again, they are very common in things, but uncommon in other things. So you have to really choose your patient and choose the scenario where you're implanting each one. Thank you so much. Thank you very much, Dr. Hosni, for this very comprehensive presentation on how to correct high myopia. I'm going to make a résumé in French for our audience. Donc, pour résumer ce qui a été présenté par le Dr. Hosni concernant ces indications pour la correction de la myopie forte. Donc, ces indications sont assez conservatives et classiques. Donc, pour toute myopie inférieure à moins 8 dioptries et toute hypermétropie inférieure à 4 dioptries, c'est plutôt l'option cornéenne, donc correction par LASIK. Si la myopie pour les hypermétropes au-delà de 4 dioptries, parce que souvent ils ont une chambre antérieure qui est assez étroite, donc c'est plutôt l'indication d'une chirurgie cristallinienne et de préférence après l'âge de 40 ans, parce qu'en dessous, il y a souvent le problème de fusion de la choroïde avec possibilité de complications opératoires. Concernant la myopie forte au-delà de moins 8 dioptries, donc là, c'est l'indication et surtout en fonction de l'âge. Donc les patients en dessous de 40 ans, c'est plutôt un plan d'IFAC type ICL. Au-delà de 40 ans, c'est plutôt une chirurgie cristallinienne avec mise en place d'un implant qui peut être aussi multifocal ou accommodatif pour corriger justement la presbytie. La raison pour laquelle ils préfèrent faire la chirurgie cristallinienne au-delà de l'âge de 40 ans, parce que le risque de décollement de rétine est assez important, notamment chez la population jeune. Et en plus, c'est un risque cumulatif, c'est-à-dire qu'il va augmenter avec l'âge. Bon, je pense avoir résumé ce qu'il a dit et si vous permettez, j'ai une présentation assez courte de 3 minutes pour parler justement d'une sous-catégorie. C'est les myopes extrêmes au-delà de moins 20 dioptries. Et donc là, nous avons une série que nous avons suivie à 10 ans et je pensais intéressant de partager les résultats avec vous. Donc, on peut avoir la vidéo. Sinon, je peux le faire directement à partir de mon ordinateur, la vidéo. Mon ami
Mohsin m'a demandé de partager avec vous mes indications concernant la myopie forte. Donc là, très rapidement, je vais partager avec vous les résultats d'une étude rétrospective sur des patients présentant une myopie extrême supérieure à moins 20 dioptries et qui ont été implantés par un plan artisan avec un suivi de 10 ans et nous avons les données de 40% des patients implantés. Donc, au bout de 10 ans, 16% des patients ont développé un glaucome. Et l'âge moyen de survenue était de 33 ans et en moyenne 5 années en post-opératoire. 18% des patients ont développé une cataracte avec un âge moyen de survenue de 47 ans et en moyenne 10 années après l'intervention. Décollement de rétine 1%, tous dans l'année qui a suivi l'intervention. Et 8% des patients ont développé une maculopathie myopique avec une baisse de la meilleure vision corrigée. La perte endothéliale, comme ça a été décrit par de nombreux auteurs, est fonction de la profondeur de la chambre antérieure, mais aussi de l'âge d'implantation. Tous les patients qui étaient implantés après l'âge de 40 ans présentaient vraiment une baisse très significative de l'endothélium. Mais malgré toutes ces complications, les résultats réfractifs sont excellents. Vision sans correction à 10 ans, supérieure à la meilleure vision corrigée dans 80% des patients, et un gain de meilleure vision corrigée, donc pratiquement 100% des patients, comme vous le voyez ici. Donc, en résumé, mes indications en cas de myopie très forte, je suis plutôt un plan du FAC si le sujet est jeune, en dessous de 30 ans, avec une chambre très profonde et un comptage endothélial élevé. Je suis plutôt chirurgie de cristallin, c'est le sujet au-delà de 40 ans, avec la présence d'un décollement postérieur du vitré et en l'absence de toute comorbidité. Merci. Voilà, je pense qu'on va maintenant enchaîner avec notre prochain orateur. Donc, it's my pleasure to introduce Dr. Zaldivar from Argentina. He will talk about his experience on how to deal with high myopia. Hi, I'm Rodolfo Saldívar, Scientific Director of the Instituto Saldívar in Mendoza, Argentina. It's a pleasure today to share our knowledge on ICL. I have no commercial interest, financial interest. And if we speak about phakic IOLs in general, they have always been considered by the industry like a niche, a very small product with a small market of a few couple of surgeons, and this is very related with the amount of complication that we used to suffer many years ago. If we talk about posterior chamber, in those days we have higher risk of developing a cataract, and when you consider anterior chamber, you have more problems related with the endothelial cells and inflammation inside the eye. But the story is quite different today. Last year, an ICL was inserted every 2 minutes. And when you see the manufacturer revenue in 2019, from those 8.2 billions in revenues, 11.3% came from phakic IOLs, which is impressive in terms of the market share. It's definitely a field that is growing considerably in the last couple of years. And this is clearly supported by the value that the biggest company, the company that has the most market share,
and in other words, that this, like the gold standard, has the highest valuation in their entire life, with around 75, 76 of their stocks. If you consider that at the end of the 90s, their price per share was around $1, they have capitalized, they have gained more than 70 times their valuation, which is impressive. And how can we experience this such a great creation of value? Well, there are intrinsical and extrinsical things to explain this. From the intrinsical, we'll see that there have been some modifications to the current platform, and the central flow was definitely one among those that really changed and consolidated the safety profile of the platform. But there is definitely one extrinsical, that is what's happening in the world. We are all seeing a shift towards myopia, and this is specifically happening more aggressively in Asia, where we can see that in 20 years, 25 years, 80% of the population, around 80 or 70%, would be myope. And today, in scholar age, there is around 70% of guys that are already myope. So numbers are impressive in Asia. And when we see Asia in relation to the market share of this huge company, we see that they have around 50% of their market share depending on Asia. That explains why they are growing so much. And if we have to consider now that their market is expanding, because at the beginning it used to be myopia, hyperopia, and astigmatism in young patients, but now they are enlarging their portfolio with this presbyopic IOL with the same platform. So they will, in a way, enlarge their market, and we are going to be able to postpone a little bit all these clear lens extractions that we are doing in the early 50s, perhaps a couple of more years. So the future looks pretty bright for this company, but it hasn't always been like this. We had the opportunity, specifically my father, Roberto, had the opportunity to be among the first surgeons in the world to do an ICL procedure back in the early 90s, 93, September 93. And as you can see, the lens was quite different. You can see that it was more similar like a PRL with no fit, very aggressively, with aggressive edges that kind of have the same aggression to the sonules like the PRL. So in those days they have a lot of rotation, and some of this went to the back of the eye, to the vitreous. But there has been a huge evolution of the platform, and today we have a very consistent platform. But just for you to understand how things happen and develop with time, and it's not something that things happening from one day to the other one. The first hole that was introduced to an ICL, to a phakic IOL, was proposed by my father in 94. And as you can see here, this is a very interesting picture where I'm here. I'm there with less than 10 years old. And this is my father, and this Vlad Fengel, that was the CMO of STAR in those days. And in 95, STAR patented Roberto's proposal, my father's proposal, of adding a hole. You can see here in the drawing, in the patent of STAR. And they already included a 360 micron hole in the middle. So this hole was introduced in many lenses. There were actually 30 lenses. And as you can see, this was the lens back in 94. And this is the central flow now in 2011. You can see it's exactly the same hole, same aperture with the same device and everything. In those days, my father wasn't very sure of what was happening. This is the model that was introduced in those days. He wasn't very sure that if the patient had a perception of glare and some kind of negative dysphotopsia, and since the platform didn't have the fit, it was very likely that the lens decentered. So the edges of the lens caused a lot of negative photopsia. So it was quite unclear what was causing the problem. So at the first glance, it looked like
the hole was causing all these problems, so they decided to take it away, and they relaunched it many years after. But the nice point here is that we have quite a couple of patients that we have been able to recover. This is one of them that we saw 18 years after the procedure. He was a guy that had a keratoconus in both eyes. That's why his best corrected is not that good. And as you will see, he is now 72 years old and he doesn't have a significant cataract. He doesn't have anything because he still has circulation in the back of the lens, and he's looking, and this is his eye, and he's still with his ICL inside, which means that whenever you still have some kind of circulation in the back of the eye, the crystalline lens will remain healthy. It's completely different, the flow, when you have a central flow than when you have a path like we used to have in the periphery. The flow and the dynamics are quite different. So, and this is not only my sense or what I'm feeling. This has been shown with a very complete meta-analysis carried out by Mark Packer with the central flow, where he truly confirmed that cataracts today with central flow are very close to zero. That's the reality. There can be some anterior subcapsular opacities whenever you have a touch or perhaps related to a bad material, but ideally, or even a touch in the surgical procedure, but reality is that it's very close to zero, nothing to do with the past. And something interesting to highlight that is because of the optics, whenever you go more inside the eye to correct, same that happens with the patient that use glasses and you go to contacts, the inner you go, the better magnification you have at the retinal plane. So these patients tend to win lines. There are around 30% of these patients that are winning at least one line, which is remarkable. This is one of the highlights of this technology, the possibility to win lines. It's safe, it's effective when you consider the efficacy index, but still the only problem that still hasn't been solved totally is sizing. And when I say sizing, I'm not saying that you have a complication in every single patient where size is not ideal. And that's one of the positive things of this technology. It's quite forgiving. There is a very big, large range of safety where you can finish without having a complication. But reality is that we really want to avoid finishing with an overvolt, because this is our worst complication, to have an angle closure, a pupillary block. This is what we really have to avoid. And unfortunately, despite there has been huge advances in terms of sizing and everything, still sometimes you get these surprises. We are now much more experienced, and the rest of the surgeons down there, and we know tricks to avoid this, and this is what I'm going to try to share with you today. But let's concentrate a little bit in the vault. So there are different problems regarding the vault, and for example, I'm going to cite two of the most developed prediction formulas, both developed in Japan and based both in anterior chamber imaging, basically with OCT, Nakamura and Akihito. So we compare 42 eyes of 25 patients with the same devices, with the Cassia, that is an incredible, very nice OCT, and measured patients 24 hours after the procedure without a myostatic. So we compared the prediction of Nakamura, plugging exactly the same numbers that Nakamura with the values of our patient, and compare with what we achieved. And you can see clearly how you have many situations. For example, this patient finished with 500 and the prediction bold by Nakamura was 1400. So it means more than 100%. So there are a lot of outliers, as you can see here. So it's really difficult to predict. Same happens with Akihito. So despite the average looks acceptable, the range and standard deviation is quite unacceptable. So we invested in the last 4 years
in different technology that has really made a big difference in our practice. One is the intraoperative OCT, developed by Hackstride. We don't have any financial interest. And the other one is the R-Scan, that is developed in US. Very interesting device. It's a high frequency ultrasound. We don't have any financial interest. But the beauty of this is that for the first time, we can see exactly what's happening with the lens. Where are the feet sitting? So we realize that despite everyone thinks that this lens goes to the sulcus, reality is that the lens goes under the ciliary body, in most of the situations, and sometimes one feet goes to the ciliary body, under the ciliary body, and another extreme goes to the sulcus in an asymmetric position. And other times it goes both ways to the sulcus to sulcus. When we see the results, we have that 83% of the times go to ciliary body, under the ciliary body, 13% of the times go in an asymmetric position, and only 4% of the times go to the sulcus, which means that most of the traditional formulas, for example, Nakamura and Akihito, are based in ultrasound that are relying in a measurement that is sulcus to sulcus, and only 4% of these lenses are sitting there. So we start understanding why there is such a lack of predictability. But when we see the correlation between sulcus to sulcus and ciliary body, we have an acceptable coefficient of correlation, 0.7. And that's the reason why there is a relationship, an acceptable relationship. It's not ideal, but there is an acceptable relationship. And when we compare angle to angle with ciliary body to ciliary body, we have 0.6, a little bit lower. And angle to angle with sulcus to sulcus is 0.68, very acceptable. But what is a disaster, and this is one of the messages I want to leave you today, and here I want to even criticize our old belief that white to white was a good idea, is white to white, that is the most used formula or sizing methodology in the world, even by the company. And when you compare white to white to sulcus or to ciliary body to ciliary body, the coefficient is 0.3. It's extremely weak. It has nothing to do with the position of the IOL. Nothing to do. So we are lucky that there is a high buffer and a high safety zone in order to avoid having problems. Reality is that if we want to be more aggressive doing this procedure in lower powers or in shallower chambers, we'll need to be more precise. So this is what we are trying to develop now, and we are really pushing forward with all these numbers to develop a new predictive formula together with Dan Reinstein and our great teams. We are working hard with this. And the other technology that we incorporated is the intraocular OCT. Why would you think intraocular OCT is important? Okay, the answer is, if we understand that intraoperatively we have a relationship, whenever we finish the procedure and we clean the viscoelastic, we have a strong relationship of how the bolt is going to look next day. We can avoid having a complication. So same as Torbe et al., that they showed that there was a high correlation between intraoperative and 1 day and 3 months. We have our own numbers. In 592 eyes, the mean intraoperative bolt was 656, and we finished next day with 625. So it's very similar to what we experience in the OR. This means that we can correct, based on what Luis Fernandez Vega and his team taught us a couple of years ago, understanding that the vertical position of the ciliary body to ciliary body is bigger than the horizontal, we can correct in cases of overvolt a couple of microns, as I'm going to show, just rotating the lens to the 90 position. So let me show you a little bit. Here we have a patient that has a clear overvolt. You can clearly see how you have a big overvolt. So what I'm going to do is I'm going to rotate the ICL immediately to the 90-degree position, very gently, and you will see
right after rotating and taking away the viscoelastic, you will see how I could decrease considerably the volt. When you see the pre-rotation and the post-rotation, I decrease 300 microns with just 10 seconds of rotation. So our vertical rotation that we have been rotating 17 eyes so far, we could decrease on average at day one around 430 microns, which is very, very interesting. Some surgical tips that I want to share for you to avoid flipping, which is another complication when you start doing this procedure. It's a very straightforward surgical technique, but there are some things that you need to understand. One of the one important point is always use a good viscoelastic, preferably Okukoat by Bauchilon. It's methyl cellulose, which is very easy to take it away. If you leave some visco, you won't cause cataract, you won't have a strong peaks. And another important point is what I have just shown is whenever you see some kind of rotation, put some pressure in the opposite side of the rotation. If you wanna make the lens move to one side, you have to press exactly the opposite side. That way you will avoid twisting. But perhaps the most interesting maneuver is this one with the McPherson. Whenever you finish in a very tough position and you see like the lens is locked in the middle, you can always use your McPherson and slightly push towards the opposite direction, and you will be able to reposition the IOL. That way you will avoid taking the ICL away, which is, by the way, I'm going to show you, not difficult at all, but it's something that you need to understand. So as you can see there, I need to, you can see that it's folded in the middle. So I'm just grabbing from the back and moving the opposite direction in order to benefit the correct position. So another important thing to consider is the possibility to use this as a secondary, let me see if I can play this, as a secondary IOL. Okay, apparently it's not working, unfortunately. Okay, so let me show you another video of an extraction. You will see here, this is a patient with an old ICL with a B4B without the hole in the middle. So you have to do a 3 millimeter incision, 3.2 perhaps, easier. Put some visco below the lens and go to the middle of the optics, and you gotta grab it in an oblique way. That way it's very easy to take it away. I'm going to put it again in order for you to see. So this is another patient. So just put some in the up and a little bit down to grab it from below, and just grab it from there. Very easy maneuver. And this is what we are doing today in the OR. That's my father. There we have the intraoperative OCT. This is our current technique. Insertion, very straightforward technique, very easy procedure today when you have the details, very easy. It doesn't take more than 4 minutes. Rotation, we always use this instrument developed by ASICO under our name. It has the beauty that has 2 different sizes, one from the proximal and the other one from the distal, to grab the feet below the iris. And then we are just checking the final position, as you will see now, and that's all what we do. Very nice procedure, very elegant, and honestly something that we enjoy a lot doing every day, and we have been doing all our life. So that's how we check exactly, and we know exactly the microns. In this case we have 668. This is a caliper that we developed for Hack Stripe, and we are very happy with that. So as a conclusion, and just to finish, I'd like to conclude that the Aquaport was a great step forward. It truly facilitated the surgical technique. It improved the overall safety profile of the platform,
Understanding where the ICL is hosted will allow us to make better predicting formulas. This is what we are working. Intraoperative OCT is a great aid to avoid extreme bolts and optimize them in the OR. And I do believe that ciliary body measurements by the R-scan looks like the most promising measurement in order to predict the bolt more accurately. I want to thank the society from Morocco for this very nice invitation. Hopefully you have enjoyed my talk, and we will all be able to see all of us soon in a meeting. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much, Dr. Zaldivar, for accepting the invitation. I hope to have the opportunity to see you soon in Rabat, in Morocco, in our meeting. And excuse me, I will try to summarize briefly in French because all of residents speak French more than English. Le docteur Zaldivar, donc père et fils, c'est deux chirurgiens ophtalmologistes qui s'intéressent à la chirurgie réfractive en Argentine. Il a bien souligné deux points très importants. L'apport de l'imagerie moderne qui nous permet de connaître de plus en plus ce qui se passe derrière l'iris. Et ce qui se passe derrière l'iris, c'est les mesures qui vont donner le vaulting et le sizing. Et le véritable challenge aujourd'hui pour les ICL, c'est d'être de plus en plus précis dans la mesure du sulcus to sulcus au white to white. Il a comparé trois mesures, le white to white, ciliary body to ciliary body, au sulcus to sulcus. On va détailler dans les discussions quelles sont les habitudes des chirurgiens actuellement pour être de plus en plus précis. Le deuxième point qu'il a détaillé le docteur Zaldivar, c'est l'apport de l'imagerie péropératoire. On a vu l'OCT péropératoire qui permet de suivre la pose de l'ICL, de suivre le vaulting, et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Après l'OCT péropératoire dans les implants toriques, dans les greffes lamellaires, maintenant, l'OCT s'invite de plus en plus dans la chirurgie des implants FAC. C'est sûr qu'il y aura des questions. Je vais aller vite pour laisser un petit moment pour les discussions à la fin. Et l'avant-dernière conférence, c'est celle de notre partenaire Emetrop qui va présenter une revue générale sur les implants FAC par le docteur Abenaïm, donc qui va animer le sympo de Emetrop. À toi la parole, cher Alain. Bonjour à tous et merci à Madame Arouche sur l'invitation à ce symposium sur l'ICL. L'implant ICL, c'est un implant qui n'est pas nouveau. Il a plus de 25 ans et c'est l'implant qui est apparu quasiment en même temps que les autres et qui a survécu à tous les autres, puisque tous les autres ont respectivement créé des complications et c'est le seul qui, pour l'instant, n'a pas de complications et qui a été évolutif dans les modèles qu'il propose, puisqu'il a changé régulièrement de forme. Et voyez-vous, c'est pas nouveau, ça date des années 90-2000, quoi. Donc ça ne nous rajeunit pas. Il a entre 20 et 30 ans de conception avec une progression, vous voyez les dates clés. Et là, on est dans la dernière version avec le petit trou au centre qui permet, chez le myope évidemment, d'éviter de faire une IP. Et donc, il permet d'avoir des possibilités de correction sphériques en myopie et même torique, puisqu'aujourd'hui, on corrige les cylindres associés de façon… Et tous ces petits trous, il y a des trous qui aident à bien positionner l'implant pour savoir si on le met bien à l'endroit. Et il y a des trous dont le rôle est de réduire et de permettre un passage du mur aqueuse de la chambre postérieure vers la chambre antérieure et d'éviter le blocage pupillaire. Donc, voici grosso modo les différentes lignes évolutives de cet ICL. Et aujourd'hui, on est quand même à une expérience très importante puisque 93-2020, même si l'année 2020 n'est pas le meilleur cru du monde, ça compte. Et je vais même vous dire, à titre personnel, je mettais beaucoup d'implants d'abord de chambre antérieure, puis à fixation aérienne. Et avec tous les ennuis qui m'arrivaient, j'avais décidé d'arrêter. Et j'ai un confrère algérien qui a un congrès à Casablanca au Maroc, m'a dit, mais t'es un peu idiot. Mais de l'ICL, tu verras, c'est super.
Et donc, ça fait 12 ans que je mets de l'ICL et Dieu merci, je n'ai jamais eu à m'en plaindre et c'est vraiment un implant formidable, même si je n'ai aucun intérêt commercial, malheureusement, dans la vente de ces implants. C'est dommage. Donc, aujourd'hui, il existe en version myopique et en version hypermétropique. Le seul inconvénient de la version hypermétropique, c'est compte tenu de la forme de l'implant, il ne peut pas y avoir de trou au centre et donc l'épée chirurgicale est impérative. On peut éventuellement faire 2 petites IP en préopératoire au laser, mais bon, je recommande de faire une IP chirurgicale quand on en fait. Alors, pour avoir tous les critères pour pouvoir le faire, ce n'est pas toujours facile. Donc, quand on a à mettre un ICL, quelles sont les indications de l'ICL? Évidemment, c'est des gens relativement jeunes, parce qu'au-delà d'un certain âge, avec le risque cataractogène de la présence de l'ICL, on doit se poser la question. Ou si on l'utilise parce qu'il y a encore une réserve accommodative, le patient doit être prévenu du risque d'apparition d'une cataracte dans les 5 à 10 ans, dans lequel l'objectif qui est de corriger sa myopie sera maintenu par la correction. Évidemment, il faut que la réfraction soit stable. Je ne reviendrai pas sur tous les critères d'une indication de réfractive. Par contre, je reviendrai sur les critères spécifiques de cet implant-là. Il faut que la chambre antérieure entre la face postérieure de l'endothélium et la face antérieure du cristallin soit supérieure à 2,8 mm. Il faut que l'angle irido-cornéen soit ouvert parce que la présence de l'implant va contribuer à le fermer. Et si cet angle n'est pas suffisamment ouvert, vous exposez à un risque de glaucome par fermeture de l'angle en post-opératoire. Évidemment, il faut qu'il n'y ait pas d'autres chirurgies et il faut exclure toutes les autres pathologies. Maintenant, le kératocone n'est pas véritablement une contre-indication puisque l'ICL peut être utilisé chez les kératocones de plus de 30 ans qui sont stabilisés comme élément de correction quand ils ne supportent plus leur lentille. Donc, c'est une contre-indication relative, mais dans ces cas-là, l'ICL est utilisé comme un traitement adjuvant du kératocone et non pas comme un traitement de chirurgie réfractive. Évidemment, les contre-indications, l'existence d'un glaucome préexistant doit faire contre-indiquer car il y a un risque d'irritation du corps ciliaire, de libération de pigments. Chez quelqu'un qui a déjà un glaucome, ça peut l'aggraver. Évidemment, toute pathologie du segment antérieur. Patients monoculaires, personnellement, je n'opère pas les patients monophtalmes. Je sais que certains le font, mais moi, je ne le fais pas. Peut-être un peu prudent, mais je crois que ce n'est pas raisonnable de prendre un risque chez quelqu'un qui a, on va dire, un seul œil. L'angle étroit, évidemment une profondeur de champ antérieure insuffisante et une réfraction instable, mais je l'ai dit, on opère de réfractive que des patients dont le défaut est stabilisé. Comment calcule-t-on un ICL? Évidemment, la réfraction, la kératométrie, la profondeur de champ antérieure, la pachymétrie, mais surtout le point clé du sizing, c'est-à-dire du choix de la dimension de l'implant, c'est la mesure du blanc-blanc. Lorsque vous avez un appareil de type ORB-scan, la valeur du blanc-blanc de l'ORB-scan est excellente et ce n'est pas la peine de faire plus, vous basez sur la mesure du blanc-blanc de l'ORB-scan. Si vous n'avez pas d'ORB-scan, il faut standardiser votre mesure de blanc à blanc. Alors, le spéculaire est indispensable puisque une pathologie cornéenne endothéliale préalable est une contre-indication absolue. L'OCT visante, ou aujourd'hui il y a d'autres OCT qui sont capables de vous apporter. Donc, vous avez l'OCT SA Casia de la marque Tomé, que le symposium pour lequel nous sommes invités par Madame Harouche à la distribution au Maroc. C'est un appareil qui va vous permettre de quantifier tous les éléments pour l'évaluation et la mise en place d'un ICL. Profondeur de la chambre antérieure, largeur de l'angle et contrôle post-opératoire du vaulting post-opératoire. Vous avez l'analyse des différents éléments qui sont permis par cet appareil. L'aspect du cristallin, la profondeur de la chambre antérieure entre la face endothéliale et la face, et l'ouverture de l'angle, tous ces éléments, et la mesure du blanc à blanc. Parce que vous avez un white to white. Ce qui est important, c'est de standardiser votre technique. Parce que la mesure du white to white, du blanc à blanc, c'est ce qui va conditionner le choix de la dimension de l'implant, pas de la puissance, puisqu'elle est composée, elle est décidée par la réfraction et la kératométrie, mais de la distance. C'est-à-dire que quand vous allez le positionner dans le sulcus, s'il est trop petit, il va tourner. S'il est trop grand,
il va irriter le sulcus et créer une inflammation avec un risque de glaucome. Donc, voilà, vous centrez votre patient et vous ajustez le tir. Vous voyez, cette image n'est pas bonne, mais l'avantage, c'est que vous pouvez la rectifier sur l'écran de la machine et mesurer les différents éléments dont vous avez besoin pour déterminer. Vous voyez, et donc, vous voyez également la forme du cristallin, s'il est trop bombé ou s'il n'est pas assez bombé. S'il est trop bombé, il faut s'en méfier parce que c'est toujours des éléments de contre-indication potentielle. La profondeur de l'angle, tous ces éléments, l'appareil vous donne les mesures et je ne vais pas insister puisque avant moi, M. Amari vous en a parlé. Donc, l'OCT, visante ou autre, permet, le point clé, c'est la surveillance à long terme des patients opérés. On les surveille à long terme sur 3 critères, évidemment la réfraction, évidemment tout le bilan ophtalmo et notamment la recherche d'une possible hypertonie, mais surtout l'endothélium avec un spéculaire et le vaulting. C'est les 2 critères. Et on peut voir chez certains patients le vaulting diminuer progressivement avec l'âge, puisque avec l'âge, le cristallin augmente de volume. Et on sait que le rapprochement de la face antérieure du cristallin à la face postérieure de l'implant peut être générateur de cataracte. C'est pour moi, à part l'hypertonie post-opératoire précoce, la seule complication à moyen long terme. Il y a aussi des glaucomes, il y a de tout. Il y a eu des décollements de rétine, mais est-ce que ce n'est pas tout simplement la forte myopie? Quelle est l'incidence de l'implant sur la genèse? Je pense que c'est plus la forte myopie qui est responsable de ce risque de décollement de rétine. Donc, le volt, comme vous le voyez sur ces images, est mesuré. Vous voyez ici un volt minime, ça c'est la cataracte garantie. Un volt relativement important, c'est le risque de voir apparaître une hypertonie. Pour l'implant torique, la technique chirurgicale est la même. L'avantage, c'est que vous calculez l'implant et le fabricant vous livre un implant qui se met toujours horizontalement. Il y a un petit débattement de plus ou moins 15 mm, mais il est toujours placé horizontalement. Vous mettez toujours à la tête du malade en horizontal et vous insérez l'implant sans difficulté. Donc, voilà, et vous n'avez pas à le faire tourner comme un implant torique de cataracte, puisqu'il se met toujours horizontalement. Simplement, il y a un petit débattement pour… voilà comment se présente l'image d'implantation telle qu'elle vous est fournie par le fabricant. L'aspect qu'aura l'implant dans l'œil, vous le mettez à l'envers en position chirurgicale et l'angle par rapport au méridien horizontal sur lequel il doit être placé. Donc, l'ICL torique va corriger les cylindres et aujourd'hui, ils ont une capacité de correction de myopie associée au cylindre qui est très importante et qui couvre quand même beaucoup d'indications. Et même si quelqu'un a un cylindre majeur avec une très forte myopie, même s'il en reste un peu, pour être objectif, ça change tellement leur vie qu'ils sont la plupart ravis. Vous avez à la fois une nette amélioration de la réfraction avec un résultat qui est efficace et surtout stable dans le temps. Vous voyez ce diaphragme, à 5 ans, ça ne bouge pas. Et franchement, chez les myopes forts, en plus, un gain en acuité visuelle par rapport aux lunettes, comme on le sait pour les lentilles, évidemment. Et donc, voilà un cas, mais bon, on peut en citer 2 autres, des dizaines d'autres. C'est des patients pour lesquels, franchement, quand vous avez commencé à mettre des ICL, vous ne faites plus machine arrière. Donc, voilà un exemple encore d'un patient avec une grande profondeur, un angle ouvert. Vous pouvez y aller en toute tranquillité. Vous rentrez toutes les données dans le calculateur en ligne, vous calculez votre implant et vous n'avez plus qu'à le poser. Et voici l'aspect post-opératoire idéal avec un vaulting suffisant, un œil calme, l'implant à la face postérieure suffisamment à distance du cristallin et une profondeur résiduelle de la chambre antérieure assez importante. Voilà, alors je passe ces exemples. Alors, il travaille sur un ICL qui corrigerait en même temps que l'aberration sphérique et cylindrique la presbytie. Et on rêve tous de l'ICL préchargé parce que parfois ça prend plus de temps à l'installer dans la capsule qu'à opérer. Donc, voilà, évidemment, je ne suis pas là pour répondre à votre question et je l'aurais fait avec plaisir, mais j'ai essayé de résumer rapidement, de survoler ce qu'on peut faire avec un ICL. Je vous remercie de votre attention et puis
À bientôt, Inch'Allah, en physique, vous en France et nous au Maroc. Merci beaucoup, cher Alain. C'est très intéressant. Donc, je remercie à travers toi les laboratoires Emetrop. Je vais poser, j'ai préparé des questions pour le panel. Il y a avec nous donc 10 orateurs, donc le docteur Alio, docteur Salah Mahjoub, docteur Badawi, docteur Tariq Baha, docteur Zaldivar. En attendant la connexion de Ala Danassouri dans quelques minutes, je vais poser les questions en français, ensuite en anglais, mais sachant que je les ai envoyées en anglais par WhatsApp. D'après ces interventions, maintenant, le véritable challenge, la question qui reste, c'est comment avoir le bon vaulting. Parce qu'on sait, un bon vaulting, ça veut dire pas de cataracte. Et c'est ça le but, c'est que ces implants, on arrive à avoir 0% cataracte. Donc, je vais poser la question aux orateurs. Actuellement, vous posez des ICL depuis plus de 15-20 ans. Comment ça a évolué vos habitudes? Comment vous mesurez maintenant pour être plus précis dans la mesure du vaulting post-opératoire? Ça, c'est la première question. La deuxième question, après des années de pose d'ICL, quel est le pourcentage actuel des retouches? C'est-à-dire que vous avez des amétropies et comment vous les expliquez d'avoir des retouches post-opératoires? Et la troisième question, avec des jeunes qui vont se lancer dans l'ICL, quels sont les conseils que vous allez donner à ces jeunes médecins pour se lancer à cette chirurgie? Donc, je vais commencer par le professeur Alio. I will try to summarize in English. Professor, you received the question by... Thank you. Yes, I understand French. Don't worry. Yes. Okay, so Thank go you very ahead, much, please. Thank you for this invitation. It's a pleasure to be with you, even though not as much as to be in Rabat, you know, in live. Anyway, you know, we use, answering your first question, the nomogram of the company, the one that is online. And I have to tell you that following this advice, we have not, this nomogram, we have found no particular differences with any other method that has been proposed. I do agree in implanting the ICL in the vertical meridian, because then rotating it, you can adjust an extra volt that you might have because you can decrease the volt. But having said that, we have surprises. Volt surprises happen in about 10 to 15% of our cases, whatever we do. That means that some cases we have very little volt with the aquaport is not a problem in MIPS, but it is a problem in the hypros. I have to tell you that we have still a problem in the hypros. On the other hand, we have the too much volt in some cases, but as we choose only cases for ICL and in general for figure lenses with very good anterior chamber, we are not running into troubles that happened in the past. So I consider it's a very safe surgery, but still the volt estimation is still a problem, you know, and it's because different factors. One of the problems, in my opinion, is the curvature of the crystalline lens according to accommodation. And this changes the biomechanical behavior of the ICL once that is implanted in the sulcus. And this is something that you have to know, and this is something that happens to be especially right in the hypro. The second answer to your question is we are very precise, and in spite of the progress in sizing that still exists, and it's not only about the sulcus to sulcus measurement, it's something else that we have not considered in the calculations. We have about 0.5 diathesis or residual refractive error. It's very minimal. In toric models, the same. So I have to tell you that we're very satisfied with the outcomes, very satisfied with seldomly, if any, you know, in the last 100 cases, we had a refractive PRK touch-up just because of the residual ametropia. And finally, my advice for beginners, two. Number one, good education. Just to go to an adequate course, learn how to use from the masters, and second, do a wet lab. Wet labs have to be made. You cannot make your first mistakes in your first patients. If you make a mistake with the ICL, you end in a cataract or in a glaucoma. So don't lose your time. Don't be in a risky position. Take good theoretical information. You have wet labs, but not only that, you have courses from the company, and you can attend important sessions like the one that has been recently conducted here. But then you have to go to the wet lab. You need to practice with real eyes and with real lenses. And this is the problem. Real eyes are not existing from a human origin. You have to use cadaver eyes from animals, and it's not the same. So you need to be careful. ICL is not a piece of cake. It's not an easy surgery. I completely I'm not in favor of considering this an easy surgery. It's a tricky surgery.
needs good calculations, needs good training in shoulders. No free lunch if you make a mistake, cataract or glaucoma, acute glaucoma, and so you have to get a good level of education. This is my strong advice: medical education, training, master, to have a mentor, and with that. Thank you. Thank you, Professor. I apologize, Dr. Zaldivar, because I know I saw Dr. Ala Danasuri is just in the operating room. So please, I will ask the Ala to give some comments. I send him some same question, and then I go to you, Dr. Zaldivar. Please, Ala. Yeah, thank you. Sorry, Roger, I jumped in your place. It seems Always the same, Ala. Always the same. always the same. Yeah, it's great to see this good friends, and hopefully next time we'll be physically available with you, Dr. Mohsen. So I would second what Jorge said. The predictability of the ICL is extremely good if you do the proper preoperative assessment, especially the manifest refraction, and the you do the proper calculation on the. I use the online STAR calculator till now. And the refractive outcome is extremely high. The predictability is extremely good, whether for myopia or astigmatism. The second question was about the sizing issues. That the sizing method I'm using now, I'm still using the classical way for my clinical practice, the white-to-white, anterior chamber depths, and the STAR calculator. I use the digital imaging. These days I'm using the MS39 from CSO. I used also the Pentacam before with good results, Orb scan before that with still good results. So all of them measure the white-to-white precisely. Unless you have some limbal pigmentation, then the machine is fooled with the limbal pigmentation. With this, I get good volt, decent volt, in more than 96, 97% of my patients. My exchange rate is less than 1%. There's someone here I'm gonna talk to. Hey there. Please, Ala. Okay. And so my exchange rate is very low, less than 1%. What I'm doing, aside from this is what we do clinically, but aside from this, I try to use the high frequency ultrasound to improve my volting, because when I say decent volt, I'm having more than 95% of my patients between 100 and 700 or 800, which is an adequate or decent volt. But I would love to see all my patients around 400 or 450. So I try to do this with the high frequency ultrasound, but I used it for like a couple of years. I found it very difficult to use. Patients don't like it. Patients don't like it. The technicians don't like it. The results are not reproducible. It's very technician dependent. So for a high volume practice, it's not the way to go. And it did not improve our sizing issues. Nowadays, I'm looking at the anterior chamber width, which is scleral spur to scleral spur, and the crystalline lens rise. And following what Nakamura suggested, I think the crystalline lens rise and the anterior chamber width will be a very important indicators or predictors for the volt in the future. So nowadays, I'm happy clinically, I'm happy with what I do, but I'm trying to improve this by incorporating the crystalline lens rise and the anterior chamber width in my calculations. The last point was for new beginners with ICL. I'll tell them, I listened to what Jorge said, and I totally agree, 100%. I cannot agree more. ICL, though it looks like an easy surgery, well, it's easy surgery if you know the very few tips and tricks about loading, about injection, and about tucking the lens under the iris. So it's very short surgery, very few steps, but each step is critical. So you need to do everything right to do it properly. So having courses, having a mentor, watching too many videos,
And then after maybe the additional thing I would say is that for the new ICL users, record your surgeries, look at your videos after you do your surgery, then you can learn from your own mistakes. So I think that's all what I have to add, if I added anything. Thank you very much, Ala. So, Dr. Zaldivar, please, your comments about these 3 questions. I sent you 3 questions. Thank you. Merci beaucoup, Professor, for this kind invitation. So let me continue with the last answer of Allah, and then I recover with the first and second regarding the advices for new surgeons. I would add, don't invent new things. And when I'm saying this, is not prohibiting someone from being innovator, but this has been done for the last 20, 25 years under certain standards, and despite it would be great to improve sizing, and that's something that of course has to be improved in the surgical technique, it's good to do the things that have been worked appropriately. For example, don't use a different viscoelastic. It has been shown that certain viscoelastics are not good for this technique. So use methylcellulose. We always recommend, without any conflict of interest, to use Okucoat. So there are certain things that being innovator plays against with all the experience that we have struggled in the past. So try to do the things that have been done in an easy way. The other advice that I would give is use the right tools. There are tools developed for doing this procedure. So there are certain details that will make this procedure easier. Regarding sizing, and adding a little bit on what I showed in my talk, I say that one of the key things is where the lens is sitting, because I don't know if you knew this before all these images, but I was completely surprised 1 or 2 years when we realized that there were around 10% of the cases that weren't going to even in a symmetric way. You have asymmetric way in a 7% of cases. So it's going under a different position. So now we are understanding what's happening with compression. When do we have compression? When we don't have compression? When do we have to add more or less in terms of the shape of the crystalline lens, like has been said by Ala and by Jorge? We have to consider this. The patient that had a bigger crystalline lens with a more anterior position, we have to take it into account, because that's definitely affecting our final position. So all these things we are incorporating now with compression, with the final position, and we are getting around 2 and 3% of outliers today with using this new tool that I don't have any financial interest, that is the R-scan. The R-scan, it's a high frequency ultrasound, which is a different experience for the patient, because we used to have the other UVMs with the cap and everything, where they have to bend in an horizontal position. But this makes it much easier, because the patient it's in a different position. It's much easier and has been standardized to. We are mainly doing this in every single patient, and despite it's still UVM and it's still not the same like you in a very fast OCT, it's giving us some interesting information regarding the final position, because if we want to fine-tune these small percentages, we have to analyze the data one by one to understand exactly if the lens is sitting where we think it's sitting. So I think that is definitely going to take us to the next stage in terms of sizing. I don't know if I'm missing one more question or not. In terms of spherical equivalent, very close to Jorge, we are almost 95% of the times around 0.5 diopter spherical equivalent. It's a very accurate procedure, very nice. Nothing can be said in terms of quality of optics and everything. So I think it's a procedure that is definitely going to grow a lot in the next couple of years. Hussein, can I make a question? Yes, please. Yes, please. Okay, John. Well, do you use any particular software, nomogram, to include the lens elevation in the calculation? Because this is the main factor involved now in the lack of precision in performing the ICL sizing, because whatever you use,
use UVM, doesn't work better than OCT, doesn't work better even that white to white. Very small changes makes not big differences in the vault. We have about this 10-15% of the cases with an inadequate vault, and still today we have that. So I wonder how, number one, you have the same experience, 10% inadequate vault. Number two, how do you include the lens elevation in the calculation? Because so far, and the rest of my knowledge, there is no way or no organ to include that. Absolutely. We are doing the Nakamura and Akihito just to have we are like sort of doing all the formulas that are there, and we see all of them at the same time. But we have developed our own software with two bioengineers in the clinic, where we can predict, because of the lens rise and different things, the angles, the configuration of the angle, and of course the anterior chamber and different sizes inside, but mostly the ciliary body to ciliary body, which is one of the pillars. We have an average of how safe is that patient under those settings. We cannot still predict where it's going to sit, but we know, because of the different configuration, what's the range, because I think with the ICL today we speak about range. We cannot say it's going to be 500. We have to say, okay, if it is between 300 to 600, it's okay. So we are getting ranges of safety, but we are putting the input of the lens rise. Roger, that is the point. You know, for me, it's inadequate to be between 300 and 600. Imagine that you perform IUL calculations plus minus 2 diopters. So we cannot be 300 to 600 and to be right. This is unprecise. It would never be able to get under 10, 5, 10, 50 micron, because you still have a problem even with the surgical technique in terms of standardization. If I'm saying that we have 7% of patients that are asymmetric and 4% that go to the sulcus, you have 11% of patients that are going to a different position even where you expect to go. So it's tricky. That's what I'm saying. It's a great technique, amazing technique, and the beauty that this has is that you have a safe zone. Here, the estimated lens position is not playing the same like a cataract procedure. So we do not have the effect on the power of the lens. So it's very acceptable. It's a safety zone. I think it's something that we need to make a switch, Jorge, and accept this as something safe. Once we are in a certain area, it's very difficult to be under less than 50 in prediction. Anyway, I think that we do need to predict the vault. I don't think that going from 300, 600, even that is safe, that it is acceptable, because it can be less. Because if you are my 300, 600, not a big deal. But if you are hyper to be 0 to 300, then you have a problem. Absolutely, absolutely. Any comments, Dr. Salah Mahjoub? The first 2 points have been largely discussed. Just about sizing is also another concern, is the long-term vaulting. That's adequate vaulting in first few months may be good enough, but we know with time that the lens size will increase. So I agree with Dr. Ali. We need to be much more precise on vaulting, so we have safe margin in the coming years for the increase of the size of the lens. Another thing I want to add for beginners, my advice is to select, the best cases. So the best cases, which one have deeper anterior chamber, avoid hyperops, and for myopia, try to start with low power myopes, because the thicker the lens, the more sizing is crucial and things like that. So that's the whole thing I have to add. Thank you. Merci Salah. Des commentaires de Abdelatif et Dr Badawi, Dr Baha? Oui, ce que je voudrais dire, c'est que d'abord, c'est une technique qui est très prédictible et que nous avons, ça fait des années qu'on en pose. Et avant, je mettais beaucoup d'artisans comme Salah Mahjoub. Et je ne sais pas, Salah Mahjoub, tu mets encore des artisans ou tu as viré vers les ICL? Je mets les deux. Mais, les deux.
les deux. Mais quand j'ai une chambre qui est très profonde avec un comptage élevé, je pense que l'artisan peut être utilisé aussi. Oui. Moi, je suis devenu complètement ICL et c'est une technique qui donne très de très bons résultats. Quant à ce que je fais de mes retouches, on n'en a pas beaucoup, sincèrement. J'ai fait une seule retouche sur je ne sais pas combien de cas. C'est un malade qui avait gardé quand même une myopie de -4 et je l'ai corrigé par par la ZIC en post-opératoire. Mais la plupart du temps, la prédictibilité est parfaite. Ce que je dirais aux jeunes, c'est trois choses. La première, c'est en préopératoire, bien mesurer la profondeur de la chambre antérieure et le blanc à blanc, que je continue à mesurer avec le compas. C'est la meilleure méthode pour mesurer le blanc à blanc. Autre chose, c'est que j'ai, parmi mes nouvelles habitudes, c'est de faire une UBM systématique pour tous les patients, parce que des fois, on a des surprises au niveau de l'angle iridocornéen. En péropératoire, bien sûr, il faut poser l'implant, c'est pas difficile, et la plupart, dans toutes les villes du Maroc actuellement, il y a des chirurgiens qui posent des ICL. Je conseille aux jeunes de voir au moins une fois avec un chirurgien qui a l'habitude de les mettre. Et en post-opératoire, il faut surveiller le vaulting. Et comme a dit Alain tout à l'heure, c'est la meilleure méthode, c'est par l'OCT visante qui permet de mesurer le vaulting systématiquement et de surveiller le malade en post-opératoire. Voilà ce que j'avais grosso modo à dire sur les ICL. Merci Alain. Merci. Tarek? Je le fais en français ou en anglais? Qu'est-ce que tu en penses, Marcin? As you like. Bon, en fait, on va se dire qu'on touche beaucoup plus nos jeunes. Alors, je suis tout à fait d'accord avec tout le panel. Juste, je vais citer quelques mots-clés qui sont très importants. Comme ça a été dit par tout le monde, que la détermination du sizing est le point le plus clé qui évite toutes les complications. Alors, chose que je fais dans ma pratique, que je ne délègue jamais la mesure du blanc en blanc. C'est vrai que c'est quelque chose de facile, mais que je fais moi-même et j'endure toute la responsabilité. Deuxième des choses, je fais toujours minimum 3 mesures, avec le compas obligatoire à la lampe à fente et que je dois bien sûr vérifier. Heureusement que j'ai un autoréfracto qui me permet une mesure manuelle et automatique, et bien sûr une troisième avec le pentacam ou avec le Cirrus. Il faut toujours se méfier de ces mesures automatiques. À chaque fois qu'il y a un problème au niveau du limbe, une petite pigmentation, un ptérygion, attention, les mesures automatiques risquent de vous donner des résultats complètement erronés. Ça, c'est très, très important. Alors, juste pour le reste, oui, on n'a presque pas de retouche si on respecte en fait tous ces critères. Une deuxième chose sur laquelle je vais insister, c'est la réfraction des myopes forts. C'est quelque chose de très difficile. Attention, la majorité des myopes forts vivent avec une surcorrection et donc il faut tout faire pour ne pas tomber dans ce piège et qui va donner un shift hypermétropique en post-opératoire. Donc, prendre son temps de faire une réfraction objective et subjective qu'on doit bien contrôler par le verre rouge pour éviter toute suraccommodation qui risque malheureusement de faire erroner facilement 2-3 dioptries sur ces malades-là. Donc, c'est pratiquement les principaux points sur lesquels j'aimerais bien insister. Merci à toi, Marcel. Merci beaucoup. Thank you very much, Dr. Zaldivar. It's our honor to have the first time, but I am sure that's the last. We have the opportunity to receive you, I hope, in the future in Rabat, in Morocco. Donc, je remercie tous les orateurs. Je remercie la société Emedrop, Aïcha Harouch, qui nous soutient dans ce cours. Merci, Dr. Zaldivar, Dr. Badawi, Dr. Sarah Mahjoub, Dr. Tariq Baha, Dr. Alio qui nous a quittés, Ala Danasouri, Anna Abenaïm, Mohamed Husni d'Égypte. Donc, on va donner la parole à la session d'après qui est sur le glaucome et mon ami professeur qui est là. Donc, on prendra quelques minutes et je vous dirai merci beaucoup et à bientôt. Merci à toi.
Donc, bonjour. Bonsoir chers amis, donc on reprend le programme de ces journées et cette journée elle est très très chargée et on va tout de suite commencer la session du glaucome. J'ai avec moi le professeur Mouzari, chef de service de l'hôpital militaire ophtalmologie à Rabat, qui va modérer cette session et donc je lui donne tout de suite la parole pour lancer la première présentation. Donc, merci de nous avoir donné l'occasion de se réunir à nouveau dans le cadre du 10e congrès de la vision, à nouveau dans telles circonstances. Donc, on va commencer par un symposium qui s'intéresse à la surface oculaire et le glaucome, qui sera présenté par le professeur Belmeki. Je vous donne la parole. Merci. Oui. Bonjour chers amis, donc c'est pour moi un grand honneur d'animer le symposium des laboratoires TAIA sur la surface oculaire et glaucome. Comme vous le savez, la surface oculaire est une pathologie qui est complexe, qui est multifactorielle, qui va intéresser toutes les composantes du film lacrymal, à savoir l'épithélium conjonctival, l'épithélium cornéen, les glandes lacrymales, les glandes de Meibomius, l'innervation cornéenne, etc., et qui va entraîner une perturbation de la sécrétion et de la production lacrymale en qualité et en quantité, et qui va être responsable d'une gêne visuelle et de baisse de l'acuité visuelle. Alors, cette pathologie peut être concomitante avec plusieurs autres pathologies, dont le glaucome. Le glaucome, une maladie chronique nécessitant un traitement et une surveillance à vie, est connue par l'iatrogénicité de son traitement sur la surface oculaire. Cette iatrogénicité va avoir des impacts sur la qualité de vie du patient et par conséquent sur sa compliance et également sur les résultats de la chirurgie si on envisage de la faire et in fine, il va retentir sur la fonction visuelle du patient que nous souhaitons préserver dans le glaucome. Il est toujours important de se rappeler le cercle vicieux de sécheresse oculaire qui fait intriguer plusieurs paramètres incluant les phénomènes d'évaporation, le film lacrymal et son osmolarité, l'état de la cornée, l'état des glandes lacrymales, entre autres les glandes de Meibomius, etc. Il est également important de rappeler que le film lacrymal est composé de 3 couches, la couche lipidique, la couche aqueuse, la couche mucinique, et chacune des couches a un rôle très important. La couche lipidique limite l'évaporation des larmes et donc favorise son étalement et améliore la vision. La couche aqueuse permet une protection oculaire et apporte de l'eau et de l'oxygène à la cornée, et la forme mucinique qui stabilise le film lacrymal ainsi que l'adhésion des larmes à la surface oculaire. Et ces 3 différentes couches vont composer le film lacrymal et c'est quelque chose de très important. Pour évaluer la sécheresse oculaire ou la pathologie de surface oculaire, plusieurs moyens sont utilisés. Et un des moyens les plus simples est le questionnaire OSDI, Ocular Surface Disease Index, qui est un index qui permet donc d'explorer rapidement et facilement le retentissement de la pathologie de surface oculaire sur la qualité de vie et de vue du patient par 12 items. Et si l'index est supérieur à 18, on parle d'un syndrome sec, et s'il est supérieur à 35, on parle d'un syndrome sec sévère. Voici les 12 items de cet index que nous avons eu le plaisir de traduire en arabe dans le cadre d'une étude sur la sécheresse oculaire et qui permet donc d'évaluer la gravité de sécheresse oculaire, et c'est un test qui peut être utilisé de façon très facile dans les consultations. D'autres données de l'interrogatoire sont également importantes, en particulier l'analyse du terrain, à savoir l'âge et le sexe, en sachant que la sécheresse oculaire augmente avec l'âge et il est plus fréquent chez la femme. Le mode de vie, l'analyse des antécédents ophtalmologiques, en particulier chirurgicaux, les traitements topiques que prend le patient, les analyses des antécédents généraux, parce qu'on sait que certaines pathologies peuvent avoir un retentissement sur la sécheresse oculaire et sur la surface oculaire. Il est également important d'analyser les différents signes fonctionnels rapportés par le patient, en particulier la rougeur, le prurite, la douleur, le larmoiement, les sécrétions, les troubles de vision et le retentissement fonctionnel et psychologique de cette sécheresse oculaire. Il est également important de faire un examen minutieux et méthodique incluant les paupières, le visage, la conjonctive, la cornée,
sans oublier les autres constituants de l'examen, est toujours complété par un break-up time, un Schirmer et une utilisation de colorants pour identifier les lésions qu'on retrouve donc à la surface oculaire avec la fluorescine, le rose bengale et le lycéen. Il faut également évaluer de façon très très minutieuse les glandes de Meibomius. On sait que quand l'aspect est normal, c'est un aspect huileux, fluide et clair, mais en cas de pathologie, il va devenir difficile à sortir, il va devenir visqueux, comme ce qu'on voit ici, et jaunâtre et blanchâtre. Et quand les orifices inflammatoires sont entourés de télangiectasie, ils peuvent être parfois fermés, mais également ils peuvent être atrophiques. L'examen de la cornée est également un temps essentiel, en particulier le test à la fluorescine qui va nous permettre de retrouver une kératite ponctuée superficielle et retrouver sa géographie et l'existence ou non d'une néovascularisation cornéenne témoignant de la gravité de la maladie. Alors, qu'en est-il de la pathologie de surface oculaire associée au glaucome? Déjà, il faut savoir que la pathologie de surface oculaire est une pathologie très fréquente et on estime qu'au-delà de 70 ans, environ 10% de la population, 10% des femmes, 5% peut-être des hommes, ont une pathologie de surface oculaire et sans avoir une autre pathologie oculaire. Alors, toutes les molécules antiglaucomateuses peuvent aggraver ou induire une pathologie de surface oculaire par le biais soit du principe actif ou du conservateur. Et la prévalence et la sévérité de la pathologie de surface oculaire va augmenter avec le nombre de médicaments utilisés, en sachant qu'après 5 ans après le diagnostic d'un glaucome, au moins 50% des patients sont sous 2 types de médicaments au moins. Et également l'ancienneté du traitement qui aggrave également la prévalence et la sévérité de la pathologie de surface oculaire. Voici quelques études qui démontrent que la pathologie de surface oculaire dans le cadre du glaucome est présente dans toutes les régions du monde, commençant par les États-Unis, l'Australie, l'Europe, l'Asie, le Brésil, et sur des études multicentraux où on retrouve une prévalence de la sécheresse oculaire qui est très importante. Également, quand on voit la fréquence de la pathologie de surface oculaire par rapport, par rapport à sa sévérité, on voit que dans une étude qui a été qui a été publiée par l'OG en 2008, que 41% ont un aspect normal de la pathologie de surface, mais 33% ont une atteinte modérée et 27%, soit le tiers de la population sous traitement antiglaucomateux, avaient une atteinte sévère de la surface oculaire. C'est dire l'importance d'évaluer cette surface chez tout patient glaucomateux. Et cette fréquence augmente avec le nombre de collyres utilisés. Avec 2 collyres, nous avons dans une étude qui a été publiée par Rossi en 2009, 8% des patients ayant une forme sévère de pathologie de surface oculaire, et quand on passe à 3 collyres, ce pourcentage est double et passe à 15%. Alors, quel type d'altération on retrouve chez les patients sous traitement antiglaucomateux? Il y a une étude qui a été faite par Agnifili qui a montré une altération des glandes de Meibomius. Il avait en fait évalué par la microscopie confocale au scanner laser les glandes de Meibomius. Alors, il avait fait 3 groupes, un groupe avec un seul médicament antiglaucomateux, un groupe avec 2 médicaments antiglaucomateux et un 3e groupe avec 3 médicaments antiglaucomateux. Il avait montré une diminution des acinis en densité dans le groupe 2 et 3 et ces altérations étaient plus importantes dans le groupe qui prenait des prostaglandines avec conservateur par rapport au groupe qui prenait des prostaglandines sans conservateur. Et il avait remarqué que chez les patients qui étaient sous bêta-bloquants, avec ou sans conservateur, ces altérations n'étaient pas observées. Arita, dans une étude sur le traitement au long cours des patients glaucomateux, il avait montré que une atteinte de la cornée avec une kératite ponctuée superficielle, des anomalies du bord libre et un score meibomien augmenté dans les groupes traités, et il avait conclu que le traitement au long cours entraîne des altérations de structure et de fonction pour les glandes de Meibomius. Kim a montré que 82% des dysfonctions meibomiennes chez les patients glaucomateux traités par
pas traité par rapport à 52% uniquement dans le groupe contrôle. Et 80% de dysfonction des glandes lacrymales après 1 an de traitement antiglucomateux, avec 67% qui présentent une atteinte de type obstructif et 13% une atteinte de type atrophique. Alors, il y a eu des études également expérimentales qui ont été faites sur la conjonctive et on avait fait des études expérimentales qui ont été faites sur les glandes de Meibomius et Zhang avait analysé l'effet du timolol de la pilocarpine et avait démontré qu'il y avait une diminution dose dépendante de la survie des cellules épithéliales de la glande de Meibomius. Le même constat a été constaté par Anne avec la brimonidine. Donc, c'est des études expérimentales qui ont été utilisées sur les cellules de glandes de Meibomius et on avait démontré la diminution de leur survie sous traitement antiglucomateux. Baudouin, en 2012, a publié son étude sur 516 patients avec 51% des patients qui présentent des problèmes de surface oculaire modérés à sévères et il avait étayé comme facteur de risque les sujets âgés, la durée du traitement longue, les glaucomes sévères et le nombre de coulures avec 71% des patients sous trithérapie ayant une atteinte de la surface oculaire. Alors, quel est le mécanisme de toxicité médicamenteuse avec le traitement antiglucomateux? Il y a des mécanismes immunologiques, il y a une irritation et des effets toxiques sur la surface oculaire, des mécanismes indirects de toxicité et finalement le rôle des conservateurs. Alors, pour rappel, on a 2 types de médicaments qui sont à notre disposition pour le traitement du glaucome, les médicaments sans conservateur et les médicaments avec conservateur. Alors, les mécanismes immunologiques, c'est-à-dire allergiques, sont décrits dans 3 à 10% des cas. Ce sont des mécanismes difficiles à élucider. Il s'agit d'une hypersensibilité de type 4 qui peut être primitive ou secondaire. Alors, les manifestations sont dans ce cas-là essentiellement palpébrales, avec des blépharites, des œdèmes palpébrales, un eczéma de contact, l'hyperémie conjonctivale, une conjonctivite giganto-papillaire. Voici quelques exemples avec une rougeur autour de la paupière. C'est une réaction allergique aux médicaments, comme on le voit chez cette patiente-là. Alors, chaque classe thérapeutique possède ses propres effets secondaires sur la surface oculaire, indépendamment des conservateurs. Vous avez les analogues de prostaglandine qui entraînent une dysfonction des glandes de Meibomius, les bêta-bloquants qui agissent sur les récepteurs bêta des glandes lacrymales et réduisent le taux basal du turnover, le timolol qui altère la composante mucineuse du film lacrymal, la brimonidine qui est associée à un taux élevé d'allergie et les inhibiteurs de l'anhydrase carbonique qui auraient un effet sur la pompe endothéliale et de ce fait, ils sont déconseillés chez les patients qui sont greffés parce qu'ils altèrent la pompe endothéliale. Alors, l'irritation et les effets toxiques sont la particularité des conservateurs parce que c'est des produits qui sont de nature cytotoxique, qui peuvent être cytotoxiques par le biais de leur pH, de leur osmolarité, de la photosensibilisation qu'ils entraînent. Et donc, c'est des mécanismes d'irritation et d'effets toxiques qui vont entraîner une nécrose des cellules cornéo-conjonctivales, une apoptose, une cicatrice et une fibrose. Alors, on avait démontré qu'il y avait beaucoup de mécanismes inflammatoires qui étaient impliqués dans les mécanismes de toxicité antiglucomateuse sur des biopsies conjonctivo-ténoniennes chez les patients qui étaient traités longtemps par antiglucomateux et chez qui on a fait une biopsie de conjonctive à l'occasion d'une chirurgie de glaucome. On avait démontré qu'il y avait une inflammation conjonctivale avec une présence de macrophages, de mastocytes, de lymphocytes, une expression HLA-DR et des marqueurs de l'inflammation IgE et classe 2 de l'HLA-DR. Il y a d'autres mécanismes indirects de toxicité par la modification du film lacrymal, par la toxicité directe des mucocytes conjonctivaux, les cellules à gobelet, qui vont, donc, on rappelle qu'ils sont responsables de la couche mucineuse du film lacrymal, par un effet détergent pour la phase lipidique du film lacrymal. Et ça, c'est l'apanage du conservateur. On sait que les conservateurs sont obligatoires dans tout coulir qui ne dispose pas d'un moyen de protection antimicrobien. Alors, ce conservateur, il a un objectif, c'est de retarder ou d'éviter la contamination
du flacon par la destruction des germes sans la destruction du tissu. Et c'est pour cela qu'on a utilisé plusieurs conservateurs, dont le plus utilisé qui est le chlorure de benzalkonium. Il y a d'autres conservateurs qui sont utilisés qui auraient un effet moins délétère pour la surface oculaire. Alors, le chlorure de benzalkonium est un ammonium quaternaire qui est utilisé comme antiseptique et désinfectant dans différentes disciplines, en dermatologie, en gynécologie, en traumatologie, à des concentrations très variables. Il a un rôle toxique par le fait qu'il induit une métaplasie squameuse de l'épithélium conjonctival, une réduction de la densité des cellules épithéliales, une activation des kératocytes du stroma. Alors, il faudra noter que la toxicité du benzalkonium est supérieure aux autres conservateurs, mais également son efficacité est supérieure aux autres conservateurs. Et donc, si les autres conservateurs donnent moins d'effets secondaires sur la surface oculaire, il ne faut pas oublier qu'ils peuvent qu'ils protègent moins par rapport aux atteintes microbiennes éventuelles lors de l'utilisation de ces colliers. Alors, pourquoi le benzalkonium va entraîner ces lésions-là? Parce qu'il interfère du fait de ses propriétés détergentes avec la couche lipidique, donc il entraîne une évaporation de la couche lipidique. Il va réduire également la densité des cellules à gobelet et donc il va altérer la stabilité du film lacrymal. Il va altérer les cellules épithéliales cornéennes en entraînant une perte des microvilli, et une fois que l'épithélium est touché, il va altérer le stroma cornéen et également il va altérer les cellules épithéliales conjonctivales par le biais de l'activation de plusieurs médiateurs de l'inflammation, et il aurait également un effet anesthésiant par atteinte nerveuse. Et il faudra, donc comme on vient de le dire, le benzalkonium est supérieur aux autres conservateurs en termes de toxicité de surface par rapport au polyquad ou aux Ophthia qui est utilisé aux États-Unis. Alors, cette atteinte de la surface oculaire va avoir un impact sur la surface, sur la qualité de vie. Et donc, cet impact sur la qualité de vie va entraîner donc des conséquences sur la compliance du patient au traitement. Et qui dit atteinte de la compliance va également altérer finalement la fonction visuelle, soit par le biais de l'atteinte directe de la cornée ou bien par le biais donc, de la non-compliance qui entraîne une aggravation de son glaucome. Également, cette atteinte de la surface oculaire va impacter sur les résultats de la chirurgie une fois décidée, sachant que l'usage à long terme des colliers a été incriminé dans le développement de la fibrose conjonctivale, une sorte de pseudo-pemphigoïde oculaire, et les colliers antiglucomateux sont les plus incriminés dans ce phénomène-là, et c'est pour cela qu'il faudra, quand on décide d'opérer un patient, on passe à la chirurgie chez un patient qui a été longtemps traité par des colliers antiglucomateux, il faudra penser à réduire les conséquences du traitement antiglucomateux sur la surface oculaire pour pouvoir préparer le patient à la chirurgie et avoir le plus de résultats possible. Alors, une fois qu'on diagnostique ce problème de pathologie de surface oculaire, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait soit aller du plus simple, c'est-à-dire substituer par une substitution des larmes. On pourrait passer à d'autres traitements, en particulier les colliers sans conservateurs, si on pense que c'est le conservateur qui est responsable de l'atteinte de la surface oculaire. On pourrait passer à des médicaments avec d'autres conservateurs. On pourrait utiliser d'autres procédés d'instillation qui sont en cours de développement et actuellement, on ne les utilise pas, comme les clous imbibés d'antiglucomateux qu'on met au niveau donc des poils lacrymaux, ou bien les inserts sous-conjonctivaux qui libèrent progressivement le traitement antiglucomateux. Tout ça, c'est en cours de développement et il n'est pas encore d'usage courant. Mais également, il faudra penser à d'autres options thérapeutiques, en particulier le laser diode ou la chirurgie, surtout avec l'avènement des moyens de chirurgie dont on va parler tout à l'heure, à savoir la chirurgie micro-invasive, et qui permet donc d'éviter un traitement au long cours chez ces patients-là.
Donc, en conclusion, il est évident que les médicaments antiglucomateurs ont différents impacts négatifs sur la surface oculaire. Le rôle de conservateur est capital dans ces effets secondaires et les médicaments sans conservateur ont généralement peu d'effets par comparaison aux médicaments avec les autres conservateurs. Sinon, il faudra passer à d'autres options thérapeutiques, en particulier chirurgicaux micro-invasifs. Je vous remercie. Pour cette présentation qui a fait le lien entre la surface oculaire, bien sûr, et l'atteinte glaucomatose. Donc, nous avons étudié la place de différents moyens thérapeutiques dans l'arsenal de traitement de glaucome. Comme vous savez que dans ces dernières années, on connaît une augmentation, une amélioration, bien sûr, du laser en ophtalmologie avec des résultats avec une recherche permanente des résultats avec moins de iatrogénicité possible. CEVAS fait partie des acquisitions récentes et devient l'objet quelques années de nombreux travaux d'ici de traitement de glaucome. Donc, pour ceci, on va parler de microscopule cyclophotocoagulation qui sera présentée par Dr Agoumi. Je passe la parole à Dr Agoumi. Je tiens tout d'abord à remercier le comité organisateur et tout spécialement le Dr Belmki pour son invitation. C'est toujours un grand plaisir pour moi de partager avec mes concitoyens au sujet du glaucome. Alors, on m'a demandé aujourd'hui de partager avec vous mon expérience et plus globalement l'expérience qu'on a acquise au Centre hospitalier de l'Université de Montréal au sujet de la CPC micropulse ou cyclophotocoagulation micropulse. Je n'ai aucun intérêt financier relatif à cette présentation. Alors, comme vous le savez tous, la pression intraoculaire, c'est un équilibre délicat entre d'un côté la production d'humeur aqueuse et d'un autre côté la filtration. La majorité des chirurgies vont s'attaquer à la filtration et la CPC à stade unique, elle va aller baisser la production d'humeur aqueuse. Un plan bref, ici on va aller discuter de la CPC traditionnelle versus la CPC micropulsée. On va parler de la technique, de l'efficacité, sécurité, des paramètres de traitement, de la sélection des patients et enfin du coût. Alors, la CPC traditionnelle, c'est une procédure qui est cyclodestructrice, qui va aller détruire l'épithélium pigmentaire du corps ciliaire, ce qui va entraîner une nécrose du tissu et donc une baisse de production d'humeur aqueuse et subséquemment une baisse de la pression intraoculaire. On va avoir typiquement une destruction architecturale extensive au niveau des tissus et une perte des processus ciliaires normaux. Alors, dès qu'on parle de CPC traditionnelle, on va tout de suite avoir en tête la mosaïque de complications qu'on a là, avec des complications qui peuvent être ravageuses au niveau de la vision, notamment le phthisis bulbi, l'ophtalmie sympathique ou l'hypotonie permanente. Des complications moins dangereuses, mais qui peuvent être plus fréquentes, les progressions de cataracte, l'uvéite, l'iphéma, la douleur péropératoire et post-opératoire, la perte de vision, notamment une perte de 1 à 2 lignes typiquement, et les changements pupillaires, notamment la mydriase. Alors, il faut comprendre que la majorité de ces complications arrivaient avec les anciennes générations de lasers et qu'avec la génération de laser diode, la fréquence de ces complications a diminué de façon importante. Malgré cela, on garde la CPC traditionnelle comme dernier élément au niveau de l'algorithme du traitement de glaucome et ça va être un traitement qui va être réservé aux glaucomes réfractaires typiquement ou les glaucomes avec un bas potentiel visuel. Alors, avec l'avènement de la cyclopulse micropulsée, on s'est rendu compte qu'il y a eu finalement un regain d'attention autour de cette technologie, autour de la CPC, que ce soit traditionnelle ou micropulsée. Dans la CPC micropulsée, le laser diode va transmettre une série de courtes impulsions d'énergie avec des périodes de repos entre les impulsions qu'on va appeler les duty cycles, et on va avoir une période de repos entre ces duty cycles. Le duty cycle est en général de 31,33% du temps. Le dommage va être donc plus ciblé au niveau de l'épithélium pigmentaire du corps ciliaire, ce qui va entraîner des dommages, beaucoup moins de dommages collatéraux. Lorsqu'on s'intéresse au mécanisme exact biologique, alors on se rend compte qu'il est encore incompris et qu'il y a probablement plus que juste une nature cyclodestructrice à ce laser-là. D'ailleurs, il y a eu des études préliminaires qui ont démontré qu'il y avait une contraction du trabéculum avec le CPC micropulse qui entraînait une augmentation de la filtration trabéculaire avec cette technologie. Au niveau de la machine, c'est notre cyclo G6
Il y a 3 paramètres qu'on va aller altérer. Alors, le premier paramètre, la puissance. Le deuxième, le duty cycle. Et le troisième, la durée. Typiquement, la majorité des chirurgiens vont garder 2 de ces paramètres fixes et vont aller modifier un des paramètres. Alors, au CHUM, on va garder la puissance à 2000 mW, le duty cycle à 31,33% et la durée va être ajustée en fonction de la pigmentation de l'iris et de la sévérité du glaucome. Avec un glaucome moins sévère, on va aller avec une durée de 160 secondes, alors qu'avec un glaucome plus sévère, on va aller à 240 à 320 secondes. La sonde, elle a une orientation. Il y a un petit notch ici qui va être du côté limbique et la partie plate va être éloignée du limbe. On place la sonde toujours perpendiculaire au globe. C'est une sonde qui est différente de la sonde de G-probe habituelle. Elle est ronde et donc elle permet de glisser plus facilement au niveau de la conjonctive sans la déchirer. Malgré ça, la compagnie va quand même demander qu'on mette un agent couplant, que ce soit du gel ou des larmes artificielles à haute viscosité, ce qui permet d'améliorer la transmission au niveau du laser. Pour ce qui est de la technique, vraiment, c'est une technique qui est assez aisée sans courbe d'apprentissage. L'anesthésie, on va faire typiquement une anesthésie sous-ténonienne. On va aller ouvrir dans le cadran inféro-nasal et ensuite, on va aller mettre notre canule d'anesthésie. Donc, par la suite, on retire l'écarteur et on va faire le traitement sans écarteur typiquement. On a commencé avec des anesthésies sous-conjonctivales initialement. Les patients étaient confortables, sauf que l'augmentation de volume sous-conjonctival et parfois les hémorragies sous-conjonctivales faisaient en sorte que la pénétration du laser était moindre, raison pour laquelle on a switché pour une anesthésie sous-ténonienne pour tous les patients. La sonde va être bougée de façon continue au niveau de la conjonctive et tout en évitant le 3h et 9h pour éviter les nerfs ciliaires longs postérieurs et les vaisseaux ciliaires. On peut également, pour éviter l'excyclotorsion, marquer le 3h et 9h en position assise avant de coucher le patient. Alors, pour ce qui est de la vitesse du traitement, elle a également son importance. Plus le glaucome va être sévère, plus on va aller avec une vitesse lente au niveau du traitement. Typiquement, on va passer 10 à 20 secondes par hémisphère. Donc, 20 secondes pour les glaucomes sévères, 10 secondes pour les glaucomes moins sévères. Et on fait plusieurs passages pour arriver à un traitement total de 80 secondes. Le post-op, c'est un post-op qui est relativement facile comparé aux autres procédures. On va utiliser de la prédnisolone 4 fois par jour pour 2 semaines, puis 2 fois par jour pour 2 semaines. Pas de gouttes antibiotiques, sauf pour les kératoprothèses de Boston, et on va voir plus tard pourquoi. Et on continue toutes les gouttes de glaucome, excepté les myotiques. On va réanalyser la situation un mois après pour voir si on reprend les myotiques. On reprend typiquement la pression 1 heure après, 1 semaine après, puis un mois après. Et à un mois, on réanalyse la situation pour voir si la pression cible est atteinte. Si elle n'est pas atteinte, on va éventuellement retraiter. Alors, ce qu'on veut savoir, c'est si c'est une technologie qui est efficace et qui est sécuritaire, évidemment. Donc, on a fait une étude au CHUM, une étude avec 52 participants qui ont reçu du CPC micropulsé. Les paramètres de laser étaient 2000 mW, 31,33% pour le duty cycle, et la durée de traitement était ajustée en fonction de la pigmentation de l'iris et de la sévérité du glaucome de 160 à 320 secondes. C'était une étude prospective sur 18 mois et le succès a été défini comme une pression intraoculaire finale à 18 mois entre 6 et 21 mm de mercure, avec une réduction d'au moins 25% de la pression intraoculaire. Tout ça sans progression du glaucome ni nécessité de chirurgie incisionnelle. Alors, le taux primaire de succès dans cette étude-là était quand même de 59,6% et on a eu une baisse de pression de 35,6% à 18 mois. Par contre, il n'y a eu aucune réduction significative du nombre de médications post-op. Un autre élément intéressant, c'était la corrélation qu'on a eue entre la durée du traitement et le pourcentage de réduction de la pression, comme on pouvait s'y attendre. Si on se compare à la littérature avec des définitions de succès primaire qui sont un peu différentes de 20 à 30% selon les études, on arrive à des chiffres qui sont finalement dans la moyenne des grandes études pour le CPC micropulse. La dernière étude qui vient de ressortir, Caballol à Toronto, a été faite quand même sur 399 patients et on a eu une baisse plus modeste de la pression. L'explication, c'est que cette population-là, en majorité, avait une pression plus basse que 21 mm de mercure avant le traitement. Donc, la pression de base initiale étant plus basse, on s'attend à des baisses de réduction plus basses qu'avec les autres études. Pour ce qui est de notre étude, c'était quand même l'étude prospective avec le plus grand nombre de patients.
Alors, il y a eu une comparaison entre la CPC micropulse et la CPC traditionnelle en termes d'efficacité. C'est l'étude d'Aquino et al. Qui a été bien intéressante à plusieurs égards, on va le voir. Alors, au niveau de la pression moyenne, on se rend compte que les deux groupes étaient égaux avec une baisse de pression moyenne de 45% à 18 mois, que ce soit pour la CPC micropulsée ou la CPC conventionnelle. Par contre, lorsqu'on voit la distribution des points, on se rend compte que la majorité des points pour la CPC micropulse sont sur une ligne droite, ce qui veut dire que c'est un traitement qui est beaucoup plus consistant et beaucoup plus prévisible que la CPC traditionnelle, où on a un grand écart entre les patients. On a beaucoup de patients avec des pressions très élevées ou très basses. Ce nombre important d'hypotonie et de pression plus basse que 5 mm de mercure explique le fait que le succès qui tient compte des complications était plus faible avec la CPC conventionnelle qu'avec la CPC traditionnelle dans cette étude. Également, un autre fait important de cette étude-là, les complications étaient plus fréquentes dans les yeux avec la CPC conventionnelle comparée à la CPC micropulse. Par contre, dans cette étude, il y a plusieurs facteurs qui pourraient expliquer ça. Le premier facteur est que l'énergie totale délivrée pour les deux groupes n'est pas la même. Dans le groupe avec CPC micropulse, les patients ont reçu beaucoup moins d'énergie que la CPC conventionnelle. Le deuxième élément qui pourrait expliquer que les complications sont plus fréquentes dans la CPC conventionnelle, c'était que malgré la randomisation, il y a eu beaucoup plus de glaucome néovasculaire dans ce groupe. Alors, à long terme, on a des résultats qui sont très intéressants, qui sortent du Journal of Glaucoma du 29 octobre 2020 du groupe de Singapour et qui démontrent que le succès continue à diminuer avec le temps et qu'à 3 ans, le succès est de l'ordre de 30%. Ce qui explique que dans notre étude et dans la majorité des études, le taux de retraitement était quand même important. Dans notre étude, à 18 mois, on avait 19% de retraitement, ce qui se compare très bien à la littérature. Dans notre étude également, au niveau de la sécurité, ce qui se compare à la littérature, on trouvait que le traitement était très bien toléré, peu de douleur lors de l'intervention, aucune complication dans 84,6% des cas, aucun cas d'inflammation prolongée, aucun cas de phthisis bulbi ou d'ophtalmie sympathique, et il n'y avait pas de réduction significative de l'acuité visuelle post-traitement. Par contre, un bémol, on avait un cas d'endophthalmie, et c'est un cas qui est très particulier, c'est un cas sur une kératoprothèse de Boston. Alors, ce qu'on pense, c'est que la pression mécanique sur la kératoprothèse de Boston, qui n'est souvent pas complètement bio-intégrée au tissu du patient, a pu entraîner une voie d'entrée pour l'endophthalmie. D'ailleurs, mon collègue qui a procédé au traitement et qui l'a vu le lendemain a trouvé que la pression était vraiment très hypotone le lendemain, ce qui pourrait aller avec une fuite au niveau de la kératoprothèse. Donc, pour tous les patients avec kératoprothèse, on a décidé d'utiliser du moxifloxacin 4 fois par jour pour une semaine. Au niveau de la sécurité, l'étude de Toronto avec les 399 patients nous a démontré également, comme notre étude, qu'il n'y a eu aucun cas d'hypotonie, de phthisis bulbi ou d'ophtalmie sympathique. On a eu quand même 16,1% des patients qui ont perdu une ligne ou plus à 1 mois. Et la cause la plus fréquente, c'était des problèmes de surface oculaire, la cataracte, des problèmes rétiniens ou maculaires. Par contre, fait rassurant, 54% de ces patients qui ont perdu une ligne ou plus à 1 mois ont retrouvé cette ligne-là finalement à 12 mois. Une autre étude qui est très intéressante, c'est de savoir est-ce que c'est sécuritaire chez une population particulière, la population avec une bonne acuité visuelle. Alors, cette étude rétrospective a été faite sur 61 patients avec une acuité visuelle qui était meilleure que 20/60. Il y a eu quand même 16% qui ont perdu 2 lignes ou plus de vision. Et parmi ces 16%, on a trouvé uniquement la moitié qui avait une cause corrigible de perte de vision. Alors, lorsqu'on regarde toutes ces études-là, je trouve que ce graphe-là va vraiment résumer un peu toutes nos études. On se rend compte finalement que ici, on a entre parenthèses le pourcentage de réduction de la pression. Et ici, on a l'énergie utilisée. On se rend compte que plus l'énergie utilisée est importante, plus on arrive à un traitement efficace. Par contre, plus l'énergie utilisée est importante, plus les taux de complications s'envolent. Avec ici, à la fin du spectre, l'étude d'Emmanuel et al., qui ont eu quand même, dans des cas de glaucome réfractaire, des baisses de pression de 59%. Par contre, il y a eu quand même 46% d'inflammation prolongée, 6% d'hypotonie et 26% qui ont perdu 2 lignes ou plus de vision. Alors, pour ce qui est des paramètres, il s'agit vraiment d'avoir un bon équilibre et de balancer entre, d'un côté, une efficacité plus importante et de l'autre, finalement, être plus sécuritaire et avoir moins de taux de complications.
Alors, les paramètres sur lesquels on peut jouer, comme on l'a vu, c'était la puissance, le duty cycle et la durée qu'on peut augmenter. Et enfin, la vélocité, on peut la diminuer si jamais on veut augmenter notre efficacité. Donc, pour des glaucomes plus avancés, on aura tendance à utiliser des paramètres qui vont nous donner une plus grande efficacité. Pour les patients avec une bonne acuité visuelle, on va aller utiliser des paramètres un peu plus faibles, justement, pour être plus sécuritaire. Dans le cas d'une pression élevée, on va utiliser des paramètres plus élevés. Si la pigmentation de l'iris est importante, pour éviter une inflammation prolongée, on va utiliser des paramètres plus faibles. Et enfin, un autre paramètre que je tiens en compte lorsque je vois mes patients, si le patient est facile à mobiliser, si c'est un patient qui éventuellement pourrait avoir un traitement en plusieurs étapes, on va essayer d'utiliser des paramètres plus faibles, quitte à refaire un deuxième traitement par la suite. Alors, ce qu'on remarque, c'est qu'avec ce profil de sécurité qui est amélioré pour le CPC micropulsé, les chirurgiens ont tendance à utiliser le CPC micropulse bien avant dans leur algorithme de traitement. Alors, définitivement, de nombreux chirurgiens vont l'utiliser avant même d'utiliser n'importe quel autre type de chirurgie, donc ça va être notre chirurgie primaire, ou même dans certains cas, avant d'utiliser une troisième ou une quatrième goutte, il va y avoir une CPC micropulse qui va être proposée aux patients. Est-ce qu'il va y avoir un impact dans le futur sur nos chirurgies? Ce qu'on veut savoir finalement, c'est après une CPC micropulsée, est-ce qu'il va y avoir un impact sur le succès de nos chirurgies filtrantes, advenant le cas qu'on ait besoin d'en faire? Alors, il n'y a pas d'études de fait sur le succès des trabéculectomies post-CPC. Par contre, il y a eu cette étude très intéressante, histologique et par immunofluorescence, qui a démontré qu'il y avait des marqueurs à la fois d'inflammation et des marqueurs de fibrose au niveau de la conjonctive post-CPC micropulse. Donc, dans des cas de chirurgie primaire, on pourrait se demander justement si on ne traiterait pas uniquement l'hémisphère inférieur pour essayer d'épargner l'hémisphère supérieur, advenant le cas qu'on ait besoin de faire une chirurgie par la suite. Alors, au niveau de la sélection des patients, comme vous le voyez, le profil plus sécuritaire, le fait que c'est un traitement qui est plus prévisible, font en sorte qu'on a un peu augmenté notre éventail de patients. Bon, définitivement, les patients avec une faible vision, les patients avec un échec au tube, les patients qui vont refuser les chirurgies incisionnelles, les patients plus âgés, notamment plus âgés que 75 ans, des patients avec un faible support social ou qui vont vivre loin, qui vont finalement avoir une difficulté à se présenter aux nombreux rendez-vous post-chirurgie incisionnelle. Ça va être tous des patients pour lesquels on va considérer le CPC micropulse plus tôt. Au CHUM, on est également un centre de référence pour les tumeurs oculaires et définitivement dans cette catégorie de patients-là, je vais offrir le CPC micropulse plus tôt. Si jamais on a eu une hémorragie suprachoroïdienne dans l'autre œil, on va également offrir le CPC micropulse plus tôt. D'ailleurs, le patient que je vous ai présenté au niveau de la technique de CPC micropulsé, c'était un patient qui m'a été référé par un autre centre, qui avait eu une hémorragie suprachoroïdienne dans le premier œil post-trabéculectomie. Et donc, on a décidé de faire un CPC micropulse dans le deuxième œil. Et enfin, les patients avec un haut risque de complications ou un haut risque d'échec, également, on va considérer la CPC micropulse plus tôt. Alors, pendant la COVID-19, de façon intéressante, c'est un traitement qu'on a définitivement utilisé plus souvent au CHUM, que ce soit moi ou mes collègues. Et la logique derrière ça, c'est que ça nécessite beaucoup moins de visites post-op, beaucoup moins de techniques post-op qu'une chirurgie incisionnelle. Le coût, toujours parler du coût lorsqu'on parle de ces nouvelles technologies. Alors, il y a une stratégie qui est quand même très intéressante au niveau marketing de la compagnie. C'est finalement d'avoir un coût assez abordable pour la machine qui est de 15 000 à 20 000 US. Par contre, ils vont se rattraper sur le prix des sondes. Si on regarde juste pour l'année budgétaire en cours pour le CHUM, ça c'est nos chiffres qui viennent de paraître cette semaine. Donc, on a 72 sondes micropulse et 84 sondes G-probe pour un total de 62 000 $ canadiens uniquement pour cette année et l'année n'est pas encore terminée. Donc, en conclusion, définitivement, le CPC micropulse a un profil de sécurité qui est amélioré et l'efficacité est également au rendez-vous, ce qui nous permet de considérer ce traitement plus tôt dans notre algorithme de traitement. Il faut définitivement avoir un bon équilibre, une bonne balance entre le risque de complications d'un côté et le risque de progression de glaucome d'un autre côté lorsqu'on choisit nos paramètres de traitement. Et enfin, il ne faut pas perdre de vue qu'un autre traitement peut être nécessaire après quelques années.
Sur ce, je vous remercie de votre attention et vous souhaite un excellent congrès. Merci. Merci beaucoup, professeur Agoumi. C'était très, très exhaustif et très clair. Merci beaucoup. On passe tout de suite à la deuxième présentation. Professeur Agoumi, qui va nous parler des derniers résultats du XEN, de l'implant XEN dans la chirurgie du glaucome. Nous avons eu le privilège d'avoir les derniers résultats d'une étude qui est conduite par notre ami à Montréal. À toi la parole, cher ami. C'est un grand plaisir pour moi de donner cette deuxième présentation dans votre congrès et je tiens encore une fois à remercier le comité organisateur pour son invitation. Alors, on m'a demandé de partager avec vous mon expérience avec la chirurgie de XEN et plus globalement, l'expérience qu'on a acquis au sein du Centre hospitalier de l'Université de Montréal. Je suis consultant et je fais partie également d'Advisory Boards pour Allergan qui commercialise le XEN. Alors, on va parler de classification des MIGS, on va donner quelques conseils pratiques pour la technique d'implantation. Enfin, on va montrer des vidéos de complications intraopératoires et comment les gérer avant de donner nos résultats au sein du Centre hospitalier de l'Université de Montréal. Le XEN fait partie de la grande famille des MIGS. Cette grande famille des MIGS a certaines caractéristiques en commun. Alors, habituellement, c'est des micro-incisions ab-internaux. Le trauma est minime au niveau de la conjonctive, ce qui va permettre finalement de préserver au maximum l'architecture tissulaire. En termes d'efficacité, on parle d'efficacité légère à modérée, un haut profil de sécurité et enfin une récupération rapide. Alors, il y a trois types de MIGS. Les MIGS qui vont aller viser la voie de bypass trabéculaire, notamment les iStent, Hydrus, Caroug, GATT et trabectome. Les MIGS qui vont aller viser la voie la plus efficace, la voie sous-conjonctivale, notamment le XEN et le Preserflow. Et enfin, les MIGS qui vont aller viser la voie suprachoroïdienne, notamment le SIPAS qui a été retiré du marché et l'iStent Supra. Alors, en termes d'efficacité et de sécurité, tous les MIGS ne sont pas égaux. Les MIGS qui vont aller viser la voie sous-conjonctivale sont notamment plus efficaces que les MIGS qui visent le bypass trabéculaire. Le XEN est une sorte de chirurgie vraiment hybride entre les MIGS et la chirurgie traditionnelle. Il partage à la fois le fait qu'il est minimalement invasif comme les MIGS. Par contre, en termes d'efficacité, on se rend compte qu'il est très proche de la trabéculectomie. Alors, on va voir ensemble quelques conseils pour la technique d'implantation et également les complications et comment les gérer. L'implant de XEN vient dans un injecteur disposable avec à son bout une aiguille 27. Il fait 6 mm de longueur à une lumière interne de 45 microns. Il est fait de gélatine de porc et permet le drainage de l'humeur aqueuse vers l'espace sous-conjonctival. C'est une chirurgie qui est définitivement plus courte qu'une trabéculectomie et est effectuée en une dizaine de minutes. On va voir ensemble quelques conseils pratiques pour l'implantation. On commence par l'injection de mitomycine C au microscope pour éviter une hémorragie sous-conjonctivale qui pourrait obstruer la vision lors de l'implantation. On injecte 0,1 cc de mitomycine C, 0,2 mg par cc dans l'espace sous-ténonien, soit typiquement 20 microgrammes, 40 microgrammes pour les cas plus à risque d'échec. La mitomycine C est habituellement injectée à 6 mm du limbe et repoussée loin du limbe avec un Q-tip humide pour créer un bleb plus postérieur. Typiquement, je ne fais plus de marquage de la conjonctive, mais à ce stade-ci, un marquage de la conjonctive à 3 mm du limbe dans le cadran supéronasal pourrait être fait pour identifier le site de sortie du XEN. Je conseille une petite marque pour ne pas obscurcir le site de sortie du tube. Au niveau de l'anesthésie, on utilise de la lidocaïne 1% sans préservatif en intracaméral. Ici, il s'agit d'une chirurgie combinée phaco-XEN. Alors, on commencera toujours par la portion phaco. Pour ce qui est de la plaie principale, on utilise un kératome 2,2 mm. Très important de bien se positionner pour viser facilement l'aspect supéronasal. On se met donc légèrement inférotemporal. Toujours bien remplir l'œil de viscoélastique avec du viscoélastique cohésif pour garder la chambre bien formée et pénétrer facilement dans la sclère. Ensuite, on vérifie le XEN et le fonctionnement de l'injecteur. On fait sortir juste le bout du XEN, on inspecte le XEN puis on le repositionne doucement à sa position initiale. Il y a deux façons d'injecter, avec ou sans gonioscope. Je le fais typiquement sans gonioscope. Lorsqu'on avance vers l'angle, on doit s'assurer que le XEN est repoussé complètement dans l'injecteur. On utilise une contraction avec un McPherson ou un Vera Hook pour garder l'injecteur dans l'angle. La loi de Snell, elle fait en sorte que lorsqu'on vise à travers la cornée, on aboutit plus postérieur que ce que l'on croyait. Donc le conseil, c'est vraiment de viser plus antérieur. Le but, c'est de rentrer dans le trabéculum non pigmenté ou dans le choual pour éviter un reflux de sang.
Une fois qu'on voit sortir le bout de notre aiguille à 3 mm, il faut vraiment maintenir une pression antérieure pour traverser la ténon et loger le xène dans l'espace sous-conjonctival. On garde une pression dans l'angle également pendant que l'aiguille se rétracte pour éviter tout mouvement de ressaut à la sortie de l'injecteur. On s'assure à l'aide du gonioscope de la bonne position du xène, alors antérieure au trabéculum pigmenté. La position idéale pour un xène, c'est la position 1, 2, 3, soit 1 mm dans la chambre antérieure, 2 mm sous la conjonctive et 3 mm intrascléral. Par la suite, on procède au retrait de l'ensemble du viscoélastique jusqu'à obtenir une large bulle en supérieur. On referme la plaie principale à l'aide d'un point au nylon 10-0. Alors concernant la sélection des patients, l'indication actuelle au Canada et aux États-Unis, c'est pour les patients atteints de glaucome primaire à angle ouvert qui ne répondent pas au traitement médical maximal. Par contre, très rapidement, la majorité des chirurgiens l'ont utilisé dans des contextes très divers. Ici, je l'utilise dans un contexte off-label, dans un glaucome chronique par fermeture de l'angle. Le principe, finalement, c'est le principe d'une paille. Ici, on a le bout d'une paille sous la conjonctive, puis l'autre bout de la paille à l'intérieur de la chambre. Le pont devrait être fonctionnel. Donc, je l'ai utilisé plusieurs fois dans des cas de glaucome chronique par fermeture de l'angle. On voit bien finalement que notre xène est libre, il est loin de l'iris. Ici, une autre contre-indication, une lentille de chambre antérieure et également une cicatrice d'extracap. Alors, on dépasse la cicatrice d'extracap, puis une fois dépassée, la conjonctive est bien mobile. Également, la lentille de chambre antérieure est une contre-indication relative pour un xène. Donc, encore une fois, c'est le même principe. On a un bout du xène qui est dans la chambre antérieure et l'autre extrémité qui est sous la conjonctive et on obtient une large bulle chez cette patiente-là. Donc, on a pu éviter de faire un tube shunt. Une autre contre-indication relative, c'est la cornée opaque. Alors, dans un cas comme celui-là où mes collègues de cornée voudraient diminuer la pression avant de procéder à une autre chirurgie de greffe, alors on sait que le xène fait 6 mm de longueur et en utilisant notre compas, on est capable de voir l'extrémité du xène en sous-conjonctival et donc on sait que il y a une portion qui est dans la chambre antérieure. La preuve, c'est cette large bulle obtenue en supérieur. Les glaucomes pigmentaires, pseudo-exfoliatifs et uvéitiques constituent les autres indications off-label classiquement. Alors ici, on passe aux complications intraopératoires qui pour la plupart sont bénignes. On commence par la perforation de la conjonctive lors de l'insertion du xène. Ici, on a un patient qui collabore peu avec un léger Alzheimer. On voit ici que le tube de xène est ressorti à travers la conjonctive. Il s'agit de reprendre l'implant de xène très délicatement, puis ensuite de l'insérer tout autant délicatement à l'intérieur de notre injecteur en s'assurant de ne pas le couper. Par la suite, il faut vraiment aller insérer beaucoup de viscoélastique dans la chambre antérieure afin de faciliter l'implantation de notre xène à travers la sclère. On repositionne le xène proche de sa position initiale et il n'est pas nécessaire de refermer le petit trou au niveau de la conjonctive initiale. Vu la rapidité de la chirurgie, le xène est une excellente alternative chez un patient qui collabore un peu moins. Lors de l'implantation, il faut toujours pousser sur notre injecteur pour dépasser la ténon. Les perforations restent quand même très rares. Autre complication bénigne, mais qui peut constituer un challenge lors de la chirurgie, l'hémorragie sous-conjonctivale. Pour éviter une hémorragie sous-conjonctivale, on injecte l'amitomycine C sous microscope et on essaye d'arrêter les anticoagulants si l'état de santé du patient le permet. Donc, on va dépasser la zone d'hémorragie où la vision est obstruée et on va injecter notre xène. Tout de suite, on va obtenir une large bulle lors de l'irrigation du xène. Il faut essayer d'éviter toute hémorragie sous-conjonctivale pour éviter la fibrose qui s'ensuit et un risque d'échec augmenté. Ici, on procède à une injection sous-optimale du xène. Il est toujours important de rétracter complètement l'aiguille avant de sortir de l'angle pour éviter que le tube ne soit ramené dans la chambre antérieure comme ici. Alors on va voir que l'aiguille n'est pas complètement rétractée. On voit encore le bout de l'aiguille et donc le tube est ramené dans la chambre antérieure. Il faut donc procéder au retrait du tube à l'aide de pinces intraoculaires, puis on repositionne délicatement
l'implant de Xen dans l'injecteur avant de procéder à nouveau à son implantation. Il est également important lorsqu'on implante le Xen de garder une pression dans l'angle pendant que l'aiguille se rétracte pour éviter tout mouvement de ressaut à la sortie de l'injecteur. Le ressaut peut mener à un saignement et à couper le Xen également. Il est facile de mobiliser le tube en intraopératoire et en post-op dans les premières 24 heures. Après cela, le Xen s'hydrate, il s'expand et prend une position plus fixe. Si on a un doute sur la position du tube, il vaut mieux procéder à son repositionnement en intraopératoire tout de suite. Ici, le tube est long dans sa portion sous-conjonctivale. On va donc repositionner le tube en le repoussant vers la chambre antérieure à l'aide de pinces Morea. Le Xen est fragile et facile à casser, il faut le manipuler avec précaution. Le meilleur moyen d'éviter un needling à long terme, c'est de s'assurer que l'implant est mobile et libre sous la conjonctive et qu'une large bulle est obtenue en salle d'opération. Il faut toujours confirmer la position finale du tube à l'aide d'un gonioscope. Ici, on voit que sa portion intracamérale est de 1 mm environ. Pour rappel, certains chirurgiens préfèrent d'ailleurs implanter le Xen sous gonioscopie pour s'assurer de rentrer antérieurement au trabéculum pigmenté et éviter tout saignement de reflux. Il y a eu plusieurs variations à partir de la technique initiale. Ici, on voit la technique ab externo. Le Xen est introduit de l'extérieur vers l'intérieur. Alors avec la technique ab interno, il est parfois difficile d'être certain qu'on est passé à travers l'atténon, alors qu'avec la technique ab externo, on comprime l'atténon contre la sclère et il est plus facile de déployer le Xen sous la conjonctive. La technique ab externo nécessite moins de manipulation et peut donc être offerte en chirurgie mineure. L'injection de mitomycine C est faite typiquement post-injection de Xen. On va passer en revue quelques éléments clés qui permettent d'assurer un meilleur succès au niveau de la chirurgie. Alors au niveau de la sélection des patients, évitez les patients avec des joues proéminentes ou des yeux creux. Évitez également les yeux avec de la cicatrisation en supérieur. Tout comme la chirurgie de trabéculectomie, le succès est conditionné par le traitement des maladies de surface oculaire et notamment de la blépharite. Pour ce qui est de la technique, il faut utiliser beaucoup de viscoélastique pour approfondir l'angle, ce qui permet une pénétration plus facile du Xen à travers la sclère. L'élément central pour le succès, selon moi, c'est définitivement le placement du Xen dans l'espace sous-conjonctival. Pour ce qui est du needling, il faut needler le plus tôt possible si jamais on suspecte un échec. On a conduit notre propre étude rétrospective au niveau du CHUM avec 165 yeux consécutifs qui ont été traités en 2 groupes, un Xen et un phacoxen. Pour ce qui est des caractéristiques pré-op, la majorité des caractéristiques étaient semblables, avec un âge moyen de 67 ans, une moyenne de pression de 23,3 mm de mercure en pré-op et 3,4 classes de médication en moyenne. Le glaucome primaire était le plus représenté. 5,5% avaient déjà eu une chirurgie incisionnelle de glaucome, trab ou tube, et 10,4% avaient déjà eu une CPC micropulse ou un G-probe. Le succès chirurgical complet était défini comme une pression entre 6 et 18 mm de mercure et une réduction d'au moins 20% sans médicaments. Le succès chirurgical qualifié était défini de la même façon, mais en permettant l'utilisation des médicaments. À 24 mois, le succès complet était de 24,1% pour le Xen versus 15,3% pour la chirurgie combinée. Pour ce qui est du succès chirurgical qualifié, on avait un succès pour le Xen de 74,5% versus 68,1% pour la chirurgie combinée. Dans l'étude, on a eu une tendance à avoir plus d'échecs avec le groupe des chirurgies combinées, mais ça reste une tendance non statistiquement significative. Il n'y avait pas de différence significative non plus en termes de baisse de pression ou de baisse de médication entre les 2 groupes. On avait une baisse de 40,7% pour le Xen seul au niveau de la pression versus 41,7% pour le phacoxen. En post-op, on a eu une augmentation initiale de la pression avec un plateau atteint à 3 mois. Nos résultats sont compatibles avec la littérature publiée. On avait une baisse au CHUM de 41,2% de pression si on combine les 2 groupes et de 1,4 médicaments à 2 ans. Très peu d'articles comparent directement le Xen et la trabéculectomie. 2 études rétrospectives ont été faites, l'étude de Schlenker avec 354 yeux et des résultats similaires en termes d'efficacité et de complications entre la trab et le Xen.
Cependant, le taux de succès de TRAB semble bas à 75% et le taux de needling post-TRAB dans l'étude semble haut à 31%. Donc, des résultats sous-optimaux de la TRAB dans cette étude pourraient expliquer les résultats similaires en termes d'efficacité entre la TRAB et le XEN. La deuxième étude, l'étude de PARA avec 121 yeux qui a été publiée en 2019, montrait des résultats similaires en termes d'efficacité entre le XEN et la TRAB et un meilleur profil de complications pour le XEN. Les complications étaient peu fréquentes dans notre étude et pour la plupart transitoires et ne nécessitaient pas d'intervention. L'hypotonie et l'hyphéma étaient les complications les plus communes et étaient résolues toutes dans le premier mois. À part ces deux complications, exclusivement réservées au groupe solo microstent, il n'y avait pas de différence statistiquement significative entre les deux groupes. À noter qu'on n'a eu aucun cas d'endophthalmie. Pour les interventions post-opératoires, il y avait deux types d'interventions post-opératoires, les injections seules de mitomycine ou de 5-FU et les needling couplés à des injections de mitomycine ou de 5-FU. La plupart des injections post-op étaient des injections de 5-FU et avaient lieu dans le premier mois pour lutter contre l'encapsulation. La plupart des needling ont eu lieu après un mois et on a eu plus souvent recours à la mitomycine C pour le needling. Il y avait une tendance pour plus de needling dans le groupe FACO-TRAB. Ceci dit, on avait des résultats qui étaient non statistiquement significatifs. Donc, on avait notamment 32% de needling dans le groupe XEN versus 42,6% dans le groupe FACO-XEN. En termes de réopération, on a eu 20% de réopération dans notre étude, avec comme chirurgie subséquente le tube shunt en majorité. Il n'y avait pas de différence dans le taux de réopération entre les deux groupes, solo-XEN versus FACO-XEN. Notre taux était plus élevé que dans la littérature, ce qui peut être expliqué par notre follow-up qui était plus long dans notre cohorte. En conclusion, la chirurgie de XEN présente un bon profil en termes de sécurité et d'efficacité. La chirurgie est courte, avec moins de manipulation typiquement que la chirurgie traditionnelle et une récupération plus rapide. La technique est également reproductible. Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite un excellent congrès. Merci beaucoup encore une fois, professeur Agoumi, pour cette mise au point et ces résultats très, très intéressants sur le XEN. Avant d'entamer la discussion, et je suis sûr que ça va être une grande discussion, je donne tout de suite la parole à notre ami Georges Dur, auquel je souhaite la bienvenue à Rabat, au moins virtuellement, et en espérant l'avoir avec nous physiquement dans les prochains mois. À toi la parole, professeur Dur. Bonjour tout le monde, merci beaucoup pour l'invitation. C'est vraiment un grand plaisir et un honneur là, de présenter pour vous. Je remercie le comité organisateur et Dr Agoumi pour cette opportunité. C'est vraiment un grand plaisir de vous parler d'un sujet que je trouve bien intéressant, les goniotomies et la chirurgie de GATT. Mon nom est Georges Dur, je suis ophtalmologiste et spécialiste en glaucome en chirurgie du segment antérieur complexe à l'Université de Montréal. Je pratique au CHUM, au centre-ville de Montréal. Et j'ai fait 2 années de surspécialisation en glaucome à l'Université de Toronto avec le Dr Ike Ahmed et toute son équipe. On va vous parler aujourd'hui de plusieurs différentes interventions, plusieurs manières de s'y prendre là, pour les goniotomies et le GATT. Voici mes conflits d'intérêts. Il n'y a rien qui est vraiment pertinent à la présentation. Je travaille avec beaucoup des compagnies de mix, justement, là, et j'ai une vue d'ensemble sur tout ce qui se passe dans l'industrie en ce moment et ça me permet d'avoir justement beaucoup d'appréciation pour les différentes options qui s'offrent à nous. Alors, juste d'abord vous parler de l'algorithme traditionnel. Là. On le sait que pendant de nombreuses années, on était pris entre les gouttes, le laser
Et il y avait un grand écart avec la prochaine étape qui était la trabéculectomie et les tubes. Il n'y a pas vraiment de place, il n'y avait pas vraiment, du moins, de place à autre chose. Et avec les MIGS, surtout dans les 10-15 dernières années, on a vu finalement grandir un espace en glaucome là, où est-ce qu'on peut faire beaucoup plus pour le patient avec beaucoup moins de risques. Et l'idée d'avoir un glaucome qu'on dit interventionnel, c'est d'être plus agressif, plus tôt, avec une pression plus basse et de manière plus sécuritaire. Et c'est là tout l'enjeu et l'importance des MIGS. Les chirurgies micro-invasives de glaucome vraiment permettent d'offrir ces options pour nos patients de manière à ce qu'on diminue les risques à long terme et à court terme. Donc, je veux juste vous parler d'un petit cas pour commencer, juste pour un peu vous mettre les pieds dans le plat d'emblée. Donc, c'est un patient de 85 ans qui a un glaucome pseudo-exfoliatif avancé au niveau de son œil droit. Les Tmax sont de 28 et 24 avec des cataractes modérées, une acuité de 25 ans dans les deux yeux et une pression de 19 et 18 sur 4 classes à l'œil droit, 2 classes à l'œil gauche. Voici ces champs de vision. On voit qu'il y a vraiment une perte de l'émission supérieure là, et un début de perte inférieure au niveau de son œil droit, l'œil gauche sensiblement stable, je vous rappelle, 4 différentes classes de médicaments et un OCT qui est vraiment sévèrement affaissé au niveau de l'œil droit. Et ça, c'est le genre de patient où est-ce que vraiment on se questionne souvent à se dire, bon, faut-il faire une chirurgie de cataracte avec d'emblée un tube ou une trabéculectomie? Est-ce qu'on a d'autres choses qu'on pourrait tenter avant de se rendre justement à ces chirurgies plus invasives? Est-ce que justement un GAT ou une goniotomie pourrait être une option chez ce patient dans son œil droit, avec une pression au départ de 19 sous 4 différentes classes de médicaments? Alors, on sait, juste avant qu'on parle des différentes chirurgies, on sait que la capacité du drain, il y a eu des études qui ont été faites dans les années 1990, qui regardaient un peu la capacité de notre drain, de notre canal. Et le pourcentage de résistance qui est éliminé variait selon le nombre d'heures de trabéculotomie qui a été effectuée. Si on fait juste 1 heure, on va avoir à peu près 30 % du drain. 4 heures, on a à peu près 40-45 % du drain. Et 12 heures, on avait pas loin de 45-50 % du drain. Mais vous voyez qu'il n'y a pas une très grande différence finalement entre le 4 heures et le 12 heures. Si on perfuse à des plus hautes pressions, il y en a peut-être un peu plus de différence, mais la différence n'est pas aussi significative qu'on le croirait entre une trabéculotomie partielle de seulement 4 heures versus 12 heures complètes. Donc, on arrive un peu à un plateau dans les faits. Et c'est pour ça aussi qu'on se pose la question à savoir, peut-être que faire une trabéculotomie sur 180 degrés, c'est tout aussi, sinon autant efficace que sur 360 degrés. Ça, c'est des questions qui demeurent un peu non claires là, dans la littérature actuellement et on va en apprendre de plus en plus comme on devient à l'aise avec ces nouvelles chirurgies. Alors, je vais commencer par vous parler du eye-track, qui est une plus vieille technologie qui est utilisée surtout en canaloplastie là, antérieurement. C'est un endocathéter qui était illuminé, qui permet de cannuler le canal de Schlemm et d'injecter du viscoélastique sur 360 degrés. Souvent, on met un viscoélastique qui est cohésif. Et ça permet, on peut aussi l'utiliser un peu comme la technique de GATT, dont je vais discuter un peu plus tard, pour faire la trabéculotomie. Alors, je vais vous montrer ici un exemple de juste une viscocanalostomie seule. On prépare nos incisions. J'aime bien préparer une deuxième incision qui pointe vers où est-ce que je veux que le cathéter aille. Donc, je la mets un petit peu plus, ici, je suis en temporal, donc je vais viser un peu plus en nasal là, pour l'incision. Ensuite, tu utilises ici une lancette finalement pour faire l'incision dans le trabéculum. Et j'aime bien, lorsque j'ai fait mon incision, appuyer sur la partie postérieure de notre incision pour bien exposer la sclère finalement et la partie postérieure du Schlemm.
Et ensuite, à l'aide de micro-instruments, on prend notre cathéter illuminé. Et c'est ça qui est intéressant de ce cathéter, c'est qu'il est illuminé, donc on sait où est-ce qu'il est rendu. Et parfois, on peut se retrouver dans l'espace suprachoroïdien. Parfois, on peut attraper une petite bifurcation dans les vaisseaux, puis aller plus loin lors de l'insertion du cathéter. Donc, il faut faire attention. Ça ne devrait pas faire mal, ce genre de technique-là. Si le patient a mal, c'est souvent une indication qu'on s'est retrouvé dans l'espace suprachoroïdien. Et donc ici, on voit qu'on l'a avancé sur 360 degrés et lorsqu'on retracte le cathéter, on injecte le viscoélastique et à la fin du cas, on va remarquer qu'on a un blanchiment des vaisseaux en nasal et même un flot laminaire là, qui prouve qu'on a sûrement dû attraper quelques canaux collecteurs qu'on a pu dilater avec la viscodilatation. Donc, on voit un beau reflux ici là, qui est très, très évocateur, qu'on a donné plus de flot en distal. Aussi, une autre technologie là, qui permet de faciliter finalement la viscocanalostomie ainsi que la trabéculotomie, c'est un tout en un finalement. Là, c'est un implant qui a un réservoir dans lequel on place du viscoélastique cohésif et qui a un petit cathéter là, qui avance sur 180 degrés. Donc, on peut faire 180 degrés à la fois, viscodilaté. Et ensuite, parce qu'il se viscodilate lors de l'insertion du cathéter, lorsqu'il avance. Et lorsqu'il est au bout, on peut faire la trabéculotomie à l'aide de notre implant. Et donc, ça évite d'avoir besoin de plusieurs instruments différents. C'est sûr qu'il y a des prix à ces instruments-là. Le Omni, le LX, il y a un prix pour les cathéters eux-mêmes. Mais il y a une manière pas mal moins dispendieuse, du moins pour effectuer ces chirurgies-là, c'est avec un Prolène 5.0. Un cutter de basse température pour brûler le bout afin de permettre une insertion plus facile là, dans le canal. Les microforceps et un gonioprisme. Donc, c'est tous des instruments là, finalement qui ne coûtent pas très cher et qui nous permettent de justement procéder avec une chirurgie similaire à ce qu'on vient de vous montrer. Et vous allez voir ici, on fait nos incisions un peu comme on le faisait avant. Puis je vais juste vous montrer un peu comment on fait la cautérisation là, du bout. On l'utilise à une basse température. Il ne faut pas le mettre trop proche, il ne faut pas toucher. Il faut se mettre à peu près à 2 mm là, de l'embout. Et on voit que ça fait un bout très rond qui permet justement une insertion plus facile dans le canal. Et de la même façon, on va utiliser une aiguille, ici dans ce cas-ci, une aiguille 25 gauge à la place d'une lancette pour créer notre incision à travers le trabéculum. Et on avance ensuite notre Prolène 5.0. Et ça donne à peu près 40 avancements d'un millimètre là, pour se rendre au bout. Et lorsqu'on est rendu sur 360 degrés, bien là, on va pouvoir agripper le bout. On peut avoir de la résistance, surtout à partir de 180 degrés ou 270 degrés. Ça peut être plus difficile à ces moments-là là, d'avancer la suture. Il faut des fois là, pousser, rebrousser chemin, réavancer afin de vraiment obtenir un bon avancement là, de la suture. Et si ça ne marche pas, alors on peut juste arrêter sur 180 degrés, faire la trabéculotomie sur cet endroit-là et replacer le cathéter de l'autre côté pour compléter l'autre 180 degrés. Et juste vous montrer ici, on peut aussi le faire juste simplement sur 180 degrés. Alors, on l'avance sur 180 et ensuite, on va pouvoir finalement tirer la suture et la suivre finalement avec notre forceps pour s'assurer de bien voir notre trabéculum s'ouvrir sur 180 degrés. Et c'est ce qui, dans mon expérience, je me retrouve à faire à peu près 180 degrés dans la majorité des cas. Je vois peu l'avantage de faire 360 degrés avec le risque accru d'effaiement. Donc, j'ai tendance à faire des 180 degrés, donc des héligates finalement supérieurs, comme ça par gravité. Si le sang va tomber, il va tomber en inférieur et j'ai peur que le sang, si je le fais en inférieur, va favoriser la formation de synéchie, ce qui pourrait diminuer l'effet de ma chirurgie.
Alors, juste vous parler un peu des études GATT. C'est des études qui ont été faites par Grover. C'est lui qui l'a surtout popularisé. Il y a eu quelqu'un aussi, en fait, des équipes au Japon là, qui avaient eu beaucoup publié là-dessus aussi, pas mal en même temps. Et eux, c'est sur des GATT de 360 degrés. Il faut garder en tête que c'est des études avec un échantillon limité de patients, mais avec quand même un suivi sur 2 ans. Et les résultats sont quand même assez encourageants de voir seulement des échecs dans à peu près 30% des cas. C'est quand même rassurant et ça montre qu'il y a vraiment une bonne efficacité. C'est des patients qui avaient vraiment des vrais glaucomes. Il semblait même avoir peut-être une petite tendance à avoir moins d'effets chez des patients qui avaient un glaucome trop avancé. On se demande si c'est parce que les canaux collecteurs et les veines aqueuses étaient peut-être dans moins bon état chez ces patients-là. Là, je vous parlais un peu des goniotomies, des différentes options. On a le Cohook Dual Blade, qui est finalement une lame qui a deux côtés tranchants qui peuvent permettre d'ouvrir le trabéculum. Ça fait une excision de 230 microns. On sait que le trabéculum a une largeur de 248 microns et donc ça permet vraiment de prendre le trabéculum dans son entièreté. Et je vous montre ici une vidéo justement de mon ancien mentor, Al-Kamed. On le voit ici, on voit l'inspection de l'implant. Il faut quand même venir à un certain angle, à peu près 45 degrés, pour finalement engager le trabéculum. Puis ensuite, on aplatit, on met finalement la base du trabéculum le long du canal pour compléter l'incision sur environ 90 à 100 degrés. Et on voit ici qu'on va, ça c'est une des techniques, c'est de faire une petite incision d'un côté de notre miroir et ensuite finalement on vient adjoindre là, les deux côtés de l'implant jusqu'à l'autre bout. Et là, ça va nous donner un beau morceau de tissu du trabéculum. On le voit bien ici, là. Il y a aussi le trabectome, le Trabex ou le Trabex Plus. Ça a été récemment, le trabectome a été acheté par MST. Et le trabectome, finalement, ça fait une ablation électrochirurgicale du chlème avec l'irrigation et l'aspiration. Et le Trabex et le Trabex Plus, c'est des nouvelles itérations qui ressemblent un peu au Cohook, mais avec des avantages un peu différents. Ça a un angle d'environ 45 degrés, donc ça n'a pas l'angle de 90 degrés là, des deux lames. Et les lames sont ciselées un peu comme ça là, pour permettre une excision plus facile là, du trabéculum. C'est un aspect qu'on dit trapézoïdal, c'est comme ça que la compagnie le décrit. Et celui de Trabex Plus, il y a de l'irrigation également disponible, ce qui permet de maintenir notre chambre antérieure. Et juste montrer un cas que j'ai fait ici avec le Trabex. J'ai eu la chance d'être le premier au Canada de pouvoir tester cette technologie. Et on voit que l'avantage par rapport au Cohook, c'est que ça peut rentrer directement là, dans le trabéculum sans avoir besoin de faire des manœuvres spéciales à 45 degrés pour l'engager. On peut d'emblée rentrer juste à positionner la lame contre le trabéculum et on commence à tourner et on voit d'emblée que ça veut engager le trabéculum. Le design est vraiment optimisé pour permettre une entrée facile. Et ici, on va le faire après sur l'autre moitié. Donc, ça, c'est une autre technique pour faire l'excision. On le fait on se rend au milieu de notre vue et ensuite, on coupe d'un côté et de l'autre. Et à la fin, vous allez voir un bel échantillon du trabéculum là, qui a été prélevé directement. Alors, juste les études là, pour le Trabex et Trabex Plus, bon, c'est assez nouveau, donc on n'a pas grand-chose en ce moment, mais pour le trabectome, par contre, on a une belle revue, une méta-analyse qui a été publiée. Là, ça fait plus longtemps qu'on a accès à cette technologie-là et on voit des bonnes diminutions de pression, là, pas mal avec la majorité de nos études, en général autour de 25 à 30% de réduction de pression. Et je vous dirais que c'est le genre de résultat qui nous permet de un peu extrapoler là, toutes ces chirurgies finalement de goniotomie. Il faut s'attendre à peu près à un 20 à 30% de réduction, et peut-être un petit peu plus avec les GATT
dans mon expérience. Puis c'est sûr que c'est difficile de les comparer l'un à l'autre, mais il semble y avoir peut-être un effet additionnel pour les GATT. C'est sûr qu'on prend le risque un peu plus différemment, puis ça a été prouvé là, avec plusieurs études différentes. Les GATT ont, je vous dirais, le taux d'IFEMA, là, surtout pour 360 degrés, c'est en moyenne autour de 30 %. Et pour les goniotomies avec le trabectome Cohoc, c'est autour de 8 à 9 % de cas d'IFEMA post-opératoire. Et juste pour finir, il y a une technique ici qui a été démontrée par Arsham Shebani, qui est à WashU, Washington University, qui utilise une aiguille 25 gauge qui plie l'extrémité de l'aiguille. Et ça agit un peu comme un Cohoc dual blade. Ça permet de faire une belle excision du trabéculum. Donc, c'est une manière un peu moins dispendieuse là, pour faire une goniotomie sur 90 à 100 degrés. Donc, je l'ai testé moi-même également et c'est assez impressionnant à quel point ça fonctionne bien. Ce n'est pas tous les trabéculums qui sont aussi faciles à couper. On réalise qu'il y en a qui s'effritent plus que d'autres, mais c'est assez impressionnant à quel point ce genre de technique-là fonctionne bien. Alors, ça fait le tour un peu de ce que je voulais vous parler aujourd'hui. Encore une fois, merci pour l'invitation. C'était vraiment un grand plaisir de faire partie de ce congrès et je reste disponible pour la période de questions. Merci beaucoup, professeur Dur, c'était très, très intéressant. Donc, je donne la parole tout de suite à mon ami professeur Mouzari pour la session des questions. On commencera par les deux présentations de notre ami Younes Agoumi. On va commencer par la première, je pense, la cyclophotocoagulation. À toi la parole, cher ami. Merci. Donc, le laser diode transscléral reste une alternative à la chirurgie invasive. Il permet, bien sûr, la diminution de la production de l'humeur aqueuse. Ça peut être utilisé à des stades différents de glaucome. C'est un traitement qui est très rapide, n'excède pas généralement 5 minutes. La technologie micropulse non invasive, il est aussi non destructif, non inflammatoire, non inflammatogène. Donc, une petite question. Est-ce que vous continuez à donner les prostaglandines en pré-op et post-op, vu que le caractère inflammatogène de ce type de laser? En fait, je n'altère aucunement la médication pré-op et post-op, sauf les myotiques. Ça va être la seule médication que je vais arrêter pendant un mois. Puis un mois après la chirurgie, je vais reprendre en fait le myotique selon la pression. Donc, je vais réanalyser la situation un mois. Mais tout ce qui est autre médication, je garde. D'accord. Donc, c'est un traitement qui donne une bonne prévisibilité des résultats, bien sûr, permet aussi de ralentir la progression des glaucomes et aussi de retarder une éventuelle intervention chirurgicale. Donc, bien évidemment, c'est un traitement qui est renouvelable. Quand est-ce que vous décidez de retraiter? Sinon, c'est à partir du 3e mois qu'on peut refaire une autre séance de laser. Typiquement, ce que je vais faire, c'est qu'à un mois, déjà, j'ai une très bonne idée, est-ce que ça va fonctionner? Je vais voir souvent le patient une semaine après, un mois après. À un mois, si ça fonctionne bien, tant mieux, je vais le revoir 2 mois après. Si ça ne fonctionne pas, la première chose que je vais faire, c'est essayer d'éliminer la réponse stéroïdienne. Parce que typiquement, on a 4 semaines de cortisone. Et donc, ce que je fais souvent, ça va être, je vais redemander au patient de revenir 1 mois après pour un éventuel traitement. Si la pression est élevée à 2 mois et qu'on n'a pas atteint notre pression cible, je retraite. Et pour ce qui est des paramètres de traitement, souvent, si c'est un retraitement, je vais souvent utiliser des paramètres un peu plus importants si on n'a eu aucune réponse. Si on a eu une réponse partielle, je garde les mêmes paramètres. D'accord. Donc, la définition du succès thérapeutique n'est pas encore bien déterminée. Mais la baisse significative de la pression intraoculaire reste le seul critère de référence de réussite de cette chirurgie. Certaines études parlent de l'intérêt ou de l'apport de l'UBM dans le contrôle de l'efficacité en montrant une diminution de la taille des corps ciliaires, d'accord, de la zone opérée par rapport à la zone vierge. Pour l'instant, je dirais que, bon, contrairement à la CPC G-probe, où on parle vraiment d'une destruction, d'une diminution de la taille du corps ciliaire de façon définitive, pour ce qui est du micropulse, on n'a pas assez d'évidence pour dire que c'est vraiment une destruction. On pense que, d'ailleurs, le fait que le taux d'échec à 2-3 ans continue de diminuer, continue d'augmenter,
on pense qu'il y a une régénération qui se fait. Donc, est-ce que ces changements qui apparaissent dans les premiers mois, est-ce que finalement le corps ciliaire va reprendre sa taille? Est-ce que ça, on ne sait pas encore. Donc, à long terme, on pense que le mécanisme de la CPC micropulse, c'est définitivement autre chose que juste une cyclodestruction. D'ailleurs, même au niveau de notre traitement, ils se sont rendus compte qu'on visait plus la pars splicata et donc il n'y avait pas une atteinte directe uniquement au niveau du corps ciliaire et on se demande justement si cette contraction du trabéculum qui a été vue dans certaines études ne permet pas justement une baisse de pression. Donc on n'est pas certain encore du mécanisme, contrairement à la CPC traditionnelle. Donc, j'ai une question, c'est Mouzania. Est-ce que vous avez constaté, Dr Agoumi, une différence entre les différents types de glaucome? C'est-à-dire, est-ce qu'un glaucome primitif à angle ouvert répondrait mieux qu'un glaucome secondaire, un glaucome post-kératoplastie? Est-ce que Alors, on n'a pas eu de différence au niveau statistique, mais c'est sûr que compte tenu finalement de l'échantillon de 52 patients avec des glaucomes néovasculaires, des glaucomes angle fermé, des glaucomes angle ouvert, la taille de l'échantillon n'était peut-être pas adéquate pour ça. Par contre, je dirais que dans mon expérience, ce que j'ai vu et ce que j'ai noté, c'est plus un effet de l'âge. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que les jeunes patients, typiquement la vingtaine, la trentaine, début de quarantaine aussi, avaient une réponse plus importante. Et d'ailleurs, ça va être des patients que souvent, je vais les revoir le lendemain et je les revois la semaine d'après également. Je vais les suivre d'un peu plus proche. J'ai remarqué que tôt dans l'évolution post-op, ils vont avoir une baisse très importante de pression et aussi je vais utiliser un peu moins d'énergie. Ceci dit, dans notre étude, la taille de l'échantillon n'a pas démontré ça, mais définitivement, dans mon expérience, c'est plus une question d'âge que de type de glaucome à date. D'accord. Quelle est la place de cyclo dans le glaucome néovasculaire? C'est un glaucome qui est très difficile à gérer. Très difficile. Alors, pour moi encore, ça reste, il y a deux choses. On utilise encore beaucoup le CPC G-probe. Je dirais que dans une clinique typique, pour moi, on va avoir à peu près 4 CPC, 2 G-probe, 2 micropulses. Je pense que c'est deux populations qui sont complètement distinctes. Le glaucome néovasculaire avec souvent un faible potentiel visuel, un œil douloureux aveugle, ça va être encore une fois un traitement avec un G-probe. Donc, pour moi, d'emblée, je vais au G-probe. Le CPC micropulse, pour moi, ça va être plus une population avec une bonne acuité visuelle, avec un bon potentiel de vision, avec un glaucome qui va être léger à modéré, qui est en train de progresser. Ça va être une population beaucoup moins end stage que la population du CPC G-probe. Donc, il est nécessaire de pouvoir explorer les résultats à long terme. Mais l'efficacité actuellement, elle est démontrée, associée à une iatrogénicité qui est très faible. Donc, ça nous permet de faire réfléchir sur l'extension dans des indications des cyclones, notamment dans les glaucomes moins sévères. Absolument. C'est exactement ce que je fais, c'est que dans les glaucomes moins sévères, où on est un peu mal pris, on se dit, bon, est-ce qu'on fait le saut? Et ce que le professeur Dur nous a montré tout à l'heure avec son cas, un patient à 85 ans qui progresse, qui a un œil qui est quasiment normal au niveau du champ de vision, léger déficit, l'autre œil très atteint. À 85 ans, c'est sûr que pour nous, aller vers une chirurgie traditionnelle, c'est un gros problème. On a aussi la problématique aussi au Canada de la distance. Souvent, nous, on est un centre de référence et on reçoit souvent des patients qui vont nous venir de 3-4 heures de distance. 3-4 heures de distance au Canada, ce n'est pas 3-4 heures de distance au Maroc. Avec moins 20 puis 30 cm de neige, ce n'est pas les mêmes conditions. Donc, c'est certain que dans des conditions comme celle-là, on va pouvoir utiliser le CPC micropulsé plus tôt et au lieu d'aller vers une chirurgie. Je dirais que je l'utilise quand même assez souvent comme un essai primaire avant une chirurgie. D'accord, merci. Donc, on passe… Oui. Parce qu'on doit libérer Dr Agoumi, il a un autre engagement à 15h30. Donc, on passera aux autres, si vous voulez. D'autres questions concernant l'implant XEN? Oui, s'il vous plaît. Moi, j'ai une question par rapport au coût. Oui. Est-ce que c'est des devices qui sont pris en charge par
les structures d'assurance chez vous? Parce que c'est ça l'obstacle que nous avons ici au Maroc. Alors, c'est sûr que il y a quelque chose de très important quand vous parlez de mix, c'est toujours le coût. Surtout dans un système, le système canadien, c'est un système social au niveau de la prise en charge de la santé. C'est un système finalement qui fait en sorte que le patient ne paye pas. Si jamais on l'opère, il ne peut pas payer son implant ou sa chirurgie. Tout est pris en charge. Donc, dans un contexte comme celui-là, on s'implique beaucoup, que ce soit le professeur Dur, moi, d'autres spécialistes en glaucome, dans justement ce processus de prise en charge. Le XEN est en train de rentrer dans la prise en charge actuellement. Ceci dit, ce qu'on fait actuellement à l'hôpital, le patient ne paye pas. Le XEN coûte quelque chose comme 950 $ canadiens et c'est le département qui le prend en charge via un budget du département d'ophtalmologie. Donc, pour l'instant, c'est le département. Ceci dit, dans les prochains mois, on s'attend à ce que ça soit la régie d'assurance qui va le prendre en charge et donc le nombre de XEN pourra être augmenté finalement dans la province. Donc, alors, oui, allez-y. Est-ce que le retrait est non traumatique? Si oui, quelles sont les indications de l'explantation? La seule indication que je vois vraiment au niveau de l'explantation, c'est l'extrusion. Et ce que je vais faire souvent, c'est que si jamais j'ai ce que j'appelle des impending exposures, c'est-à-dire que le tube, on a l'impression qu'il va s'exposer. On voit le patient à chaque 2 mois, puis on se demande si justement il ne va pas s'exposer. La bulle est plate. Dans un cas comme celui-là, souvent, je vais de toute façon aller réintervenir avec une autre chirurgie, notamment un implant. Et je vais en profiter pour retirer le tube si jamais j'ai l'impression qu'il va s'exposer. Ceci dit, ce qui arrive parfois, c'est que le tube ne va pas s'explanter, mais au contraire, si le patient frotte son œil, ça peut arriver exceptionnellement, mais le tube peut rentrer à l'intérieur et vous pouvez le voir disparaître à l'intérieur. En fait, vous allez voir en gonioscopie dans l'angle en inférieur. Et ça peut arriver même plusieurs années après le XEN. Donc, on demande toujours aux patients de ne pas frotter leurs yeux avec énergie parce que si le tube est moindrement très long dans la chambre antérieure, il peut bouger. Je pense qu'on va passer à la dernière présentation. Merci beaucoup, Dr Agoumi, d'avoir répondu à notre appel. On espère vous voir ici avec nous à Rabat, dans votre ville, Inch'Allah, le plus tôt possible. Inch'Allah. Et je remercie également Dr Dur d'avoir bien voulu participer avec nous. Je le remercie parce qu'il nous permet un peu de faire une balade avec lui à Montréal. Donc, on suit un peu ce qui se passe à Montréal, le temps qu'il fait à Montréal. J'ai quelques questions sur les systèmes de goniotomie. Il y a finalement, il y a beaucoup de moyens, beaucoup de devices. Finalement, est-ce que c'est parce que tous marchent bien ou bien parce qu'il n'y a pas un qui donne entière satisfaction? Excellente question. Oui, je fais une petite balade là, en auto. J'avais un autre rendez-vous à 9h30, donc je suis en train de courir d'une chose à l'autre. Mais oui, donc effectivement, on n'a pas vraiment de device parfait. C'est pour ça aussi que les MIGS sont vraiment avec plein d'options différentes là, de nos jours. Pour les goniotomies, l'effet est assez similaire là, entre un trabectome, un cohook, le trabex. C'est des implants qui se ressemblent. C'est plus une question de préférence de chaque chirurgien. Il y a du monde qui vont trouver qu'un implant ou un device est plus facile à manipuler qu'un autre. Plus les générations d'implants vont arriver dans les prochaines années, plus il va y avoir des optimisations finalement de la manière que les goniotomies sont effectuées. Je dois vous dire que mon expérience avec le Trabex était assez positive, juste par la facilité d'utilisation. Mais comme je montrais le dernier exemple, avec une aiguille 25 gauge, on peut avoir un effet assez impressionnant et ça ne coûte pas cher, donc ça peut être une belle alternative. Oui, tout à fait. Et vous pensez que c'est une technique qu'on pourra utiliser, c'est-à-dire dans les glaucomes, je dirais naïfs, dès qu'on fait le diagnostic du glaucome, on
pourrait les proposer à des gens qui refusent, par exemple, de mettre des gouttes tous les jours parce que ils n'arrivent pas à être, à adhérer au traitement. Oui, absolument. De plus en plus, les indications de faire des interventions en glaucome changent. L'utilisation de gouttes, des fois, peut être difficile pour les patients. Ils ont beaucoup d'effets secondaires, des allergies. Même en éducation primaire, si un patient qui se présente pour une cataracte, qui a un glaucome diagnostiqué là, au niveau de son champ de vision, au niveau de son OCT, il y a des pressions élevées, moi, ce ne sera pas rare que je vais décider d'intervenir quand même avec une goniotomie au moment de la chirurgie de cataracte. Tant qu'à être rendu dans l'œil, les risques ne sont pas nécessairement beaucoup plus grands. On parle juste, moi d'habitude, quand je parle aux patients, je parle de risque d'IFEMA. Et je leur dis que je suis dans l'œil, je peux le contrôler. Puis si ça arrive dans le post-opératoire, mais on peut le contrôler. Donc, je trouve que c'est vraiment une approche qui est minimalement invasive avec peu de risques pour le patient additionnel. Donc, j'ai tendance à l'offrir. Merci beaucoup. Donc, professeur Mouzari, vous avez des questions sur la goniotomie? C'est bon. J'aimerais bien savoir quelles sont les limites de cette goniotomie, les limites en matière des indications. Oui, je vous dirais que les patients qui ont des glaucomes par fermeture d'angle, j'ai tendance à les éviter parce que j'ai peur que des synéchies se reforment là, au site de la goniotomie. On sait que ça crée de l'IFEMA, ça crée un peu plus d'inflammation que les autres implants, par exemple des implants, des tuteurs trabéculaires. Donc, c'est toujours quelque chose que je garde en tête. Les glaucomes qui sont néovasculaires, là, ou s'il y a déjà des synéchies présentes, c'est rare que je vais combiner ça avec des goniosynecalies de peur que les synéchies se reforment. Je n'en ai pas trop parlé dans la présentation, mais ça marche particulièrement bien, ce genre d'intervention, dans les glaucomes congénitaux, les glaucomes juvéniles, puis les glaucomes qui sont très pigmentaires, là, comme le glaucome par dispersion pigmentaire ou le pseudoexfoliation. Mais ça peut marcher aussi très bien chez les patients uvéitiques. Et je vous dirais que ça m'a sauvé plusieurs tubes de faire des gâtes chez des patients uvéitiques qui n'ont pas encore de synéchie. S'ils en ont peut-être une ou deux, là, ça peut être une considération de dire, bon, je vais relâcher ces deux synéchies puis faire un hémigate. On peut avoir vraiment des résultats là, assez impressionnants. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, au nom des organisateurs, je vous remercie encore une fois. Et ce n'est que partie remise. Cette fois-ci, c'était virtuel. La prochaine fois, on va le faire physiquement. Vous êtes le bienvenu au Maroc, professeur Dur. On espère vous voir très bientôt. Merci, professeur Agoumi. Merci beaucoup. Professeur Mouzari. Et je vous dis à très bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci. 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 Je vais enlever ça. Merci beaucoup à nos chers orateurs. C'était une session qui est très intéressante. Je remercie le professeur Mouzari et le professeur Agoumi. Et on enchaîne avec une session qui est toujours très importante dans un congrès, dans un meeting. Comme on a dit au début, l'association réseau s'est fixé deux objectifs, la formation médicale continue. Et là, on a eu un bel exemple, la session qu'a dirigé mon ami professeur Belmki sur le glaucome. On a vu assister à des millions d'orateurs, dont un Marocain qui est à Montréal et qui fait donc la fierté donc, du corps médical marocain d'aller s'épanouir ailleurs tout en restant connecté à son pays d'origine. Et un autre objectif de notre association, c'était le côté social. Et entre le social et la formation médicale continue, il y a la reconnaissance, il y a le social. La reconnaissance vis-à-vis de nos maîtres, vis-à-vis des médecins qui ont donné beaucoup de leur temps, de leurs énergies, de leur jeunesse pour la formation pour les médecins. Et aujourd'hui, au nom de tous les médecins ophtalmos, au nom de l'association Réseau, je tiens à remercier un grand nom qui va marquer donc l'histoire pas sportive, l'histoire sportive et autres du Maroc. C'est le grand champion marocain, double champion olympique, champion du monde, Hicham Grouch, qui a accepté avec une spontanéité, avec une gentillesse, avec une générosité d'associer son nom à notre association. Quand je lui ai expliqué au téléphone, il était d'une spontanéité, d'une gentillesse qui lui est reconnue. Tout le monde se rappelle du visage d'Hicham Grouch, l'image de l'innocence, l'image du Marocain qui est arrivé.
Et nous tous, moi, génération ainsi que Belmki et tout ça, on a veillé des heures et des heures pour assister à tes exploits. Et aujourd'hui, on te remercie beaucoup de bien vouloir associer ton nom et ton prestige, qui est connu mondialement, à notre association modeste et à nos objectifs. Donc, je tiens, avant de commencer cette séance d'hommage, qui va rendre hommage à Dr Hannan, qui est avec nous, Dr Hannan Moussaoui Badia. On aura l'occasion de découvrir ce visage de l'ophtalmologie marocain, plein de générosité, plein de dons. Ça fait 40 ans qu'il est en ophtalmologie, qu'il continue à donner. C'est une dame qu'on doit donner comme exemple à ces jeunes Marocains. Cette dame qui, après avoir donc parti à la retraite, il n'est pas parti à la retraite, il est parti travailler encore une fois, et ce qui est extraordinaire, du bénévolat, c'est-à-dire après la fin d'une carrière de 40 ans, il a décidé d'aller venir en aide à ses enfants malvoyants, ses enfants parfois trisomiques qui ont des difficultés, et c'est ce qu'il fait tous les jours. On aura l'occasion de l'écouter. Avant d'écouter Dr Hannan, je vais donner la parole à notre champion Hicham Gobrouch pour l'écouter. Ça fait donc depuis le début de ce congrès qu'on attend ce petit mot de votre part. Alors, merci, professeur. Salam alaikum. Bonjour à tout le monde. Je ne sais pas si je vais parler arabe ou je vais parler français. J'ai vu dans la liste des participants, il y a beaucoup de francophones aussi. Hein. Mais je vais quand même parler avec ma langue maternelle, commencer par ma langue maternelle, et puis enchaîner quelques messages en français par la suite. Hein. Donc بالمناسبة كنشكر بروفيسور بقالي، كنشكر أعضاء الجمعية على الدعوة نتاعكم ليا، وأنا بالعكس أنا فرحان وفرحان بزاف وسعيد أنني نشارك الاسم نتاعي مع الجمعية نتاعكم ومع المؤتمر نتاعكم. فهذا ما غادي يزيد لي غير الافتخار وسعادة وفخر، لأنه ما تقوم به جمعيتكم ويعني وما يقومون به العديد من الأطباء في هذا المؤتمر هذا، إما علانية وإما يعني سرا. فهذا الشيء غادي يشهد لي الله سبحانه وتعالى. دونك ولهذا أرحب أيضا بجميع المشاركين، وأنا يعني كنتفرج وكنتبع هاد لا كونفيرونس وما كيزيد لي افتخار على افتخار. علاش؟ لانه فاش كنشوف هاد الوجوه كدوز هاد لا كونفيرونس هادي وكتلقي العرض، وبالخصوص فاش كنشوفها يعني كتحمل الجنسيه المغربيه، فكيزيدني واحد الافتخار وواحد الاعتزاز اكثر. سورتو دابا كنشوف سيونس اغومي، ولو انني ما كنعرفوش وما عمرني تلاقيت معاه وما عمرني، فهذا افتخار انه المغاربه الحمد لله متمكنين بجميع الاختصاصات وبالخصوص في الخارج. يعني باش دير المكانه نتاعك وتبصم الاسم نتاعك وتبصم يعني الوجود نتاعك في الخارج، فهذا افتخار. وهو مع واحد العدد نتاع المغاربه ما صبحوش نفوسهم، فهم سفراء نتاعنا ايضا نتاع بلادنا. ولهذا كنتمنى ليه والجميع المغاربه اللي هما كيشغلوا في الخارج ومشاركين في هذا المؤتمر هذا، ربي يعاونهم ويوفقهم ان شاء الله، ويوفق جميع الاطباء اللي هنا يعني مشاركين في هذا المؤتمر. ف كي قلت لك استاذ، فهذا كيزيد لنا افتخار، ولكن الافتخار اكبر فاش كنشوف العمل نتاع الجمعيه. فاش شفت ما تقوم به الجمعيه من عمل خيري ومن عمل اجتماعي، فهذا كيسعدني وكيسعدني اكثر، لانه هذا هو العمل النبيل وهذا هو العمل القيم وهذا هو العمل اللي في الحقيقه المغاربه متعودين عليه ومتعودين يشوفوها. فانا كنقول لكم ايدي مطلوقه لكم، واسمي والصوره نتاعي يعني استعملوها اي وقت. انا سمحوني احسبوني منكم دابا في كل ما هو عمل اجتماعي اللي غادي
اللي غادي تدار الفئه اللي هي مقيوسه ومضروره اكثر في بلادنا، لانه المغرب الحمد لله محتاج للجميع، محتاج الاطباء، محتاج الاساتذه، محتاج الدكاتره، محتاج الرياضيين، محتاج الموسيقيين. فبلادنا اليوم تمر بمرحله صعبه، وحنا ابناء هذا الوطن غادي نفتخر ونفتخر اكثر الى كل واحد فينا اعطى لبلادو ولو غير القليل من المكانه اللي هو فيها، يعني من لا بوزيسيون ولا من لونغ اللي هو يعني. En tout cas, je suis très très heureux de participer et de aussi faire connaissance et de voir quelques jeunes brillants en train de présenter leur présentation. Je peux juste dire qu'aujourd'hui, je suis doublement fier de porter cette belle nationalité marocaine. En regardant ce genre de congrès et notre jeunesse brille dans chaque domaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Madame Tourahinan. Si Agoumi, vous voulez faire un commentaire? Oui, moi, je voulais faire un commentaire. Je ne savais pas que notre grande idole nationale allait être là. Et honnêtement, j'ai tout laissé survenu pour l'entendre. Pour moi, c'est déjà un grand honneur de présenter à mes collègues marocains. Et bon, c'est toujours un grand plaisir, vous le savez. Et que ça soit une présentation en face de ma plus grande idole que j'ai vu courir. Je me suis déjà arrêté sur la route à côté d'Ifrane, justement pour prendre des vidéos avec lui parce qu'il était en train de courir plus vite que la voiture et qu'il a été assez gentil pour s'arrêter et prendre une photo avec nous. C'est quelque chose d'assez émouvant et d'assez incroyable. Merci. Merci. Merci, Agoumi. Madame Hennan. Chers amis, bonjour. Je voudrais tout d'abord remercier les confrères de l'hommage qu'ils m'ont rendu avec gentillesse, ainsi qu'à la MPC, l'Association marocaine pour la prévention de la cécité, où j'ai la chance d'exercer bénévolement depuis mon départ volontaire en 2005. Monsieur Khali, départ volontaire, c'est pas une retraite. C'était... Donc, je voudrais également partager cet hommage avec mes compagnons d'ophtalmologie, de parcours ophtalmologique, médecins et personnels depuis le COS de Salé, qui fut pendant longtemps le seul centre ophtalmologique du Maroc. Au COS, où on était en plus de nous débrouiller pour les cours et les publications sans clic informatique, nous étions confrontés dès nos débuts à toutes les pathologies ophtalmologiques et leur misère engendrée. Ceci nous a permis d'avoir une riche iconographie qui a servi pendant longtemps pour les cours des étudiants et pour de nombreux travaux, dont ma thèse sur les cataractes congénitales. Pour cela, je remercie le docteur Hennan qui a bien su se débrouiller à ce moment-là pour nous offrir tout ça sans Google ni WhatsApp. Rendons hommage à nos maîtres, le professeur Sqat, que Dieu ait son âme, et Madame le professeur Berbiche, qui en plus de leur enseignement, nous ont guidés et nous ont ouvert la voie des écoles françaises. Le professeur Sqat a été l'un des membres fondateurs de la MPC en 1984 avec M. Benchamsi, alors Wali de Rabat, et initiateur de la MPC, ainsi que de bienfaiteurs et d'ophtalmologistes de Rabat. Et ceci dans le but de dépister les vistoréfractions chez les enfants et surtout de pouvoir leur donner rapidement les lunettes, alors qu'auparavant, les enfants revenaient plusieurs années après sans lunettes et certains même étaient déscolarisés. Oh, que ne fut grand notre soulagement
quand l'association a acquis le premier réfractomètre importé au Maroc, ce qui nous a beaucoup facilité la réfraction, et notamment pour ceux d'entre nous qui envoyons à l'association le fameux billet faire réfraction automatique au BMH, bien sûr avant la généralisation des réfractomètres. On ne peut pas parler de la MPC sans citer le professeur Rafi, son actuel vice-président, qu'on remercie beaucoup pour la transmission de son grand savoir et pour l'initiation des campagnes médico-chirurgicales en ophtalmologie et partout dans le Maroc, par Qafilat Nour ou Association des médecins ophtalmologistes itinérants qui continue son action en collaboration avec la MPC par des dépistages dans des communes isolées. Hommage également à toutes les associations qui œuvrent pour aider et rapprocher les soins des patients et à l'amélioration de la qualité des soins et ou par leur transmission du savoir, notamment l'association Nour, la fondation Hassan II, l'association AMMS et l'association Réseau qui nous offre aujourd'hui ce très riche congrès intéressant. C'est un congrès virtuel, mais qui déploie beaucoup de prouesses de technicité, ce qu'on n'avait pas le siècle dernier. En attendant, Inch'Allah, les prochains congrès présentiels, ainsi que toutes les autres associations et sociétés savantes d'ophtalmologie. La MPC s'adresse essentiellement à des patients démunis, essentiellement des enfants, par des dépistages, des consultations, des montages de lunettes et distribution de lunettes. Ceci grâce à une grande équipe chapeautée par le Dr Sabahi qui, depuis la création de l'association, ne ménage aucun effort, aussi bien pour les consultations que pour l'acquisition de matériel. Le Rétinomax nous aide pour la réfraction des enfants. Le topographe nous a permis de détecter beaucoup de kératocones, le tonomètre AR et le rétinographe. Et bien sûr, les meuleuses si importantes pour la taille des verres de lunettes à distribuer. Un grand bravo à lui pour tout ça. Et merci aux organismes nationaux et internationaux et aux bienfaiteurs. Et également grâce à notre cheville ouvrière et toujours fidèle au poste, notre orthoptiste, Madame Jaïdi Asma, à notre directeur administratif, Monsieur Ben Taleb, à Madame Harakat, Madame Housna, à Rita, à toutes les personnes qui participent au bon déroulement des activités du service. Pour ma part, je me consacre au sein de la MPC essentiellement aux enfants strabiques, aux trisomiques adressés pour la plupart par l'AMSAT, qui est l'association des trisomiques, et aux malvoyants nécessitant un long suivi et une prise en charge particulière. L'atelier national sur l'initiative mondiale 2020, le droit à la vue, pour éliminer les cécités évitables, qui s'est tenu à Rabat en novembre 2005, auquel j'ai eu l'honneur de participer, s'est terminé sur plusieurs recommandations, parmi lesquelles figurent la chirurgie de la cataracte, la correction des amétropies et la basse vision. On est en 2020, on est en 2020, année malheureusement loin d'être sympathique. Mais pour la cataracte, la chirurgie de la cataracte, en plus des milliers de cataractes opérées à travers le Maroc, les 1000 cataractes opérées l'année dernière dans la perspective Jdoud Naf'ayuna a certainement contribué en partie aux résultats escomptés. Pour la réfraction, en ce qui nous concerne, nos distributions de lunettes sont de plus en plus importantes chaque année et on arrive actuellement à environ 57 000 lunettes distribuées. Ceci a constitué un petit apport à la perspective du projet.
Quant à la basse vision, bon, pour notre part, malgré le peu de moyens de nos patients, nous essayons de cerner au mieux le type de leur handicap visuel et leur maladie causale pour mieux les informer et les accompagner dans leur errance de prise en charge. Nous les aidons pour l'acquisition des lunettes adaptées avec des essais en situation d'aide optique, de filtres chromatiques, de conseils pratiques pour les aider à suivre une scolarisation en classe normale. Mais quand l'acuité visuelle est trop basse, avec un vécu trop pénible, nous les encourageons et orientons vers des instituts pour malvoyants utilisant l'outil Braille. Certains de nos patients qui ont bénéficié de ces aides visuelles ont bien réussi leurs études. Certains même, ils ont eu des licences et tout. Mais ce n'a pas été malheureusement le cas pour d'autres, et ce par manque de moyens et d'outils. Qu'est-ce qu'on peut dire? Bon, on peut espérer. Espérons qu'un jour, tous les malvoyants puissent bénéficier précocement d'une prise en charge multidisciplinaire associant les 3 O, ophtalmologistes, orthoptistes et opticiens, ainsi que diverses spécialités dont on peut avoir besoin. Et pourquoi pas des progrès de nouvelles technologies et de thérapie génique pour certains. La collaboration de concepteurs et de fabricants de matériel optique et autres est également très importante. Les aides optiques, électroniques et informatiques facilitent l'apprentissage et l'intégration des malvoyants pour plus d'autonomie et de bien-être. Le bien-être, c'est une autre définition de la santé. Merci de votre attention et bonne santé à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça, c'est des paroles qui viennent du cœur. Voilà, d'une personne, une grande militante du social, que je remercie et qui retrouve dans cet hommage un minimum de reconnaissance pour ce qu'elle fait. Donc, en attendant de recevoir un autre nom, on a décidé donc de rendre hommage à différentes personnalités de l'ophtalmologie marocaine. Madame Hanan, il a beaucoup travaillé dans le social, il était dans l'hôpital spécialité plus de 30 ans. Là, après, il a choisi de s'installer dans un secteur social où il y a beaucoup d'enjeux et beaucoup de challenges. Donc, nous lui souhaitons bon courage, bonne continuation. Et merci beaucoup. Pour se soutenir ensemble. Ensemble, exactement. Là, on va recevoir un deuxième médecin. Donc, c'est un ami, un maître. C'est le professeur Hassan Abnaou. Moi, personnellement, et mon ami professeur Belmeki, quand on a atterri en ophtalmologie, donc il était notre maître, c'est lui qui a guidé nos pas au début de notre carrière. Et le professeur Abnaou, tout à l'heure, va nous raconter une belle histoire qu'il a eue avec notre champion Richard Grouge. Et c'est un petit peu la pensée prise de cet hommage. Dans quelques secondes, on va passer le teaser et notre champion Hicham Grouge va découvrir donc le lien et la petite histoire heureuse qu'il a liée avec le professeur Hassan Abnaou. Donc on se retrouve dans quelques secondes.
دونك غتسمحوا لنا هذه غير تقنيات على ود الكونتكست كوفيد في هذا الاستوديو اللي كنحاولوا نحترموا المعايير ديال الديسكونسياسيون. دونك فوالا سي هشام رابيدمون كنستقبلوا البروفيسور الحسن اقناو معنا هو في الاستوديو عاد دخل. انا ملي عاودت له على هذا الشيء هذا قال لي ودي كانت عنده واحد القصه معك اللي هي يعني مليئه بالمفاجاه ساره داخل فيها يعني العلاقات الانسانيه والموده والعائله. غنطلب من البروفيسور اقناو ياخذ الكلمه ويتكلم على هذا المجال هذا ويتكلم على العلاقه ديالو مع السي هشام قروج. الكلمه للبروفيسور اقناو. بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير الجميع. هذا يوم سعيد نشوفوا مباشرة البطل ديالنا السي هشام قروج. مساء الخير، لاباس عليك؟ الحمد لله. كيف الأحوال؟ أنتم بخير؟ الحمد لله الله يسلمك. الله دكتور. الله يحفظك. هنيئا لك على الميداليات الذهبية اللي شرفتينا بها، ونتمنى الله يكونوا كذلك شبان ومتألقون جدد في الرياضة، وبالأخص احنا عندنا واحد السبق فيما يخص رياضة ألعاب القوى بصفة عامة وبما يخص العدو، واللي شرفتينا بجوج ميداليات في المستوى العالمي وأكثر من ذلك. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يبارك فيك. الله يسلمك. الله يبارك فيك. كان لي الشرف أنني نتكلم بالوالد ديالكم. ما عرفتش واش عقلتوا في واحد العملية جراحية هذه سنين في مستشفى الشيخ زايد، وتيجي عندي هو والأم ديالك والعائلة، وهذا شرف كبير ليا. كان ديك الظروف هذه مدة طويلة، ربما نقول 204 ولا 2006 كانت هذه المفاجأة. كاين هذا الشيء سي هشام؟ اكزاكتومون. دابا بمجرد السي بروفيسور بقالي كتعرفني غير بالاسم، وباقي عندي لي زوتوغراف اللي سنيتي لي الابناء الثلاثه ديالي، رجاء وياسين وامل. فوالا تبارك الله عليك. بمجرد البروفيسور بقالي على قيد الحياه؟ لا الحمد لله مازال في الحياه. لاباس عليه؟ الله يطول عمره. الحمد لله. الحمد لله. العمر باقي كيشوف عوينته بخير وعلى خير؟ الحمد لله. لا مازال. الحمد لله. هذه مفاجاه ساره. الحمد لله. الحمد لله. انت بروفيسور بقال بمجرد ما قال الاسم قلت هذا الاسم هذا كنعرفه، ما يمكنش ما نعرفوش. الله يحفظك. سي بليزير. الله يحفظك. الله يحفظك، وشكرا على الدعم اللي كتعطيه للمجموعه ولو جروب غيزو، لان الحمد لله هاد الاخوان الزملاء اللي خداو المشعل من بعدنا كيشرفونا جدا، ومشاو بعيد بطب العيون بحيث انه وصلنا للاكتفاء الذاتي فيما يخص العلاج على امراض العيون بصفه عامه. ما بقينا كنصيفطوا حتى شي حد للخارج باش يتعالج على عوينته، صوف الا بغى هو من دايته لراسو من ماله الخاص. هذا من فضل ربي، وبالاخص نقولها صراحه ابتداء من سنه 2000 فما فوق، في عهد الملك محمد السادس الله ينصره ويطول له عمره ويحفظ لنا. يعني الطب بصفه عامه وبالاخص طب العيون مشى بعيد، وهذا شرف كبير وكيشرفني وكنقولها واللحم كيتبولش، لان ما نقولش هاد التلاميذ، هاد الاساتذه الكرام اللي في جنبي راه كيشرفوا الوطن، ويعني وكاين اخرين وراء الستار كيشتغلوا بجد وحاملين المشعل. بدينا حنا درنا واحد الحجره في هذا البناء ديال تخصص طب العيون، وهادو كملوا عليه وغادي يجيو اجيال اخرى يكملوا. هذا من فضل ربي. هذا من فضل ربي، وكنقول ان الحمد لله الرساله اديناها، وكنتمنوا الله كامل التوفيق. لان الاستاذ بيمكي اللي في جنبي هذا يعني عنده صيت عالمي، وكذلك السي البقالي واخرون لا يسع الذكر الوقت لذكرهم جميعا. هذا من فضل ربي. الحمد لله. سي بليزير. فالشكر للجميع، والشكر للاستاذ ديالنا الاستاذ اقناو، اللي احنا ملي دخلت بدايه انا والسي بالمكي يعني هذه 30 سنه كان نعمل القدوه ونعمل الاستاذ ونعمل التضحيه. وحنا هنا كنشوفوا بعض الصور من المسار ديال الاستاذ بروفيسور حسن اقناو، اللي كان عنده يعني كان الدور ديال الاستاذ، الدور ديال المربي، الدور ديال المدير، لانه اشتغل كمدير مستشفى اختصاصات البلاء الحسن، يعني عطى اكثر من جهده باش يحسن المردوديه ديال المستشفى. انا عارف عنده علاقات بالجنوب العزيز المغرب وبالتفراوت يعني بالمناطق اللي مشينا لها، ومشى للصحراء المغربيه، مشينا مع وفود يعني للصحراء المغربيه الداخله للعيون. فهو يعني هو طبيب ومناضل واستاذ وباقي كيناضل، يعني باقي بالنسبه لنا
مثال ديال التضحيه وديال الكرم وديال العطاء. فيعني سميت اطباء العيون، سميت الجمعيه ديالنا المتواضعه، والصديق ديالي الاستاذ بروفيسور بالمكي اللي حتى هو كما قال الاستاذ اكناو استاذ جامعي وكيأدي المهمه ديالو مستشفى الشيخ زايد، وعنده واحد الدور ديال القوافل اللي كتنقل في المغرب، يعني الجمعيه المغربيه للتضامن الطبي اللي تقريبا وصلت المغرب كله من شماله الى جنوبه ومن شرقه الى غربه. ومن قل من شرقه فانا ديك النهار مع السي هشام يعني توعدنا انا وياه باش غنمشيو لشرق المغرب ان شاء الله، وهو السي بالمكي باش السي هشام حتى هو يعني ندخلوه في هذا لا بروميس ان شاء الله باش نمشيو للشرق ونقوموا ان شاء الله بحمله يتسمح الظروف الصحيه للمغرب، نمشيو لشرق المغرب، نمشيو مناطق اخرى باش نقدموا يد المساعده للمغاربه. فانا الكلمه ديال نعطي كلمه للسي بالمكي قبل ما يعطي الكلمه للسي هشام باش يختم هذا الحفل هذا. في الحقيقه يعني انا مفاجاه بالنسبه لي انه نكون هنا مع الاستاذ ديالي، لان اول نهار اللي حطيت رجلي في مستشفى الاختصاصات كنت التعيين ديالي كان في الوحده ديالو، وكان عقل كيفاش كان كياخذ بيدنا وكيفاش كان كينصحنا وكيفاش كان كيتكلم لنا على الامل ديالو، باش انه كنا في واحد الوقت لا شيروجي فيتريوريتيان كان الحلم ديالنا انه كان الانسان ملي كيدير ديكولمون دريتين كنا كنبقاو نفكروا لانه الوسائل التقنيه في ذيك الوقت ما كانش كتسمح باش لنا الانسان يدير ظروف. كان الحلم ديالو هو ان هذه العمليه هذه، وهنا كنشوفوا الاول ميسيون اللي كنا درناه مع واحد الجمعيه امريكيه واللي كانت من بين الاهداف ديالها هو جراحه الشبكيه، جراحه الشبكه. فما يمكنش الكلمات تشكرك استاذ على كل شيء داك الشيء اللي كديروا، والتقدير اللي عندي لكم الله يحفظكم. ويعني هذا تقدير يعني من تلميذ لاستاذه، وتقدير يعني نابع من اعماق القلب، وما عمرنا غنقدروا نشكروك على داك الشيء كاع اللي درتي معنا. شكرا بزاف استاذ، وهذا اقل شيء اللي يمكن الانسان يديره في حق الاستاذ ديالو. الله يكرمك. كنشكر كذلك السي هشام القروج اللي في الحقيقه هو كيشرف المغرب وكيشرف المنطقه الشرقيه، والحمد لله شق الطريق وعطى واحد المثال للشباب، واحد المثال ديال انه من جد وجد. وهذا هو يعني المثل اللي خاص الانسان يتبعه ويحاول باش يوصلوا. كنشكروا لانه هو في هذه المرحله هذه يعني هذا الدعم ديالو كيشكل واحد الدفعه قويه للعمل الجمعوي في ميدان العيون، وان شاء الله بالدعم ديالو غنقدروا نديروا بزاف ديال الاعمال مشتركين ان شاء الله مع ريزو، مع الجمعيه المغربيه الطبيه للتضامن، باش نقدروا نوصلوا للمناطق اللي هي نائيه واللي هي محتاجه اننا نردوا نديروا فيها اعمال حملات طبيه. شكرا لكم. نعطيو الختام للسي هشام باش يختم لنا كلمه. لا انا غير اللي نقدر نقول واللي نبغي نقول سي كو انا بدوري كنشكركم، وكنشكركم بزاف على هذا ترخيص ثقافه الاعتراف. فهذا الشيء في الحقيقه وفي بعض الاحيان كنجاهلوا في بلادنا للاسف. دونك هذا الشيء اللي درتو دكتور ودكتوراه ما هو الا قليل في حقهم وفي قليل داك الشيء اللي عطاوه لبلادنا، وسورتو وراء الستار. يعني داك الشيء اللي شفت في لي فيديو، داك الشيء اللي شفت في لي فوتو. دونك دكتور جزاكم الله خيرا. داك الشيء اللي درتو لبلادنا وداك الشيء اللي درتو لشبابنا والشيوخ والناس اللي كانوا محتاجينها. فكيف قلتي الحمد لله بلادنا يعني فيها طاقات خارقه للعاده. انا غادي نعاود لكم القصه نتاعي في ظرف 30 ثانيه الا سمحتوا لي. شاركت في 3 الالعاب الاولمبيات، يعني شاب طموح جا من بركان، مدينه في ذاك الوقت ما كانتش معروفه. با الوالد نتاعي كان كيبيع لي ساندويتش كاسكروطه، اوكي مطعم صغير، كان كيجتهد وكيكافح من اجل تربيه الابناء نتاعو ويؤدي لهم الحاجيات نتاعهم. يعني تقريبا بحال 90% ولا 98% نتاع المغاربه انذاك. ولكن كان الحلم نتاعي
والهدف نتاعي هو التمثيل للبلاد نتاعي ونحطها في اعلى القمم المحافل الدوليه عفوا. دونك هذاك الثقه وذاك الرغبه اللي كانت عندي كانت داخليه، يعني كان داك الشيء روحانيه. وبهذه الكلمات كنحاول يعني جو ترانسمي هذه الكلمات هادو باش الاخرين، داك الشباب الاخرين اللي هما في الطريق ان شاء الله باش يولوا حتى هما يحققوا الحلم تاعهم، اما في الرياضه اما في الطب اما في ميادين اخرى، يحسوا بهذا الشغف هذا. دونك انا ذاك كانت من المستحيل تحلم، من المستحيل تحلم في ذاك الاواخر تاع الثمانينات، وسورتو من بعد الفتره تاع سعيد عويطه. يعني كان من الصعب في مدينه صغيره تقول غادي نمشي ندير الرياضه باش نحقق. مشيت بديت كنهيئ، دزت واحد العدد الاشواط، مشيت للالعاب الاولمبيه الاولانيه. دارني تور جو طامب، دارني تور جو طامب. دونك داكشي تبخر بحال داكشي غريب وقع في فراكسيون دو سكوند. كتلقى راسك في الارض من بعد 8 سنوات انت كتشتغل وكتجتهد، ا مومون دوني داكشي كلشي مشى. 4 ans après, avec la même passion, avec le même engouement, même travail, même défi, même passion, etc. Même amour pour mon sport, je suis allé encore une fois à Sydney, alors que la veille de la course, j'ai déclaré à mon partenaire, قلت ليه حسين الروح اللي كتغديني باش نقدر نغدا نجري ما كايناش، اللي ابسونت، وغدا غنخسر لا كورس. Il y a 4 heures قبل les Jeux Olympiques, قبل la finale olympique. Vous ne pouvez même pas imaginer à 4 heures avant la finale، يعني 10 سنين وانت كتسنى هذا الحدث من بعد الخساره الاولانيه، وانت غادي تمثل بلادك في سيدني في au bout du monde. OK, avec un décalage de 12 heures ou 13 heures، 30 مليون انا داك ولا 32 مليون كتسنى، ولا فاي الليله كتقول للبارتنر نتاعك غدا غنخسر. هذا شيء غريب. علاش؟ لانه كانت واحد لا كونيكسيون، وكان واحد الروح، واحد لا كونيكسيون ما بيني داكشي داخلي والسبور نتاعي. دونك encore une fois 4 ans après في la même في l'année olympique de 2004، اللي كلشي كان كيتسنى على انه خصني نربح في ذاك النهار، à 3 mois ou 4 mois، en janvier 2004 بالضبط، في le 11 ou le 12 janvier 2004 j'ai déclenché une allergie pifrane où il faisait moins 4 moins 5 pendant l'entraînement, pendant ma séance d'entraînement des 4. Je déclenche un problème d'asthme, un problème de respiratoire. من janvier حتى تقريبا juin ما خليتش مكان في اوروبا وما خليتش طبيب ما شفتو شيء. دونك القصه من هذا الشيء هذا اللي نبغي نقول هو انه بلادنا فيها طاقات، وغير هذه الطاقات بعض الاحيان كتكون ما عطيليهاش القيمه اللي كتستحق. 3 شهور وانا كندور في التياير، ما خليتش لوبيتال دو تولوز، ما خليتش لوبيتال دو اوبيتال ديو جو بونس اللي بقيت عاقل على الاسم تاعو، اوبيتال ديو دو باري، دي زوبيتو ا جنيف، ما كانش الطبيب اللي ما شفتوش شيء في الخارج. وفي الاخير الله سبحانه وتعالى لقاني مع واحد طبيب بروفيسور من خيرات البروفيسورات اللي عندنا في المغرب، اللي هو دكتور ايوبي سعيد، اللي ربي الله سبحانه وتعالى كيف تلاقوا جوج الارواح تلاقاو و فراكسيون دو سكوند داكشي تلاقينا 30 سكوند، والله سبحانه وتعالى جاب التيسير الحمد لله. ومشيت لي جوز اولمبيك يجي غاني لي ميداي اولمبيك. برافو انكرويابل. وفي الاخير كفاءه مغربيه، طبيب مغربي هو اللي داواني، وبفضل الله سبحانه وتعالى مشيت لي جوز اولمبيك 3 mois avant. جيتي ميم با سور واش غنمشي لاتين و نو. برافو برافو et bravo surtout à professeur Ayobi et à toutes les compétences marocaines. En tout cas, je vous remercie du fond du cœur. Tout ce que vous faites pour nos patients et pour les gens du milieu. سلم لي على الوالد والوالده، وبقى بار بهم بحال اللي كنعرف عليك. الله يبارك فيك. يدوزوا عندي ويدوزوا عندي
شخصيا كل واحد اسمه من العائله ديالكم كاملين، وسلم عليهم بزاف من عندي. هذا شرف كبير ملي سمعتك الوالد كيف كان في الاول ديالو وعطى بطل في المستوى ديالك. نتمنى الله اننا نشوفوا ابطال اخرين، وتبارك الله عليك السي هشام. الله يبارك فيك بروفيسور. والجمعيه نتاعنا غتكون سعيده وفخوره تشتغل معكم ان شاء الله يد في اليد باش نأديو ولو الواجب ونديو ولو الشيء القليل في المنطقه نتاعنا ان شاء الله. شكرا، هذا كروم بليزير. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا السي هشام، جوج البطل ديالنا والمفخره ديال البلاد، مفخره المغرب. وكما قال السي هشام باش نختموا، المغرب فيه كفاءات وفيه رجال ونساء والحمد لله، فيه يعني من الخير ما هو موجود. وغنختم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. والشكر للجميع وبارك الله فيكم. شكرا. شكرا.